sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque hier soir, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a plaidé coupable pour fraude fiscale et détention illégale d'armes. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a réagi à cet accord de plaidoyer en disant que si vous êtes le principal adversaire du président, le ministère de la Justice essaie de vous mettre en prison, et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un accord de faveur. En clair, cet accord permet de faire taire un petit peu toutes les critiques qu'il y avait à l'égard de Hunter Biden, mais on a envie d'aller plus loin. On a envie de comprendre ce qui se passe avec cette affaire Hunter Biden. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Non, bravo, vous avez trouvé tout mon renseignement. Ou maman, il m'a dit que vous n'avez pas. À chaque fois que vous avez mansaka, c'est une kabatufe. On nous dit pas deux. Eh, tu vas le faire. Tu vas la voter, tu vas voter. Tu vas voter. Voter sur la mansaka, va voter. Il y a bongo, il y a bongo. On nous dit que moya, moya. Il y a bongo. Tofa na telefone. Tofa na telefone. Bafungule. Usifungule mula. Kwanza pole pole. Unafilma pole pole. Na explain pole 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 pole. Kwanza filma pole 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 pole. Mkaba ujishe. Pole 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 pole. Asanja mbeo. Kwanza batosha, kwanza batosha. Unafilma pole. Angalia hapa. Hata kaibe mama leo sana. Battez-moi. On a filmé bien, on a filmé que ça, mon ami. On a filmé. Oui, il y a 5 000 francs. Et tu peux me voir qui Sema. Unjo hivi sasa, unjo riba. Kana chini. Mwe baba mavu, hapa watoto walifanya mnaweka msaki. Mujibu walifanya, mwikale pale wote pale. Hapa watoto wote waliingia masaki ndio nini? Mseme sasa. Maman. Se fait recadrer par une meuf qui dit les termes. Tu es une femme, depuis d'ailleurs tu as une bouche sale et tu veux mettre ton Dieu dedans, tu n'as pas honte. Va faire des ablutions avant de mettre ton Allah dedans. Espèce de non, mais franchement c'est quoi ça? Que tu l'as pour parler. Calme-toi s'il te plaît, Bassem. Ok, maintenant, j'ai compris. Bassem, calme-toi. Tu sais pourquoi tu m'as même pas laissé finir ma phrase? Quand j'ai dit, vous faites la guerre sur les réseaux, quand je parle de femmes bleues, de Roro, vous faites la guerre sur les réseaux parce que personne vous invite au restaurant. Vous avez pas de rendez-vous. Mais on en a rien à foutre ton restaurant. Mais pourquoi il parle de restaurant depuis tout à l'heure, bordel? Mais on en a rien à foutre. Élève un petit peu le truc, s'il te plaît. Restaurant par-ci, restaurant par-là. Nous sommes pas des michetonneuses. Hein. Si tu as l'habitude de rencontrer des michetonneuses dans ta vie, nous sommes pas des michetonneuses, nous sommes pas là à gratter des restaurants matin, midi, soir, très cher. Arrête de nous parler de restaurant. Depuis tard, tu ne parles que du matériel. On n'a rien à foutre du matériel. Reste focus, reste dans le sujet. Merde alors. Voilà. Mieux, et on va revenir sur ce que cet accord a de choquant et sur le dessous des cartes. On va s'arrêter sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque hier soir, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a plaidé coupable pour fraude fiscale et détention illégale d'armes. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a réagi à cet accord de plaidoyer en disant que si vous êtes le principal adversaire du président, le ministère de la Justice essaie de vous mettre en prison, et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un accord de faveur. En clair, cet accord permet de faire taire un petit peu toutes les critiques qu'il y avait à l'égard de Hunter Biden, mais on a envie d'aller plus loin. On a envie de comprendre ce qui se passe avec cette affaire Hunter Biden. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y avait le son? Je suppose que oui, parce que s'il n'y avait pas le son, vous auriez déjà dit. Bonsoir Kachopa, comment ça va? Olivier Ben, comment ça va? Benelli, comment tu vas? Waouh, ça fait un bail toi. Tu m'as retrouvé. Nozo 77. Free Ourminde, comment tu vas? Nuage magique, Otep, Desnia, comment ça va? Mhm. Vraiment, les amis, merci d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, le son est correct, parfait. Alors, je vais commencer avec une capsule concernant la franc-maçonnerie. Je vais l'entrecouper parce qu'il y a des éléments que je vais rajouter. Il y a des échanges que je ferai. J'ai été victime de l'influence de la franc-maçonnerie dans un procès. J'ai été victime à plusieurs moments de ces entités. Donc, personne ne peut venir me dire que simplement les réseaux francs-maçons sont sains. Personne ne peut venir me dire ça, moi. Il y en a qui se font avoir. Oui, on peut comprendre. Ils ne savent pas. Ce sont les maçons du ventre, comme on dit. Les maçons de l'opportunisme. Hein, des opportunistes. Bon, on peut comprendre. Il y a des gens également qui sont tout simplement des entités qui le veulent. Voilà. Et ils veulent le pouvoir à tout prix. Et moi, je me suis retrouvé à constater que j'avais affaire à des réseaux maçonniques. Il m'est arrivé d'échanger avec quelqu'un une fois qui m'a ri au nez et qui me dit « Essaye toujours, tu ne peux rien me faire. Essaye toujours. » Et je le regardais et je rigolais. Et je disais « Tu vas voir ce qui va t'arriver, pauvre con. » Aïe, 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 aïe. Mais il me l'a fait à l'envers. Dites-vous bien une chose. Quand vous avez affaire à ces entités-là et qu'elles ont le bras long, ça n'aboutit jamais. Jamais. Même si vous avez raison, ça n'aboutit pas. On peut même vous condamner. Puisque là, ce qu'ils appellent justice, c'est un outil à leur bras. Il faut comprendre que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est inversé. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Quand ils vous disent justice, comprenez l'inverse. Quand ils vous disent amitié, comprenez l'inverse. Quand ils vous disent fraternité, tout ce qu'ils vous disent, comprenez l'inverse. Et donc, moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Et c'est là que je me suis dit, tiens, les gens parlent de la franc-maçonnerie sans savoir que rien que au niveau des influences, le réseau d'influence, ils ne sont pas sur la justice. Ils sont dans, tu es frère maçon comme moi, allez, on en a rien à foutre de l'autre, même s'il a raison. Tu as violé ses enfants, on en a rien à foutre. Tu es frère maçon comme moi, c'est bon. Les marchés, tout. Je vous avais décrit le mécanisme qu'ils utilisent au niveau des ONG. C'est le même mécanisme qui est utilisé au niveau de la franc-maçonnerie. Et donc, aujourd'hui, je vais utiliser une capsule d'Alexandre Le Breton sur les témoignages que les uns et les autres ont eu à faire. Je vais entrecouper ça des éléments complémentaires et de mon propre vécu. Voilà. Donc,
Quand on parle des choses qu'on ne connaît pas, on est dans la... Quelle est l'expression que je peux utiliser? On est dans l'imaginaire, mais ce n'est pas le mot que je voulais utiliser. On est dans la spéculation, mais ce n'est pas le mot que je voulais utiliser. On est dans les enchères. On enchérit. On ne sait pas. Donc, voilà. Mais quand on parle des choses qu'on connaît, ce n'est plus la même chose. Les enfants abusés par les réseaux maçonniques. J'en ai vu. Des scènes qu'ils faisaient avec des gamins qui criaient la nuit. Que je vous avais dit, on était passé une fois. Et on entend des bruits. On passe la seconde fois. On appelle la police. Et c'est la police qui nous dit qu'on n'a rien à faire là. Ça va très loin. Donc, je vous demanderai de partager, s'il vous plaît. Et chacun parmi vous est appelé à liker parce que cette vidéo, il y a de fortes chances qu'elle soit saquée directement. Voilà. Donc, on va commencer avec la première capsule. Ensuite, on va revenir sur les Biden. Et entre deux échanges, entre deux témoignages, je rajouterai des éléments que j'ai également. Je vous avais fait une capsule que j'avais intitulée « La franc-maçonnerie disséquée ». Cette capsule a fait l'objet de censure à chaque fois qu'elle est sortie. J'ai beau la diminuer, la rétrécir, la découper. Donc, il y a des éléments là que je serai obligé de vous relater simplement pour compléter certains témoignages ici. On télécharge avant. Allez, c'est parti, à tout de suite, les amis. I was abused by my Freemason father, who was also a Rosicrucian and a member of the Golden Dawn sect. He wasn't just an abuser of children, a perpetrator of sexual abuse and ritual sexual abuse. He was a murderer, and I was a witness to that. If you think Freemasonry is a charitable organisation, sorry, you need to learn the truth. Les francs-maçons seraient des gens qui seraient des pédophiles, qui auraient monté des réseaux. On passe d'une dénonciation de la pédocriminalité qui est légitime, qui est normale, à finalement des théories qui s'appuient sur pas grand-chose. Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best, because it stays in the family. Vous savez, on est élevé tout simplement avec le silence, pour que surtout rien ne sorte. I open my eyes, look around. I stand up, I walk, yes I walk. Can't see the sky, but I feel, well I feel alone. See a flower crown and the sun up in the sky, all around is full of life, though I feel alone in my mind. Ce que c'est qu'un pédosataniste, oui. Pardon, mais depuis tout à l'heure... Les francs-maçons pédocriminels, ça m'intéressait un petit peu, puis je me suis dit, je vais refiler le tuyau à Fabrice Gouel. Là, au moins, il y a des affaires sensibles, à mon avis, pour 3 ans avec ce truc. Franc-maçon ou franc-maçonnerie, qu'est-ce que ça vous évoque? Antichrist et complot. Je pense tout simplement que c'est servir le malin.
Les francs-maçons? Ouais. C'est quoi ça? Les Illuminati, tout ça là. Les satanistes. Eux, c'est des bâtards. Hein. Ils sont en train d'adorer le diable. Ah, donc les francs-maçons, ils adorent le diable? Oui. Donc ils sont contre Dieu? Oui, c'est contre Dieu. Franc-maçonnerie, c'est contre Dieu. Les francs-maçons, vous savez, cette secte sataniste qui cherche à dominer le monde. Vous en pensez quoi, vous? Tous les maçons qui viennent pour participer à un réseau sont déçus et quittent la maçonnerie. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de secret. Pas de secret. Pas de secret. D'innombrables jeunes et moins jeunes croient des manipulations ourdies dans les ténèbres par une secte plus ou moins monstrueuse, maléfique. Et il y a des braves gens qui croient cela. Alors il faut dire et redire que ce genre de représentation, de fantasmes, non seulement ne repose sur rien, mais qu'en plus ça nourrit les plus grandes exterminations des temps modernes, de la chasse sorcière jusqu'au nazisme. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Damit zu einem Thema, das so unfassbar ist und gerade deshalb ist es so wichtig, darüber zu berichten und aufzuklären. Starker Tobak. Kleine Kinder werden durch Mind Control, so nennt man die schreckliche Methode, so weit gebracht, dass sie weder Schmerzen spüren noch irgendeine Regung zeigen, wenn ihnen sexuelle Gewalt angetan wird. Rituelle Gewalt und organisierte sexuelle Ausbeutung von Kindern. Ein Thema, über das wenig berichtet wird, nur selten gelangen Informationen an die Öffentlichkeit. On n'était pas du tout dans des réseaux satanistes, c'était pas ça du tout l'histoire. Mind Controls. Ein Fall, der vor 20 Jahren Schlagzeilen macht, ist der des Kinderschänders und Mörders Marc Dutroux. Bis heute ist nicht bekannt, ob er ein Einzeltäter war oder einem Netzwerk pädophiler Kinderhändler angehörte. Eben solche Netzwerke sind es, die bei der Tagung der österreichischen Jugendamtspsychologen im Mittelpunkt stehen. Es wird von einer gezielten Abrichtung berichtet, die Kinder darauf trainiert, sexuellen Missbrauch und Gewalt willig zu ertragen. Die Methode nennt sich laut der Sozialwissenschaftlerin Claudia Ignay Mind Control, also die gezielte Spaltung der Persönlichkeit. Also die haben Experten, die ganz genau wissen, welche Form von Gewalt man wie anwenden muss, damit bestimmte Spaltungen entstehen. Zu ermitteln, wie viele Kinder von dieser Form der Gewalt betroffen sind, ist schwierig. Nur wenige Betroffene schaffen es nach jahrelanger Therapie, darüber zu sprechen. Es ist ein Tabuthema und bleibt deswegen meist unter dem Radar der Kinder- und Jugendhilfe. Et loin de moi l'idée de vouloir porter caution à quoi que ce soit de ce style. Mind Controls. The majority of Masons join and undergo rituals and rites that seem to have no meaning. It is only when they enter the highest levels, the circle within a circle, if you will, that the secret knowledge is shared as to what the organization and its rituals are really about. This knowledge is imparted to a select few who achieve 32nd degree status or higher. What these rites are and what this secret knowledge is has yet to be proven. The Masons are one of the most prominent links between victims of satanic ritual abuse. Victims of SRA are in effect victims of MK Ultra experiments in childhood. Literally thousands of people from different parts of the country who have never been in contact with each other are telling essentially the exact same story. That as very young children,
These people were forced to participate in satanic ritual abuse, including child rape and ritual sacrifice. The consistency of the stories, the links to MKUltra and satanic ritual abuse, seemed to be a fantastic story at first, but victim testimony is very consistent, and the association of both programs to high-level Mason members has been repeated many times. Many of the personalities involved in the original MKUltra experiments were high-level Masons, including Dr. Sidney Gottlieb, Dr. George Estabrooks, Dr. Ewan Cameron. How were you chosen to be in the MKUltra program? Glenn Lewis wants to know. I was chosen to be in it because I was born into a multi-generational incest-based family. My father had been sexually abused and ritually abused. My mother had been sexually abused. My grandfather ran a Blue Masonic Lodge. And so the multi-generational aspect of that abuse being passed down from generation to generation meant that I would be born more compliant and easily led. So that's what ultimately made me a target for MKUltra mind control. So my father's sexual abuse of me extended into child pornography. He was trafficking me to my grandfather's Blue Masonic Lodge, to the politicians there. I was targeted because I was born into a multi-generational incest-based family. And the Hitler-Himmler research had proven that that would make me a prime candidate or a chosen one for the MKUltra program. When you have multi-generational trauma, after 3 generations, it starts to become autogenic. And one strong factor for that example would be pedophilia. When a child is abused prior to age 5 while their brain is still forming, the brain automatically compartmentalizes that event so the rest of the mind can function normally. The Masonic lodges were a secret society where they had the secrets on mind control and the effects of trauma on the human mind. And they would place people in certain key positions in society. I think it's pretty well understood that if someone was Mason, they would get the good job, you know, or whatever in local communities. Local law enforcement, local politicians, they were part of that Masonic Lodge. And Ford, because he knew those secrets, because he was involved in MKUltra mind control. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy, all through the use of chemicals, radiation, drugs, hypnosis, electric shock, isolation in tubs of water, sleep deprivation, brainwashing, verbal, physical, emotional, and sexual abuse. I was exploited unwittingly for nearly 3 decades of my life, and the only explanations given to me were that, quote, the end justifies the means, and, quote, I was serving my country in their bold effort to fight communism. I can only summarize my circumstances by saying they took an already abused 7-year-old child and compounded my suffering beyond belief. The saddest part is, I know for a fact that I was not alone. There were countless other children in my same situation, and there was no one to help us until now. Did you feel that the doctors were deliberately creating dissociation with you? Yes, they knew that I could dissociate from the beginning, so they just caused me to dissociate even more, because the more you split, the easier it was to hide what they were doing. In other words, you can only split, they can't make you split.
They can't make you dissociate, but they can create the circumstances that they know you will. If you're able to dissociate, you will. You'll do it. Like the trauma I just described, like sending me out to a Masonic lodge for a party. They would send me out, and you knew something horrible was going to happen. I mean, they knew something horrible was going to happen to me. They knew that I would split, that someone would be created just to take whatever happened that night. And probably that's all they would do. And then they would go back and, go to sleep, become dormant. And these are the shadows that I was talking about that have integrated. Once they gave me the memory of, say, that experience, then they integrate. But so they create the circumstances to make you split and split and split. And the more you split, of course, the less chance you have of ever healing. The more crazy you're going to sound if you ever do go to a psychiatrist or a therapist, because there was always that chance that I might get away from them and seek help from someone other than the good doctors that I knew already. There was always that chance, so they had to make you seem as crazy as possible. And of course, the more alters you have, the more bizarre you're going to seem to people. I would remember first the incest stuff, the stuff at home. And then it would gradually go from that to the ritual stuff. I went to a couple of Masonic parties at a lodge that was located right near the research building. It was a research building for animal experiments in New Orleans, and it's still there, as a matter of fact. I've been back there, and they sent me there sometimes for certain tests or for experiments. And there was a Masonic lodge right around the corner from it, and they sent me to a couple of parties there. And these people they go crazy at these parties. And these men, they just get drunk and, they just pass you around, and it's horrible what they do. Was it sexual abuse that was going on, or other kinds of abuse at these parties? Yes. They'd make you perform sexually. They'd make you watch other people perform. I mean, they would have everything you can imagine, even bringing in the animals. And you had to watch, it's just as bad as having it done to yourself. Sometimes watching is just as worse. I mean, just as bad. Watching it being done to other children? Or yeah, especially if it's people younger than yourself. You're a child, and you have to stand there and watch a little kid who's half your age being tortured or raped or whatever. I mean, that's just as bad as having it done to yourself. And when you remembered this lodge, did you make attempts to verify if it was where it was? And yeah, we went there. Mm-hmm. We went to the lodge and talked to people. It's not a lodge anymore. It's a public health building, actually, now. But yeah, we talked to people that had been there, and they said, yeah, it was a Masonic lodge at one time. So Valerie and I went there. We went to Camp Nichols. Police say they broke up a drug-fueled sex party at the Masonic Temple in Battle Creek. Our sources described the scene as out of control, and they did arrest people. Police sources told us the first officer to walk inside was shocked to find a couple performing a lewd sex act right in front of him, along with multiple nude women, drugs, and men videotaping it all behind these closed doors. Now, I know you've spoken about the involvement of the Masonic Lodge or some members of the Masonic Lodge involved in or being allegations towards them of being perpetrators of ritual abuse. Can you talk about how you first received this information? Well, early on in my research, when people were coming forward with accounts, some accounts appeared about deviant Freemasons. That is to
say some of the people making allegations were indicating that their fathers had been Freemasons, and that somehow their alleged abuse they thought was connected with the lodge or Freemasons. Occasionally, abuse accounts, if they were true, and I can't say that they were definitively, but if they were true, seem to have occurred inside Masonic lodges. I remember lots of strange abuse happening at these strange gatherings, almost like parties for them. And how old were you? Below the age of 12. As a child, I also experienced ritual abuse at camp. It sounds implausible because it was designed by the abusers to sound implausible. In my experience, these abusers specifically choose to do things that are unbelievable so that the children they do it to are not believed. So do you have other memories of experiences at this Masonic lodge in Surbiton? Yeah, I also had memory of like a children's paddling pool, and then I was hanging by one leg lowered into the water and my head smashed against the floor. It caused a lot of confusion. Yeah. We met a few years ago, and through that friendship, we've discussed the abuse that we experienced both in our family homes, but also by groups in the UK. And what I find most interesting and disturbing about that particular form of abuse, it's a known practice by these groups because it disorientates and confuses a child. Then to combine it with near drowning, which is another well-known ritual abuse technique. And again, people might think, that sounds wild, this ritual abuse concept sounds ridiculous, I don't believe in that. Well, actually, the US government used the same method. They call it waterboarding. What is most shocking and disturbing about that particular memory for you is that almost exactly the same thing was done to me by a different group in England in an entirely different location. I find that very, very upsetting because it suggests to me that these practices are both widespread and formulaic. They're designed, someone's designed these specific processes to traumatize and then compartmentalize children so that they are subjected to torture, they're programmed, and then they're unable to recall that programming because part of themselves that were subjected to it is split. Yeah. On the same topic of drowning and spinning, other things happened with this Masonic group in this other location. And I also remember being taken there one evening with other children, going into the pool, swimming pool there. Another drowning exercise was performed on me, so threw me into the pool. I was tied up and my dad saved me to make the connection of him as like a trusted person, even though he was the one perpetrating the abuse. Yeah, again, this is a known abuse technique. If listeners are curious in researching these ritual abuse techniques, you'll find that there's a whole selection of different things that abusers do to condition responses, particularly fear responses in those they abuse, and also to create a dependency. And that's where you subject a child to extreme torture and then you save them. And then you create what's called essentially a double bind. So the person who's tortured you has now saved you, and you feel a strange and deep allegiance to that person because they have saved you. But the contradictory piece of information is they put you in the position where you were almost killed. This is often used in conjunction with drowning. So often abusers will near drown someone and then will rescue them at the last moment. I mean, this is known more broadly as like Stockholm syndrome, where essentially someone starts sympathizing with their captors or their abusers. But this is a more acute version of that, where it's not simply an empathy with the abuser through proximity, but where the abuser actively tortures someone, then apparently saves them from that torture. And as a result, creates a very strange and deep and unsettling allegiance where you feel like your savior is also your torturer. This is a well-trodden method of manipulating people. And again, it might sound like new information to many listeners. I would suggest that's because many powerful individuals wish you to remain ignorant of what is done. And I mean, on the theme of drowning, one evening a group of other men took me to the River Thames in Richmond along the riverbank and just dropped me in the water. So I don't think there was any
attempt there. I don't think they had any attempt of wanting me to survive that. So I just remember sinking down to the bottom of the water, going into quite a timeless state, and being there, it felt like an eternity. Concept of time gets very distorted there, and I just remember at one point, like feeling like there was a choice there whether I wanted to stay alive or whether I wanted to die. But it seemed very peaceful on the other side, and everything seemed much more peaceful than existence in this earth. Yeah, and I don't know how. I mean, I think if you're in this kind of emergency near-death experience, I think somehow you just have powers that you don't normally have, and just managed to get rid of the rope on my foot and swam back to the surface. And I feel like it was a big shock for the men in this cult, and especially to my father. I think everyone thought that I was going to die and that they just got rid of me now, but they hadn't got rid of me. And I came back to the surface, and there was my dad, and then he just threw me back into the water and then raped me in the water. So that now I just have a horrible memory of being abused again in the water. And then also having pictures taken on the riverbank, and a white night dress. I was only about 7 again. Did you feel like at the time there was anyone you could talk to about what was happening? No. Did you feel like you could go to the police? No. Why was that? Because I was abused by a police officer. Mm-hmm. Yeah, again, because if I told anyone... Because people don't want to believe that so authority extreme. is so corrupt and that people can abuse people in such extreme ways. So you were raped by a police officer, and this was after an experience of being prostituted as a child, and this was also in Richmond in London, I believe, because you've talked to me about this before, but it was an experience that took place above a shop in Richmond. I remember being taken there when I was a child by my father, of course, and prostituted. There were loads of little girls and boys being undressed, putting like a dog chain around their necks and led into small, disgusting rooms where sick people would come and pay. This is on the floor above the Russell and Bromley shoe shop in Richmond. Your observation was that a group there was prostituting children. Yeah. And that people were entering the space, adults were entering the space and paying to abuse children in rooms. But you sensed the abuse was ongoing, and this place was... It felt like my father took me there to make money from me. There were other parents who would just take their children there to make money. It's not really your responsibility to answer this question, but I wonder if you had any feelings about why it was that parents would be doing that to their children. I feel like they're sick and they have no empathy, and they just completely focused on money and power. I think more deeper reason is that they've probably been through the same conditioning when they were children, and that they've been so extremely abused that they have no recollection of how it felt like to be abused like that. So they're just repeating this abuse onto the next generation. But I think because they've completely detached themselves from the feelings of being a small child and completely identified with being an abuser. So after you had the experience of being prostituted with other children in the space above the shoe shop in Richmond, what happened? My father took me and another little boy who was also being prostituted there down back steps, down an alleyway, and took us to the police station. Basically pretended that the little boy
was lost. It seemed like some big club, some network that they were all part of. Seemed very friendly and familiar with the police officer, and then the police officer took us both and abused us, and then made the little boy abuse me through his hands. So yeah. You were prostituted. Your father then took you to a police station where you were then abused by a police officer that he seemed to have some foreknowledge of. They seemed to be part of the same group. Yeah, I think at this point it's interesting for me to say, and I advise listeners to do their own research into this. There was a survey made of the British police force a few years ago, and the survey asked the question, are you a member of the Freemasons? And 2/3 of those police officers refused to answer the question. 2/3 of those police officers refused to answer the question. I guess that's some indication of how many are. Yeah, I mean, I feel like there's definitely a network of these abusive groups. There's also the Freemasons Lodge Brighton, and I also have other memories in Brighton and other institutions, a bed and breakfast, a fish and chip shop, where there was also abuse happening. I feel like there are internet groups or places where people involved in child abuse are able to seek out locations in different towns to be able to abuse children. You felt through your experiences of being abused at these different locations that there was a network, that there was an organised group. There were just so many different locations. So there were 3 different locations that were Masonic temples and Masonic lodges. There was the one in Surbiton, there was the one in Brighton, and there was the big lodge in London, in the centre of London, where I had another memory which was very extreme. Yeah. Okay. Would you be okay describing what happened in the lodge in central London? But it's very central in London. I think it's the most central lodge, the biggest one. There was a ceremony happening. There were little boys actually, mainly, and me, and they were all wearing their long, stupid costumes. There was a ceremony, drinking blood. There was sacrificial animal on an altar at the front. The worst thing about the ceremony was that there was actually a sacrifice that happened. They basically wanted all the children to come up, basically put a knife in this poor little boy's heart and kill him. I just remember being in this line, and then as soon as I got to the altar, I just ran away. I hid under a bench shaking, and I just kept hiding and protesting, and they'd try and drag me back there, and I'd kick and scream, and I wouldn't participate. I just remember seeing that. And because he had done nothing wrong. But I'm glad he could go to a safer place. Sure, he feels they were very strong for speaking out about what you saw happen to him. Most people never speak out about what they've seen, so thank you. Yeah. Why do you feel that they made all the children stab this boy? I think they wanted to really confuse children, and I still have this confusion now a lot of the time, and that they want to make you feel guilty, and they want to make you feel like you were the one that was doing the abuse. They want to put all the guilt and all the feelings that the abusers feel onto you, so that you feel scared to ever speak out, because once it's hard enough going through the abuse that they subject you to, but then if you suddenly are made to participate in something that you absolutely would never want to do, you feel responsible, and you feel like, oh my goodness, I'm turning into an abuser.
why I would never want to do this, but I've done something that I would never want to do. And I think it creates a lot of doubt, prevents you from speaking out because you feel like you're becoming an abuser. That's been my understanding of it as well. They call it forced participation, where essentially an abusive group forces those they're abusing to participate in the abuse, often as children, and often involves sacrifice in different forms. We can see it in war with child soldiers. Boy soldiers are enlisted at a very young age into groups in some countries. Then they're trained to kill, essentially ritual abuse, where they're disconnected from their emotions and their humanity. And then they participate at a very young age in the murder of other humans. Also, on this same day during this ceremony, the Masons would pair off with the little boys and me, go to different rooms behind the main altar in the back building and be raped and abused. My uncle, who was also there, he was the one who took me into a room and raped me. That was pretty normal, yeah. So your uncle was participating in the organisation as well? Yeah. And he had been abusing you outside of the Masonic lodge at other times? Yeah. Yeah. So both your father and your uncle were part of the Freemasons organisation, and they would supply you to other members of the Freemasons who would abuse you and force you to participate in rituals, which included the murder of a child. Yeah. Would like to say that, again, this is something that's not unusual in these ritual groups. They use these methods specifically to confuse, disorientate, and split children. Yeah. Just remember on another occasion being in a graveyard and I had made friends with a little cat that lived in the graveyard. It was a little Wilbur cat and it was black and I loved the little Wilbur cat and we were friends and the cat Wilbur was kept in cages all the time, and at one point my father forced my hand to kill Wilbur, and of course it's not something that I would ever want to do. Like, I loved Wilbur, but I mean, he stood behind me and forced my hand to kill her. So he killed her through me. And this is another known ritual abuse technique, that the abusers will encourage a child to befriend an animal or another child, and then they will force that child to kill the animal or child that they befriended, specifically because this breaks a very deep bond. And it was done to me. So I know the experience and I know the technique very well. It's not done offhand. It's not been dreamt up on the spot. But to create a situation where a child befriends and deeply loves another being, whether that's a cat or another child, and then to force that child to kill that other being, creates such a deep wound and such a deep conflict in the child. The sense of guilt and confusion is overwhelming because the child feels responsible and the child is told that they're responsible. And again, for me, it felt very organised. It didn't feel like this was a random group of people casually acting out some weird abuse they weren't fully conscious of having experienced themselves. It felt like it was designed. It felt like it was well organised and designed. And your experiences seem to echo that. It's interesting to note how many of your experiences involved the Freemasons and these Masonic groups. Yeah. Is there anything that you would say to other survivors who might be listening, who feel like it's difficult, if not impossible, to speak out? I've sort of realised for myself that I think, the law enforcement and any form of power in most countries is so corrupt that I don't
really trust these organizations. I feel like it's so worthwhile to remember and to speak out, because there is a higher form of justice, and I just feel like, I mean, for the sake of those children that lost their lives, and just for the sake of good, because it's something that you can feel in your heart. There's always a difference between the feelings that they create in you by making you commit acts like murder or things that you would never do. You feel bad and you feel guilty and you're responsible, but when you actually listen to your heart, that's your true self, and then you know that you would never do something like that. And I think it's just important to trust that side of this, that's your true nature. Yeah, I would tell those survivors like me and you that it is okay to speak out, that many of us are speaking out. You maybe don't hear our voices as much or as loudly, because a lot of the ways in which we might reach you through television or radio or newspapers are owned by very rich organisations who have a vested interest in this information not reaching you. But don't be confused, there are many of us out here, and there are many of us speaking out. And if you want to speak out, then do. There's enough of us doing it now for there to be strength in numbers. At this point, I'd like to say thank you to our listeners. If you've made it this far, then you've been very brave, because this is a very difficult topic to hear about. Because most people do not want to know what power and authority does to retain power and authority. They do not want to know what happens to children, because many of them had the same experiences or similar experiences. They do not want to reflect or remember that, because it's extremely painful. It's also extremely difficult to remember. Our society does not support the remembering process. Our society supports the forgetting process. So I want to thank you, friend, for everything you've spoken about today, and for your strength and for your courage. La France n'est malheureusement pas à l'écart de ces problèmes posés par les réseaux pédophiles. Un jeune homme de 26 ans, Samir, vient de raconter sa terrible histoire dans un livre qui vient de paraître. Dès l'âge de 12 ans, à Paris, il a été victime d'une secte satanique, torturé puis violenté pendant près d'une dizaine d'années. Lorsqu'il avait à emprunter ce couloir, Samir savait que l'horreur était au bout. À l'époque, il n'avait que 12 ans. Mais depuis un an déjà, il subissait dans sa chair les fantasmes de véritables bourreaux. Viols répétés, séances de torture, ici en plein Paris, rien ne lui a été épargné. Il ne pouvait pas vivre sans torturer des enfants. Au départ, ça se passait par des rituels, par des cérémonies, et après ça finissait en orgie. Une orgie, c'est-à-dire? Une orgie, ça finissait par des actes sexuels. Et puis il fallait faire l'amour avec des adultes, quoi. Plusieurs adultes? Plusieurs adultes, ouais. En même temps, il y avait plusieurs enfants? Il y avait plusieurs enfants, oui. The Hermetic Order of the Golden Dawn, littéralement l'ordre hermétique de l'aube dorée, plus communément appelée la Golden Dawn, est une société secrète ou école à mystère, consacrée à l'étude des sciences occultes. La Golden Dawn a pris naissance dans l'esprit de trois amis francs-maçons, William Wynne Westcott, ami de Madame Blavatsky, Samuel Liddell Matters et William Robert Woodman. Westcott s'occupant des enseignements kabbalistiques et rosicruciens, tandis que Matters se consacrait à l'enseignement de la magie. En 1901, un scandale, connu sous le nom de l'affaire Horos, a éclaboussé la Golden Dawn. Frank Jackson, sous pseudonyme de Theo Horos, et sa femme Loletta Jackson ont été accusés du viol d'une jeune fille de 16 ans. À l'époque, le juge a conclu que le couple avait utilisé les rituels de la Golden Dawn pour l'exploitation sexuelle de mineurs. Notons que l'Ordo Templi Orientis OTO, sous-structure de la Golden Dawn, a également été dénoncé comme étant un véritable réseau pédocriminel. La psychologue australienne Rena Michelson avait déclaré, selon ses sources, que cette société secrète était un réseau de pédophiles dont les membres pratiquent les abus rituels impliquant de la magie sexuelle, du contrôle mental basé sur les traumatismes et la production de pédopornographie. En 1995, l'OTO a été répertorié comme secte luciférienne dans un rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les sectes en France. Dans son livre « L'enfant sacrifié à Satan », le journaliste Bruno Fouchereau écrit «
En Italie, à Rome, l'existence d'un groupe de l'OTO pratiquant des viols d'enfants dans ces rituels a été dévoilée, ce qui fit scandale, car la jeunesse dorée de la ville y participait, ainsi que des avocats réputés. L'enquête de Bruno Fouchereau rapporte le témoignage de Samir Aouchiche, victime d'une secte paramaçonnique nommée Alliance Cryptène. Voici un passage du livre qui relate le déroulement d'une cérémonie de la Golden Dawn impliquant des enfants et à laquelle Aouchiche aurait participé. Enfin, ils arrivent dans la salle. Là encore, le décor a changé. Les murs sont maintenant tendus de tissu noir, les néons sont éteints et des halogènes éclairent la pièce indirectement. Un immense triangle mauve est dessiné sur le sol et une sorte de damier a été posé en son centre. De chaque côté du triangle, deux espèces de colonnes d'environ 2 mètres se dressent telles des obélisques. L'une est noire et blanche, l'autre rouge et verte. Au fond de la pièce, face à l'entrée, sur une sorte d'estrade, encadrée de 4 candélabres, 2 gros fauteuils rouges et or. 5 à 6 enfants sont là, certains visiblement accompagnés de leur père ou de personnes qui leur sont proches. Un petit garçon d'environ 6 ans, qui refusait de lâcher la main de son père, reçoit une gifle monumentale qui l'envoie rouler au sol sous les rires des adultes, visiblement ravis par le spectacle de ce garçonnet à moitié assommé. Samir n'en croit pas ses yeux. Les adultes sont vêtus de façon singulière. La plupart portent de grandes saies blanches, certaines sont vertes et rouges. D'autres sont tous habillés de cuir, d'autres sont torse nu mais portent un masque. Ils sont une vingtaine à tous arborer des tenues hétéroclites. Tous sont agglutinés près de la petite pièce attenante à la salle. En l'occurrence, elle semble servir de vestiaire, car les hommes et les femmes en sortent tous avec une tenue plus ou moins bizarre, alors qu'ils y étaient entrés en tenue de ville. À jouir l'arc est là aussi, drapé dans une scie rouge. Sur sa poitrine est dessiné un énorme triangle mauve bordé de noir et surmonté d'une croix blanche. Son visage est masqué, mais Samir connaît trop bien ses yeux pour ne pas le reconnaître. Une musique de messe retentit et, entre guillemets, l'empereur, suivi du commandeur, se dirige vers l'estrade. Pendant ce temps, Stirlaro s'affaire et prépare sur des plateaux d'argent de grandes lignes de ce que Samir apprendra plus tard être de la cocaïne. Ondatom saisit le bras de Samir pour le guider, avec les gagneuses et les autres enfants, devant l'estrade où tous se mettent en rang. Les adultes se répartissent avec une sorte de bonne humeur grivoise sur les côtés du triangle face aux colonnes et à l'estrade. Pendant que les plateaux passent dans l'assistance, Ondaton et le chinois déshabillent sans ménagement les enfants. Certains sanglotent, d'autres se protègent le visage comme s'ils s'attendaient à recevoir des coups d'un instant à l'autre. Les conversations vont bon train. Un homme qui porte un masque rouge se déclare sensible aux fesses de Samir. Une femme habillée d'une saie blanche n'a d'éloge que pour les gagneuses de Stirlaro. Pendant le discours de l'empereur, Ondaton, un ciboire en cuivre à la main, a fait boire aux enfants une gorgée d'un liquide rouge amer. Tous ressentent alors rapidement la même chose. La tête leur tourne. Ils ne sombrent pas dans la conscience, mais ils sont pris, soudainement, dans une sorte de brouillard. L'empereur continue. « Portez la bannière à l'est ». Ajouilarque prend l'étendard en question et va le placer sur le mur est de la pièce. Il représente une croix dorée avec un T blanc sur son axe, qui est aussi le centre d'une étoile à 6 branches formée de 2 triangles, l'un de couleur rouge, l'autre bleu. Commandeur, portez la bannière à l'ouest. Le drapeau de l'ouest est un triangle or sur un fond bleu avec une croix rouge en son centre. Samir voit ces bannières comme à travers un brouillard, mais les symboles qui y sont inscrits marqueront son esprit à tout jamais. L'empereur lève ses bras vers le ciel et ferme les yeux pour mieux se concentrer. Il semble bénir les enfants. Infusez dans ces jeunes êtres la vigueur et la pureté, vous qui êtes les maîtres des puissances élémentaires que vous contrôlez, et que ces jeunes êtres puissent rester un véritable symbole de la force intérieure et spirituelle de notre ordre. Ce rituel est l'un de ceux de la Golden Dawn, et semble être celui auquel Samir a été le plus souvent soumis. Samir n'entend presque plus les paroles de l'empereur. Il a l'impression de tomber, d'être pris dans un tourbillon. Tout tourne, les visages se mélangent, et c'est à peine s'il entend le commandeur déclamer « Les corps de ces enfants sont le pain que nous partageons. Ils scellent nos liens et, par notre sexualité enfin libérée du joug des oppresseurs judéo-chrétiens, nous nous purifions. Nous réintégrons le plan sacré des chevaliers célestes de l'ordre de l'Alliance cryptène. Le sexe et tous les plaisirs de nos sens sont la seule loi à satisfaire. Servez-vous, mes frères, au nom du prince notre Seigneur, et l'honneur à Tulé. » Le commandeur a joint le geste à la parole et a relevé sa saie, laissant apparaître un sexe dressé. Il s'approche d'une petite fille d'environ 12 ans, qui sanglote depuis le début de la cérémonie. L'enfant résiste à peine. Déjà, des hommes et des femmes se sont écartés pour se livrer à leur jouissance. D'autres saisissent des enfants. Samir se sent palpé, retourné, puis sombre dans une sorte de coma éveillé. Une insensibilité totale, comme si tout cela n'était pas vrai, que son corps n'était pas son corps, comme s'il n'était qu'un observateur de cette odieuse réunion. Ich halte das persönlich eher wirklich für organisierte Gewaltstrukturen,
die auch einen großen Umfang haben. Also nach dem, was mir die Mandantinnen berichten, gibt es wirklich weit verzweigte Täterkreise. Ich bin Ellen Engel, bin Rechtsanwältin für Strafrecht in Berlin. Seit ungefähr 15 Jahren mit dem Thema ritualisierte Gewalt vertraut nicht, aber im Laufe der Zeit habe ich mir dazu eine ganze Menge Wissen angeeignet und viele Mandantinnen und Mandanten getroffen. Ich habe eine Vielzahl von Kindern vertreten, die durchaus fantastisch anmutende Dinge erzählen, und diese Dinge sind tatsächlich so, dass sie immer wiederkehren. Ich habe beispielsweise ein Geschwisterpaar vertreten, das schon seit einigen Jahren aus der Herkunftsfamilie herausgenommen worden war, weil dort anscheinend schlimme Dinge passiert sind. Und das kleine Mädchen lebt in der Nähe von Wolfsburg und der größere Bruder lebt ganz oben in Norddeutschland, und die beiden haben sich auch seit Jahren nicht gesehen. Ich habe beide vertreten, beide wurden vernommen in Strafverfahren. Und beide haben sehr identische Dinge erzählt zu ihren Erlebnissen, die aber für jemanden, der sich mit diesem Thema nicht auskennt, klingen wie Fantasiegeschichten. Da ist dann die Rede davon, dass irgendwelche Wölfe oder grüne Drachen ihnen Schlimmes angetan haben, dass jemand ihnen einen Stock in den Popo gepiekst hat, dass sie rote Götterspeise essen mussten und danach sich nicht mehr so richtig erinnern können, was passiert ist. Das waren Dinge, die gleichlautend waren bei diesen Kindern. Und mit den Kindern hat es aber trotzdem nicht dazu gereicht, dass eine Anklage geschrieben werden konnte, weil eben einfach die Aussagen solcher Kinder, die so fantastisch anmuten, ja keinen Beleg dafür bringen, dass den Kindern tatsächlich etwas Schlimmes passiert ist. Und diese Kinder sind einfach nicht in der Lage zu sagen, es war in dem und dem Jahr, an dem und dem Ort und die Täter sahen genau so aus. Wenn das stimmt, was die Kinder erzählen, und viele Kinder haben es übereinstimmend geschildert, dann ist es möglicherweise so, dass tatsächlich die Täter Kinder gezielt verwirren, um eben deren Unglaubwürdigkeit darstellen zu können. Es gibt sehr häufig Videos und Fotos, die hergestellt werden, die ausgetauscht werden untereinander, die angeblich im Darknet gehandelt werden. Und diese Beweismittel sind natürlich auch Beweismittel, die die Täter stark machen, weil sie damit natürlich auch die Frauen in der Hand haben. Das ist in der Tat immer eine große Sorge, die die Mandantinnen haben. Sie berichten häufig davon, dass sie selbst schlimme Straftaten begangen haben. Dennoch ist diese Angst in den Mandantinnen groß, dass, wenn sie etwas zur Anzeige bringen, dass dann auch ihre eigenen Tatbeiträge von der Staatsanwaltschaft angeschaut werden. Und da gibt es aus meiner Sicht dann aber bei Personen mit dissoziativer Identitätsstörung das Problem, dass die möglicherweise gar nicht schuldfähig waren im Zeitpunkt der Taten. Ich habe schon die unglaublichsten Geschichten gehört, die ich nicht glauben wollte und auch nicht glauben konnte, weil es wirklich so schrecklich klang. In sehr vielen Fällen gibt es beispielsweise ärztliche Atteste, die beweisen, dass den Frauen in den Fällen wirklich schlimme Gewalt widerfahren ist. Ich habe eine Mandantin, die hat immer wieder in ihren Geschlechtsorganen schlimmste Verletzungen gehabt, und durch Besuche in Krankenhäusern wurden dort auch Scherben beispielsweise rausoperiert, und die Ärzte gehen davon aus, dass das nicht selber zugefügt worden sein kann, diese Verletzungen, sondern dass das tatsächlich eine Dritteinwirkung gewesen sein muss. Also natürlich ärztliche Atteste sind immer ein toller Beweis. Dann gibt es ganz häufig schon alte Therapieberichte aus der Kindheit von Mandantinnen, aus denen man vieles herauslesen kann, wenn man so etwas zu lesen weiß. Und letztlich mache ich mir aber auch immer ein sehr genaues persönliches Bild von den Mandantinnen. Sehr häufig ist es natürlich so, dass die Frauen, die zu mir kommen, sich auch nach wie vor noch in diesen Kreisen bewegen. Und da gibt es auch immer sehr viele loyale Anteile in diesen geschädigten Personen.
I couldn't put the pieces together because I didn't have the correct verbiage to make it understandable. But when I first heard you talk about non-state torture in 2004, the pieces started coming together for me, and I felt much, much calmer and much more able to tell my story about what had happened to me. Even after 1992, I still struggled to make it explainable as to what had happened. And all of the things that had been used, treachery, lies, costuming, electrocution, confinements, beatings. We weren't, at that time, we were barely able to mention the words incest, much less torture. I was speaking torture, but even the people I was speaking to did not understand or have the terminology. They really thought I was crazy. Jeanette is a social worker and a ritual abuse survivor who brought legal charges against her father, alleging that he had brutally tortured her as a child and teenager. Her father was a Boy Scout leader, church deacon, a master mason, and executive director of the National Board of Boiler and Pressure Vessels Inspectors in the United States. And in this position, he was responsible for overseeing inspections for all nuclear power plants in the U.S. Jeanette's father attempted to plea bargain in pleading guilty to a misdemeanor of facilitating child sexual abuse and an award of $50,000 to Jeanette, which she refused. And just as she was extraditing her father from Ohio back to Kentucky to face trial, he died suddenly. After his death, I heard that the Masonic Brotherhood went up and did some rites at his funeral. Gee, I couldn't go, but they were there. And so I called the Masonic Lodge that he'd been a member of for 40 years because I wanted some documentation for my own self. And sure enough, and I called and told them I was the dutiful daughter, and I'm so sorry. And so I got back the documentation that Mr. Blank of blank address was a member of Jeffersontown Lodge number 774 in blank, Kentucky, date of birth, blah, 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 blah. He entered his first degree in the Masonic Lodge on February 1965, made the second degree in February of 66, and made Master Mason in March of 1966. Within 1 year, he went all of those degrees. Gee, how is that possible? I don't know. But I got that. Is there a correlation? Well, in this case, for this particular lodge, I believe there is some collaborative evidence there. And that is that there were 2 other cases that had been prosecuted and convicted, 2 perpetrators from the same Masonic Lodge to which my perpetrator had been a member of for 30 plus years. Is there a correlation there? Gee, do birds of a feather flock together? How was the process initially that you started remembering your abuse, and how much time had passed since the abuse ended? Well, my last hands-on abuse by my main perpetrator, my father, the last incident of abuse occurred when I was 24 years old. So ongoing from early childhood all the way till I was 24, the process of remembering is the old off-again, on-again process of remembering, but only remembering certain incidences or having flashes, like viewing a faraway video that sometimes became clear and sometimes was fog-covered. I really started getting a lot of my memories and flashbacks at age 28 when I met and married my husband. Was there certain things that triggered flashbacks for you, or did they come? How did they come? Well, I have an idea about how that happens. I think, for me,
that when I married my husband, I was then in a routine, day-to-day relationship with someone, in an ongoing, regular sexual relationship with someone, my husband. And what prompted me to enter therapy was shortly after I got married, I was sitting on the bed in our bedroom, and my husband sat down beside me, and he simply placed his hand on my leg, on my knee, and I had a flashback, and I started breaking things. I was just rageful. And it was almost like I blacked out when I did this, or what I know now to be a switch. And after this, I thought, oh my God, what is going on? I have to do something. Little did I know there were parts of me that throughout the years had gone to other therapists trying to get help without my knowledge. So you had gone to therapy for other things that were happening in your life before the age of 28 then? Yes, but I did not know they were going to a therapist and talking about incest. They actually had approached therapists. And most of the time, from what I now understand, is that most therapists at the time, in the early 80s and prior to that, even in the 70s, they weren't dealing with issues of incest, period. Can you talk about what age you think your abuse started by your father, and what kind of things happened? There were various types of abuse, but as a young child, I didn't have enough food to eat. That was a result of plain old neglect. It was not because there wasn't enough money to provide food. It was because of neglect. The abuse, the different types of abuse. One vivid memory that I had, that I've also drawn pictures of, that I also reported to my police detective in the course of prosecuting my father. I was hung upside down with ropes from rafters in the garage. It was an unattached garage beside our house. I still have the scars on my ankles from this. I was threatened with a welding rod. I was penetrated with an object upside down. Other types of abuse would be simply just being in bed, taken from my home, taken out of bed, raped. It could be any time of the night. It could be with people I knew or did not know. Now, when you say ritual abuse, what do you mean by that? What I mean by ritual abuse is severe physical, mental, spiritual abuse at the hands of multiple perpetrators. I mean abuse that is taken in a context of not only a spiritual or religious belief, but abuse that is very hard to define as why, which all victims ask ultimately, why? It is abuse that is torturous. It involves torture. It involves threats of torture. It involves threats to your person, to your very being of your soul. It involves threats to humanity. It involves threats to persons that you hold dear. It involves threats to your pets. Do you have any indication, or some of these other perpetrators that were outside of your family, what was the relationship to your father? Some were known to him through his fraternal organization. Some were known to him through his religious organization, which I definitely feel
He never belonged to the religious organization. It was simply a way to procure more victims. I was not his only victim. I was not his only victim in our family. He had multiple victims outside of our family. When I revealed to one of my father's relatives, his only remaining direct relative, this relative revealed to me that she had been raped by two of the same family members that had raped me as a child. I was able to document at least 3 generations. The police also had photographs and access to the site where I was taken as a child in the context of ritual abuse. The evidence existed. Not only did my main detective investigate and believe me, I had other police officers that supported me, that accompanied me to approach the district attorney. Did you feel that specifically the Masonic context had anything to do with the ritual itself? Was there Masonic elements to the ritual abuse? I don't necessarily feel that there was. I feel that birds of a feather flock together. I feel that his cohorts in his fraternal organization, as part of their joining in an abuse of me, were because they were all pedophiles, simply pedophiles, regardless if they were practicing Satanists, regardless if they were a member of a fraternal organization, regardless if they were a Boy Scout leader, regardless if they were a community figure, regardless if they worked for state government, regardless if they worked for federal government. What is indicative to me underneath all of this is the fact that these are persons that commit crimes against children of the most hideous nature, crimes that are sadistically violent. I think that he and others attempted not only to sadistically abuse me, but to split my mind, into as many pieces, to split my personality. As a matter of fact, my sister remembered my father calling me by other names. She wondered, why was she being called by these other names? He definitely knew of my alter personalities. Do you think he this sounds a lot like the deliberate creation of multiple personalities with the mind control, government-funded mind control experiments. Did you feel that your father had knowledge of these kind of techniques, or he just picked up somehow that you did have multiple personalities and then continued to use that against you? I have not completed all of my research, especially concerning his military career and any connections there. From what I know now, I would find it very remote that he would have known this on his own, the capacity to induce this. However, I do believe that, not only do I believe, I know that organizations, whether we want to call them Satanist or whether we want to call them organized pedophile clubs, whether we want to call them mind control, are very much aware of multiple personality defense systems. They definitely know about it, and they seek to create it as a way to keep their abuse of the victim hidden. They use this in a manner that protects their identity. So as I and all parts of me being abused, horrible sadistic abuse, could get up in the morning and go to school and function and come home and live with these perpetrators. Did your father threaten you, just outright threaten you if you told anybody? Absolutely, yes. He threatened me
not only verbally, but he threatened me with a welding rod. A welding rod is an item that's hot enough to melt metal. Specifically choose to leave out the ritual aspects of the abuse in the court, or did you somehow want to work that in? Definitely left it out. Because there were no statutes against ritual abuse, it was clear that the courts would not proceed under a statute that did not exist. First-degree rape, whether in the context of ritual or organized abuse, rape is rape is rape. That's a crime. Used in force, it was a felony crime. Used by your first-degree relative, it is incest. How do you think, if you did introduce testimony regarding the ritual abuse aspects, how do you think that would have been received by the court and the jury? I think it would have been very difficult, if not impossible. However, the players behind the scenes, that is, the district attorney, the police officers involved in my case, my own personal attorney, including persons in the Kentucky Attorney General's office, everyone knew it was a ritual abuse case. People were very much sure of the case, and this is what it was because of the really vast amount of collaborative and not only collaborative but evidence that I had, and also supporting testimony from other victims. My name is Ellen Lachter. I am a psychologist in private practice in California, published in the subjects of ritual abuse and mind control. These mechanisms are: 1. Coerced harm under direct torture. 2. Organized criminal terrorization. 3. Sophisticated psychological manipulation of victims' dissociated identities. The contexts within which extreme and sadistic abuse occurs are: 1. Ritualistic abuse, that is ceremonial or systematic abuse or torture, usually beginning in childhood by multiple perpetrators to gain long-term or lifelong control of victims' minds and behavior for furtherance of the abuser's spiritual, criminal, ethnic hate, religious hate, or political objectives. 2. State-sponsored torture, including government-sponsored mind control projects, such as the CIA's MKUltra program, torture of political prisoners, training of military special forces operatives and espionage agents, and training of child soldiers. Have you yourself, Doc, ever been involved in anything really heavy duty where it traces back? And I mean, I know you can't say a whole lot, but have you ever traced back some of this stuff? I mean, it is ritual abuse. It means it is persistent, it's repetitive, and have you ever traced it back to powerful figures? Oh, well, oh my gosh. I will say that I've heard so many credible reports of a lot of Masonic, a lot of horrible abuse happening within Masonic lodges, and there are a lot of powerful people obviously connected to Masonic lodges. That I do believe that a lot of ritual abuse happens within Masonic lodges. Now, I am not saying that all Masons by any means are practicing evil. I don't believe that. But in fact, I have actually no way of knowing how much the ritual abuse that happens in Masonic lodges is actually somehow part of the structure of Freemasonry versus how much it's people who are using that for their own proclivities, you know. So, but quite a few survivors that I find highly credible claim that their abusers were important Freemasons.
And you've focused on specific issues with your releases of the Stone Angel information package. Maybe we could talk about the different issues that you've released and what they focused on. Yeah. Initially, it was and personal descriptions of having gone through cult ritual abuse. And then we began to realize that a great percentage of the survivors had also been involved in Masonic cult ritual abuse. Their grandfathers were Masons or Shriners, again, in different parts of the country. And we started looking a lot more closely at that because it seemed to be a common thread. Mm-hmm. And once the presidential hearing had been conducted in Washington in 1995, and the survivors of childhood mind control experimentation came forward with their testimony, and that became part of the public record, we were then able to we were then able to publicly come forward with the information about the mind control experimentation that had been described by certain survivors, and the military connection began to come in there. And again, the Masonic was also a common thread. Research has been conducted by Dr. Stephen Kent, a sociologist at University of Alberta, on cult practices, deviant religions, and it is the focus of his work that the Masons seem to be the secret society who come up over and over again whenever cult practices are disclosed by survivors or investigated by researchers. We certainly brought the Masonic information forward, and we paid for that in lots of ways. The mind control experimentation wasn't addressed directly at that time. There were private conversations about it that went on at the gathering. I put a few small advertisements in the Globe and Mail, notifications about the upcoming conferences, and just the 3 or 4 words describing it, the Masonic connection generated phone calls and letters from survivors across Canada who described themselves as being Masonic survivors living in terror. And they were invariably the daughters of Masons or Scottish Rite Shriners, the daughters of Masons. And they began describing, again from all across Canada, memories of what could only be described as mind control experimentation. So those fragments began to come forward back then in November 94. Now, there was some public statements about the Masonic involvement in ritual abuse in the media at the time of the conference or shortly after, which they had a chance to respond, and they denied all the allegations that were being brought forth. Has there been further responses from the Masonic Lodge since the conference, and what or any further communication? There was a really well organized, what I can only call it, an attack by the Masons when the January portion of the conference was coming to the media's attention. And I'm going to speak about Thunder Bay because there was a great deal of media coverage here in the city about it. There was a fax campaign where the then Premier Bob Ray received faxes from Masons all over the province denouncing what the Stone Angels were doing in Thunder Bay. I had messages left on my answering machine at that point, day after day, from Masons and wives of Masons in northwestern Ontario, including a call from the wife of a Mason up in Moose Factory, and also the publisher of a newspaper in Dryden who refused to print the notice about the conference itself because her husband was a Mason. So she chose as publisher and editor of the regional newspaper to not let people in that part of northwestern Ontario that there was such a gathering. And
there was a big public outcry by the Masons that they were not allowed to come and attend our conference. And we were very explicit and very clear about Masons not being allowed to attend. Registration was closed to survivors and therapists and service providers. That's who it was designed for. And I received a series of calls from two particular Masons over a period of time here in Thunder Bay. One of them was a retired policeman, Peter Toohey, who also went on television denouncing what we were doing. And at that point, I was fairly naive. I didn't have access at that time to all of the information that was available throughout primarily U.S. publications, who had also been asking questions about the Masons. So I was operating in a bit of an information vacuum at the time. And I had come across some information stating that the Scottish Rite in the United States funded, out of their charitable donations, research on schizophrenia. I can remember reading that and thinking how curious and how chilling that the upper echelon within the Masonic secret society would choose to use their charitable monies to fund research on schizophrenia, which is very similar in some ways to the multiple personality disorder or the dissociative identity disorder, which is displayed by 99% of survivors of ritual abuse and certainly of mind control experimentation. Mm-hmm. And I very naively asked Mr. Toohey if he was aware that monies were being used for these purposes, and he very proudly told me that, well, yes, and here in Thunder Bay, all the money that the Shriners raised went to fund a research project on the study of schizophrenia at University of British Columbia. I found that very frightening and very chilling, that the money from this community in Northwestern Ontario, raised by this male secret society, would be directly funneled to a university on the West Coast. I was really quite perplexed by the appearance of Freemasonry in a fairly significant number of accounts. That is to say, I was not getting any allegations about other kind of philanthropic or civic groups. I was not getting accounts about Kiwanis or Lions Club or Knights of Columbus or Rotarians or whatnot. It was only deviant allegations about deviants involving Freemasons, sometimes in Masonic lodges. And my sense all along is that even if some of these allegations are true, ordinary Masons would be appalled at the material that I was hearing. But nonetheless, I was faced with a dilemma of trying to make sense out of what I was hearing. So I undertook an investigation of Freemasonry. I had already published an encyclopedia about Freemasonry several years earlier in the second edition of the Canadian Encyclopedia. So I had some background. And what I found is that related to Freemasonry are countless splinter groups. These splinter groups involve usually just men. Sometimes women get involved in traditions involving high ceremonialism, elaborate rituals, and so on. So, for example, if one goes back a couple of generations, one can even find Masonic connections to a group like the Solar Temple. These are people who I often call them ritual junkies. They love the pomp and ceremonialism that they see in Freemasonry, but they want to go farther with it. Freemasonry does not have a developed sense of a demonic figure in it. That is to say, there aren't these kind of rigid satanic versus God images that appear in Christianity. What I did find, however, was some
mentions of Lucifer, but more importantly, a sense in some of the upper-level rituals that God was a threefold character, Jah-Bu-La, Jah possibly referring to Yahweh, Bull referring to Baal, and so on. The Baal reference is a reference to pagan gods in the Hebrew Bible, Old Testament gods who required child sacrifice. So, ordinary Masons would talk about the god Jah-Bu-La and not really think too much about what they were saying, but it was plausible to me that Masonic deviants, these people I call ritual junkies, might see that in this god figure you combine both good and evil. You combine a higher god with a god who required child sacrifice. And so as part of my attempts to come up with a plausibility structure for why deviant Freemasons may be involved in these kind of allegations, I found a point of entry, you might say, in theology that would allow deviant practitioners to develop abusive rituals in the context of what they thought could be worship to a higher god. Now, the people making allegations against certain of these deviant Freemasons, do you have a sense of what positions they held within the Masonic Lodge organization, whether they were lower ranking or higher ranking Masons? I don't know for sure. I know that some of the people against whom allegations had been made, never proven, seem to be fairly high-ranking members. I also know that some ordinary members hear these allegations and they're in disbelief. These Masons see these allegations as being just part of a long tradition of persecution against Freemasonry because of secrecy and so on. Well, that's certainly not my intent. I have no axe to grind with Freemasonry. And once I got challenged on the Masonic issues, I started finding out that there are people right around North America who have also made allegations that they have been ritually abused by Freemasons. There are a number of organizations based in the States that specifically insist that deviant Freemasons had abused them. Indeed, in Canada, there's one organization whose leader is absolutely convinced that she's the survivor of deviant Masonic abuse. So when I was able to see that the accounts that I was getting were part of a large context, a large North American context, it became even more intriguing to me about the kind of specific allegations I had been receiving. I don't get the sense, though, from most of my informants that they have these kind of axes to grind about Freemasonry. They don't seem to be involved in these conservative Christian contexts. Many of them, I think most of them, have no interpretive context to place their own memories about the Freemasons. For them, they feel extremely isolated with these kind of accounts. They have no sense that other people in different parts of North America have made similar kinds of allegations. So I cannot place most of the accounts that I've received in a context of some sort of vengeance against the Masons. Do you feel that the people you come in contact with making allegations have any kind of knowledge of what Freemasonry is about? I certainly don't get that sense from people. Again, these are for the most part women, and as you know, women are excluded from Masonic ritual and practice. So it wouldn't be impossible for them to gain internal knowledge about Masonic rituals, but it takes some work. You have to go out and actively seek the information. So I just don't get any sense that these people have a vendetta, or at least most of the people have any kind of vendetta against Freemasonry. Now, within the accounts coming from the survivors, do
Do you get the sense that what they're telling you is in terms of the ritual, specifically Masonic? Are there specific Masonic elements to the rituals themselves that come forth? Some of the content of the ritual seems to take place in Masonic lodges. So many people talk about altars. Some people talk about black and white floors. Some people talk about pillars in the ceremonial area, and so on. You know, I've had some people who have these memories and try to get a context for them, and because their fathers were Masons, will actually try to get into Masonic lodges so they can look at them and see if the lodges have any semblance, similarity to what they're recalling. Again, ordinary Masons would be appalled at these kinds of things. I have absolutely no indication that any ordinary Masonic rituals involve anything even close to child abuse. It's in the deviance inside Freemasonry, and possibly some of these splinter groups that hold the most concern for me. It's entirely plausible for me to imagine, for example, that deviant Freemasons would pull some material from some of the extremist writings of Aleister Crowley, or take some of Crowley's statements about children and sex literally, or some of Crowley's statements about child sacrifice or human sacrifice, and take them literally and build rituals around them. The Crowleyites insist that Crowley was talking metaphorically, but if it's written down, any tradition is going to have fundamentalists and literalists, people who read it and think it's true and then act upon it. And, you know, I have some friends, not close friends, who are Masons, and, you know, this stuff just seems to be wholly outside of their experience. But I've got repeated accounts, and there are accounts similar to the ones that I've gotten right across North America. Il y a quelques années, le gouvernement australien a mis en place une commission d'enquête sur la pédocriminalité. Elle a rendu son rapport en décembre 2017. Tout comme la Civise en France, les enquêteurs ont recueilli de nombreux témoignages de victimes et survivants lors d'entretiens privés. I'm Peter McClellan, Chair of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Since we began, the Commission has been contacted by thousands of people. Our commissioners have heard hundreds of individual stories. Le site internet de la commission a rendu public de nombreux témoignages de victimes. Chose peu étonnante, nous y retrouvons de graves allégations concernant des groupes de francs-maçons. Le père de Bianca a commencé à la violer dès l'âge de 2 ans. À partir de l'âge de 5 ans, il s'est mis à la conduire dans divers endroits de leur ville où au moins 7 autres hommes l'agressaient sexuellement. Tous ces hommes étaient francs-maçons. Bianca se souvient de la canne maçonnique de son père, de son tablier et d'un livre qu'elle appelait le catéchisme des maçons qu'elle voyait chez elle. Bianca a calmement lu son témoignage devant la commission, décrivant les sévices sexuels que son père lui a fait subir. Elle a décrit avoir été maltraitée par d'autres hommes, en présence ou non de son père. Je savais qu'ils utilisaient du matériel maçonnique. Bâtons, cannes, livres, tabliers. Il y avait aussi un sac spécial avec des choses dedans, dira-t-elle. Les sévices ont cessé lorsqu'elle avait 11 ans. Bianca pense aujourd'hui que son père l'utilisait pour satisfaire ses hommes afin de monter dans la hiérarchie maçonnique. Betty déclare « Il y a une partie de moi à l'intérieur qui est vraiment en colère. Pourquoi les francs-maçons ne sont-ils pas exposés partout dans les journaux ?» Dès son plus jeune âge, Betty a été violée par son oncle. Ce dernier, membre de la franc-maçonnerie locale, l'emmenait régulièrement à sa loge où 3 autres pédocriminels francs-maçons l'attendaient. Dans un écrit remis à la commission d'enquête, Betty affirme que les sévices étaient sexuels, physiques et psychologiques. Des photos pédopornographiques ont été prises. Elle se souvient qu'on la faisait tourner d'une personne à une autre. Aujourd'hui, Betty a beaucoup de mal à se remémorer ses jeunes années d'une manière chronologique et cohérente. Mes mémoires sont des visuels, des odeurs, des sensations corporelles et émotionnelles, mais je n'ai aucun souvenir des voix ou du son. J'ai compartimenté les événements de mon enfance pour pouvoir y faire face. Je me souviens juste des gants. Du blanc des gants. L'un d'eux portait tout le temps des gants blancs. Les viols par ces 4 hommes se sont poursuivis jusqu'à ce que Betty atteigne la puberté. La veille de son 4e anniversaire, Arabella raconte comment elle a été emmenée par son oncle à une réunion de loge maçonnique lors de laquelle elle a été violée devant un groupe d'hommes. Arabella a été hantée par ce vécu durant des années, gardant le silence pour protéger ses cousins et craignant les francs-maçons actifs au sein de la police et de la justice.
Finalement, vers l'âge de 50 ans, Arabella a appris de la bouche de sa cousine que celle-ci avait elle aussi été violée par son père lors de réunions en loge maçonnique, des sévices qui se sont passés de l'âge de 2 ans jusqu'à sa puberté. Merrick décrit avoir été violé tout au long de son enfance par de nombreuses personnes, notamment par un ami de son père l'ayant emmené dans une loge maçonnique où d'autres hommes ont pris des photos de lui pendant qu'il subissait les sévices. Merrick pense qu'il s'agissait d'un sous-groupe au sein de la loge. I was abused by my Freemason father, who was also a Rosicrucian and a member of the Golden Dawn sect. If you think Freemasonry is a charitable organisation, sorry, you need to learn the truth. If you're a perpetrator, if you're a pedophile in this state, you are a protected species. And I know that from personal experience because I've outed many of them and none of them were charged, including my father, who was allowed to die a very comfortable death. And he wasn't just an abuser of children, a perpetrator of sexual abuse and ritual sexual abuse. He was a murderer, and I was a witness to that. Sadly, it's Freemasonry that controls a lot of what happens in our country. On the subject of SRA again, our Prime Minister, Scott Morrison's recently been under full-on attack by the mainstream media for daring to speak about ritual sexual abuse in his sorry speech way back in 2018. I move that the House apologise to the victims and survivors of institutional child sexual abuse. The crimes of ritual sexual abuse happened in schools, churches, youth groups, scout troops, orphanages, foster homes. But close observers of the process were taken aback by the use of the phrase ritual sexual abuse. Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. De toute façon, je reviens sur la capsule et je reviens vers vous. Donnez-moi une seconde. My father was a Freemason. He was a Satanist, a Luciferian, a Freemason, a Golden Dawn member. My father's grandfather was a man called Joseph Wright, who was the Grand President of the Grand Lodge, and I've been told that's a very, very high up Freemason. Now, my father's mother was an Order of Australia medal recipient, which is like an OBE. She was a JP. She was very high up in politics. So she, and this is going back, you know, when women didn't have any power. So she was a very powerful woman, probably because of who her father was. So I think that there's a family line there that sort of, it's very unlikely that my father would have been born into that family line and not have been abused himself. Right, so I grew up in Edwards. Tu peux dire bonsoir. Tu dis bonsoir, ce n'est pas où. Tu dis bonsoir normalement, les gens te regardent, disent que tu trouves bizarre parce que tu fais où au lieu de parler normalement. Tu dis bonsoir. Bonsoir les amis, Voilà. ça va? Tu dis bonsoir Olivier. Dis bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nuage Magique. Bonsoir nuage magique. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Katiopa. Bonsoir Katiopa. Bonsoir Chabani. Bonsoir Chabani. Bonsoir Kaina. Bonsoir Kalima. Bonsoir Chegou. Chergou. Bonsoir Chergou. Bonsoir Leila. Bonsoir les relâches. Alors, Ozeki. Ozeki. Voilà. Bon. Alors, merci beaucoup. Tu peux y aller. C'est bon, parfait. Je viens te mettre ce que tu voulais et tu manges. OK? À tout de suite. Bonsoir les amis. Je voudrais rapidement faire une petite coupure et revenir vers vous avec la capsule. On a ici là, à titre de rappel vraiment, on a ici la naissance de l'idéologie kémite. Je vous remets ça. Order of Ethiopia Lodge de Jabulon, on l'a vu, je viens de vous le montrer tout à l'heure. Jabulon, voilà, vous voyez ici. Alors certains disent que Jabulon c'est un des noms de Belzébuth. Voilà, voici Joseph Nathaniel Eibert.
Quand vous voyez l'accoutrement qu'il avait, vous voyez bien que c'était un initié franc-maçon, quoi. Il s'en cachait pas lui-même, et c'est un des fondateurs, un des premiers prêcheurs du rastafarisme, hein. Donc, Noble Drew Ali, on en était là. Alors, le gars, comme je vous ai dit, il est mort en 1929 et il a installé son temple en 1928. Un an après, il est mort, quoi. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit. Non, il ne parle pas le nom de Ali. Tu vois, on peut pas ne pas parler de Noble Drew Ali. C'est un précurseur au niveau du rastafarisme, bien sûr. Regarde, ils sont juste à côté. Oui, je sais qu'ils sont à côté l'un de l'autre. Voilà. Et j'ai même une autre photo où ils marchent à côté. Là, on le voit mieux. On a aussi des photos où ils sont à côté, oui, tout à fait. Léonard Percival Howell, hein, comme je vous ai dit, l'un des prêcheurs, les premiers prêcheurs de Rastafari, hein. Donc, on a vu Marcus Garvey et les liens qu'il avait avec Drew Ali, hein, et que son mouvement était fondé sur les enseignements de Drew Ali. Voilà, tu vois, le même gars, le Noble Drew Ali. Alors, le gars, souvent sur ses photos, il mettait cette main-là, comme ça. Et tu vois le chapeau, c'est le même chapeau qu'on trouve avec les Shriners. D'accord. Alors, je vais te montrer des photos de Drew Ali où, par exemple, tu vois, bon, là. Oui, avec la main, comment elle est posée, comment elle est mise, ça le symbole. Ça, c'est sa secte qu'il a fondée avant la Nation of Islam. Si tu veux, la Nation of Islam, ça découle de cette secte-là. C'est des gens qui ont, à la mort du gars, de Noble Drew Ali, des gens qui ont scissionné pour faire leur propre secte. Et la Nation Islam, elle est issue du Moorish Temple of America, Black Moorish Temple of Science of America. Bon, alors, Marcus Garvey, il y a pas. Voilà, regardez ce symbole, hein, vous voyez. Et ça, ce sont les Black Shriners américains. Donc, mais il y en a à Paris, hein. Ils sont habillés tous en costard, tu vois. Voilà. Donc, c'est quand même des mouvements. Alors, leur symbole, c'est ça. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est les Black Shriners. Mais il y en a à Paris, hein. Il faut savoir que quand vous regardez les Shriners, vous avez le président Truman, vous avez aussi Edgar Hoover, vous avez tout un tas de personnes qui étaient des Shriners. En fait, pour être un Shriner, il faut déjà être au préalable franc-maçon de 32e degré pour être déjà un Shriner. Bon. C'est une petite parenthèse et une petite dédicace, puisque visiblement, on a des gens qui sont un coup franc-maçon, un coup rosicrucien, un coup kémite, un coup abrahamiste, vous voyez, un coup bouddhiste. Et en fait, ces individus vous demandent de les suivre. Ils se battent pour vous. Vous parlez de Drew Ali, les gens vous disent Otep, Otep, Otep. Vous parlez de Marcus Garvey, c'est un dieu chez les Noirs. Il ne faut même pas dire c'est-à-dire commencer à avoir une intention de critique la moindre possible. Oublie. Voilà. Donc, moi, ma question, elle est simple. On est dans une lutte. On prétend lutter contre des gens qui nous asservissent et qui sont à l'origine de tant de violence. Mais on choisit qui est le bon franc-maçon, qui est le bon rosicrucien, qui est le bon bénébéricien, et ainsi de suite. Marcus Garvey, il est bon. Kémy Senois, il est bon. Les gens de la bibliothèque, là, ils sont bons. Voilà. On choisit quel est le bon franc-maçon avec qui on va aller.
en disant « Ouais, non, c'est pas la même chose ». Eux, ils sont entrés dans la franc-maçonnerie pour contrecarrer la franc-maçonnerie de l'intérieur. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Ce n'est qu'une parenthèse. J'ai des éléments que je vais envoyer. J'ai hésité tout à l'heure à envoyer une vidéo, mais c'est juste à titre d'information. J'ai déjà la vidéo. Je vous ai parlé d'une vidéo là que quelqu'un qui avait eu le procès avec les éditions Minebuc avait fini par filmer. Je l'ai déjà la vidéo. Et quand je dis ça, ceux qui savent qu'ils ont été filmés savent de quoi je parle. Mais je vais la sortir sur la télé. Parce que là, ils vont la couper. Ils vont péter la chaîne. Ils vont tout faire. Tous ces camitos nazis qui suivent ta mairie, ils vont venir dénoncer alors que je dis des vérités. Donc, j'attends la chaîne. Je vais vous montrer avec vos yeux les francs-maçons que vous suivez. Qui vous disent au tête tous les jours, au tête tous les jours. Parce que vous avez un porte-monnaie qui les permet de vous gratter. En fait, vous savez quoi? La douleur n'est pas assez grande. La douleur n'est pas assez grande. Ils me disent, il faut laver le linge sale en famille. Donc, quand il y a les francs-maçons qui font semblant d'être dans un combat soi-disant kémite, entre guillemets, qui est lui-même un mouvement franc-maçon, à la base, monté par des francs-maçons, il ne faut pas parler de ça. Parce que le linge sale se lave en famille. Il faut se taire. Il faut leur dire, oui les gars, mais c'est pas bien. Pourquoi vous êtes francs-maçons? Sortez de là. Allez dans vos origines. Retrouvez vos racines. Retrouvez vos cultures. Quand quelqu'un a son mari qui le trompe, on lui dit, il refuse de voir. Ou sa femme qui le trompe. J'utilise le mot tromper entre guillemets. Vous voyez? Ils ne veulent pas savoir. Toi qui es venu lui dire, tiens, regarde, ta femme, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, ou ton mari, il fait ça, il fait ça. C'est les mêmes à qui tu es parti donner l'information qui vont aller dire là-bas, ouais, tu as vu l'autre, il parle mal de toi, je l'ai trouvé là-bas, il était même mal habillé, il puait l'alcool, il commence à me dire, oui, il t'a vu avec si, vraiment, les gens sont jaloux, hein. Mais non, ma chérie, je t'ai déjà dit, ne les écoute pas, ne les écoute pas. Vraiment, mais non, je ne l'ai pas écouté, sinon je ne serais pas venu te dire. Hein? Tu as vu comment ils sont méchants, vraiment, et blablabla, et blablabla, et blablabla. C'est exactement comme ça qu'ils font avec ces gens-là. Et ils se font enculer. Pardonnez-moi l'expression. Pardonnez-moi s'il y a les enfants parmi vous, je suis désolé. Voilà. Ça sort comme ça sort. Hein? Et on encourage ça. La franc-maçonnerie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sauf quand ce sont les camitos nazis qui sont là-dedans. Tous ceux qu'ils considèrent comme des nazis là, qui détestent cela. Hein? Ils parlent du nazisme monétaire, non? Tous ces gens qui étaient dans le système nazi de Hitler là, ont été recyclés. Tous. Il y avait un qui était président de l'Union africaine. Il y avait un qui était, de l'Union européenne. Il y avait un qui était président de la NASA. Il y avait un qui était président de l'ONU. Il y avait un autre qui était... mais en fait, ils ont été tous recyclés. Et c'est les mêmes gens, c'est les mêmes clubs. Mais le nègre veut s'attacher à son Magus Cavé, à son... Voilà. Bref. Il faut qu'il s'accroche. Ouais, mais si tu tapes dessus, ils ont quand même fait un combat. Mais c'est comme si tu jetais l'eau du bain avec le bébé. Brûlez-moi tout ça. Vous savez quoi? Moi, c'est pas compliqué. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Je rêve que... Non, n'allons pas quand même jusqu'au rêve. Des gens comme ça s'attaquent directement à mes proches. Moi, je le chope physiquement, je les gorge.
Je redis encore, quelqu'un vient violer mon enfant ou quelqu'un qui est proche de moi. Je n'attends pas leur justice là. Je le chope, je le tue à petit feu même. Parce que c'est trop facile. Découper petit. Tout doucement. Tout doucement. Les gens, ils se plaignent. Oui, mais ils ont fait ça à mon enfant. Je te détruis. Même si je vais être déchiqueté demain, je te déchiquette. C'est-à-dire qu'avant de faire ça à mon proche, il faut d'abord m'éliminer. C'est ça d'abord qu'il faut faire. Il faut d'abord, moi, en premier, m'éliminer avant de faire ça à mon proche. C'est bien beau de dire, oui, on m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on a fait ça à ma famille, on a fait ci. Je comprends ceux qui sont seuls. Mais moi, je vous parle de moi. Je ne vous dis pas d'aller faire comme moi, ce que je fais. Les mecs là avec qui j'avais eu des conflits, des francs-maçons là, ils ont crevé après. Ils ont crevé après, mais je n'étais pas prêt de lâcher l'affaire. Alors que ça ne concernait pas les enfants. Il a crevé après. J'ai dit, bon, allez, vas-y, dégage. Donc, ma question est de savoir, on est là, on dit qu'on se bat pour l'émancipation des peuples en général. Et on est là, on cautionne des gens qui vous disent ouvertement, je suis franc-maçon. C'est pas l'autre là qui disait que, j'espère que je vais trouver ça. Celui-ci, il est où? Attendez. Je vais remontrer. Est-ce que c'est ça? Non. Je l'ai pas, ce n'est pas loin. Il faut que je tombe dessus. Je vous ai fait le rapprochement de ça. Et on me dit, ouais, t'es jaloux. T'es jaloux de lui. Le mec, il vous dit qu'il se noie dans les écrits de René Guénon. Il vous dit qu'il était, il était à Nation of Islam, il était à ceci, il était à cela, il était à blablabla, il était à blablabla. Et on est toujours là en train de dire, Kébi, c'est bas, Kébi, c'est... Mais vous êtes cinglé ou pas? Ou quoi? Vous avez quoi dans la tête? Vous avez quoi dans le crâne? Ah, il y a les bons francs-maçons, il y a les mauvais francs-maçons. Autant pour moi. Je n'arrive pas à trouver ce truc-là. Mais de toute façon, je vous ai déjà produit ça à plusieurs reprises. Donc, même si je ne tombe pas dessus aujourd'hui, ce n'est pas grave. On dit, si tu n'as pas touché le fond, parce que ta croyance te pousse à croire, il va falloir que tu te casses la gueule avant de comprendre. Voilà ce qu'il disait. Ceux qui me connaissent savent que je suis un bousier de métaphysique. Quelqu'un qui s'est noyé dans les écrits de René Guénon. Le rapport que René Guénon entretenait avec la franc-maçonnerie, est-ce qu'il était franc-maçon, est-ce qu'il côtoyait des loges maçonniques, ça représentait quoi pour lui, et voilà, peut-être pour mieux comprendre ce rapport-là. Oui, il était maçon, il était affilié à la loge Humanidad et à la loge Théba. Le mec, il t'explique qu'il est noyé dans les écrits de René Guénon, et on te dit clairement ici que ce mec-là dont il idolâtre,
c'est un franc-maçon. Les gens continuent à dire Kémy, c'est bas. Mais ne vous plaignez pas parce que vous êtes en train d'encourager le système, vous aimez le système. Arrêtez de crier. Subissez. Subissez en douceur. Voilà. Quand on choisit, on ne se plaint pas. Voilà. Donc, continuez à choisir, continuez à voter. Allez voter. Non, c'est Camto qu'on va voter, Paul Biya, c'est trop, machin. Mais la République est maçonnique. Les États sont maçonniques. Ce sont des camps de concentration pour esclavagiser ceux qui se reconnaissent comme des citoyens de ces pays-là. Il ne faut pas chercher plus loin. Ce n'est que l'introduction. Hein. Ce n'est que l'introduction. On n'a pas fini encore. Ce n'est que le début. Donc, on continue avec le frangin et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Adelaide of South Australia. I was born in 1973. I had 5 older siblings, 1 younger sibling that I didn't meet until 2012. My older siblings, of those, the eldest, Claire, deceased the day after she received a compensation payout, which is an unusual time for someone to supposedly take their life, but that's what the coroner has assumed. And poor Claire, she was saying that someone was trying to kill her for a couple of months before she died, but the coroner won't look into it, so we've lost 1 sibling. My 2 older half-siblings, Ruth and Andrew, corroborate my allegations that our father, Alan Maxwell McIntyre, was a serial pedophile, and that they also were witness to dead bodies, murders and body disposals. So they are 18 and 19 years older than me, respectively. And so their witness experiences were in the 50s and 60s, whereas mine were in the 70s and 80s. They were also peddled off to our father's friends. My abuse included satanic ritual abuse as well. In 1981, when I was approximately 8 years old, I was forced to participate in the mutilation of a little blonde boy who looked to me to be around 6 years old. This occurred in a tunnel system which I believe may be the Sleeps Hill tunnels on the outskirts of Adelaide. The Sleeps Hill tunnels are currently owned by a close relative of Anthony Munro. Also, in the early 1980s, I was taken to an Adelaide Hills location where, including myself, about 9 other children, as well as approximately 50 adults, were witness to the murder of a baby boy of around 10 months old. This murder was conducted by a man whom I have identified as looking remarkably similar to a former Attorney General of South Australia. The baby was handed to this man by a young woman with bright red hair and blue eyes, who was wearing a hooded floor-length green cape. This was the most horrific of the child murders which I was forced to witness as a child. And I won't describe the death of this baby as it's too horrific. However, I will say that the death involved fire and prepared this poor little child's body for consumption by the audience. My father offered some of that poor baby's cooked flesh to me that day, but I refused to eat it. He insisted repeatedly that I try the meat as it was important for the rest of the group to see that I had participated in the ritual, but I refused. Did you then, were you then regularly sexually abused and abused in this cult-like manner? Yes, unfortunately. You lived with him, and your mother lived with you too? Yes, yes. Unfortunately, my father had an ability to hypnotise her very easily. So it was just a rapid induction technique that he would use. It was very effective. So she would be out to it, and so we'd be abused in front of her and she wouldn't know. Wow, like that. That's strong. So she was completely gone, like spaced out, while you were being sexually abused by him in front of her. Yes, and then completely just gobsmacked when she would be brought out, and we'd be hysterical and she wouldn't understand why. So he had special gift in that sense that he could induce this hypnotic state in your mother, who was clearly very receptive to it also. Yeah, so did he do things like that with you and the other children too? He did, yes. He had a technique with me, which became obsolete at one point, where he would tell me to everything that had just happened,
it would just be locked away. And I would lock my lips so I wouldn't talk about it. And then I would take the key that had locked my lips and I would swallow it. And then at one point I eventually, and I've spoken about this in many interviews, I eventually said to him, but hang on, how can I open my lips to swallow the key when... So this is sort of mind control training, where you have a technique to lock away the memories so that it never happened. It's locked away in some part of your being that you have no access to. Yeah. So that's so it's classic mind control training there. Basically, my father had a lot of friends in the police force, and they did things that weren't right. We as children were offered up to his doctor friends for any experiments they wanted to perform on us. We were involved in child pornography, experimental medicine, you name it. That's what happened. Because my father didn't care about his children. He was a psychopath. He told my sister Ruth, my younger sister, that he only had children and a family as a cover, as a disguise for what he did. So he could have two lives, the family man with children, etc., and then the other life, basically. My father would abduct children, and I'll say this, he used to source his children from the orphanages. They were simply taken out and they were crossed off the list, and then they disappeared. More than about 600 children were reported missing from I think it was the Goodwood orphanage where he used to source his children from, and we're not allowed to know anything about it, okay? Well, my father used to take them to our house right from the late 50s right through to 1965, and he would butcher them in a wooden house down the back. And he would sell their body parts to a friend of his who was the chief surgeon at the Queen Elizabeth Hospital. My father used to make pornographic movies with these children that he'd take out of the orphanage. Now, I wasn't there, but my sisters were. And there were animals involved, like dogs, etc. There were people with professional cameras, lighting equipment, those umbrellas that open up to diffuse light, full on child pornography. And that was normal. And there'd be police coming to our house. They were friends of my father. This week's conference is the 2011 Annual Ritual Abuse, Secretive Organizations, and Mind Control Conference, August 2011 in Connecticut. Some of our goals are to help stop future occurrences of ritual abuse, to help survivors of ritual abuse, to name the groups that have participated in alleged illegal activities, and to unite those working to stop ritual abuse. This weekend, you will get to hear a variety of speakers talk about ritual abuse, secretive organizations, and mind control from different perspectives, showing the possible connections between them. Thanks. Please use caution while listening to this presentation. It may be triggering. All accusations are alleged. The conference is educational and not intended as therapy or treatment. Kristen Constance has a diploma in community welfare and professional counseling. She works with people with disabilities, some who have been abused severely. She is a survivor of alleged Masonic and Order of the Eastern Star ritual abuse within a multi-generational family. She has been healing for 20 years. Her topic is alleged ritual abuse by Freemasons and the Order of the Eastern Star, co-Freemasonry in Australia. And now I'd like to introduce Kristen. My name is Kristen Constance and I'm 43 years old. I was born in Australia. I have a diploma in community welfare and professional counselling, and I work with people with disabilities. I was ritually abused and mind controlled between the ages of 3 and 9 in the eastern states of Australia. Ritual abuse occurs in Australia and is at the core of a criminal stratum that manufactures child pornography.
Individuals in these criminal groups have been successfully prosecuted, but the groups themselves and larger networks have not. Survivors in Australia face a number of barriers that prevent them from securing their safety. A former New South Wales policeman who investigated ritual abuse cases said, "As soon as you find someone willing to talk, and they want to talk, they could end up at the bottom of the harbour." There are few effective services available for ritual abuse survivors in Australia. There is also little recognition of ritual abuse by law enforcement and government agencies. Although Australia has recognised ritual abuse as a legitimate reason to gain refugee status, it could only boast a handful of court prosecutions that can prove the link between child sexual abuse and devil worship. Ritual abuse includes satanic ritual abuse, but is not limited to only that. In 1998, the Australian Refugee Tribunal accepted a German ritual abuse survivor as a refugee. The tribunal stated, quote, that the German government has been ineffective in stopping their illegal activities, unquote. Perhaps ritual abuse only takes place in other countries. A survey in Melbourne, Australia, identified 153 cases of ritual abuse between 1985 and 1995. 98 social workers, psychologists and counsellors contributed to this survey. 38 people from Australia filled out the extreme abuse survey. 55% of them reported ritual abuse and mind control. I was one of them. Michael Salter, who wrote a chapter in ritual abuse in the 21st century, has just completed a PhD last year. The title of his work is Adult Accounts of Organised Child Sexual Abuse in Australia. In his study, he interviews 15 ritual abuse survivors, and I was one of them. In the interview that was conducted, I describe in more detail the process of colour programming under a pseudonym. I interviewed a reputable psychologist in Australia who has worked with survivors over a 20-year period. She has seen approximately 20 clients who say they have been ritually abused and mind controlled. Out of those 20 survivors, 2 of them have allegedly been abused by Freemasons. My grandfather was a 33rd degree Mason who belonged to several Masonic lodges. He and my grandmother founded a chapter of the Order of the Eastern Star in the suburbs of Sydney. I have been in therapy for 20 years now, 16 with my present therapist. The most difficult part of my recovery has been healing from a left-right colour program split that regularly dissociates me. I started having trouble with my memory in my second year of studying nursing when I was 18, and I could not pass my exams. I started remembering incest when I was 24, and the ritual abuse and mind control not long after that. I have been hospitalised on 3 occasions. On my first time in the psychiatric ward of one of the major teaching hospitals on the west coast of Australia, I was diagnosed with having a brief reactive psychosis, Hashimoto's hypothyroidism, and an abnormal EEG indicative of temporal lobe epilepsy. I had forgotten to eat or drink that day, and I could not stop crying, and I drove myself to hospital. My first psychiatrist gave me a diagnosis of borderline personality disorder, but she quickly changed that to dissociative identity disorder as the alters made themselves known. Not long after the diagnosis, I tried to commit suicide in a park opposite a Masonic building. I survived taking 3 bottles of pills. I swallowed a bottle of anti-anxieties, a packet of antidepressants, and a bottle of antipsychotics. I did not even go to sleep. I consider myself lucky because my family moved from the east coast to the west coast of Australia when I was 9, and as a result, the ritual abuse by cult members stopped. Other types of abuse continued,
but being taken in the middle of the night to attend rituals stopped. My sister, who is 7 years older than me, also has memories of ritual abuse. One day when I was 26, she asked me if I remembered the underground chambers. I replied yes. She then asked if I remembered the children crying. I said no, but I know they were there in the other rooms. My sister does not remember as much as I, but I am sure she has a lot more damage than me. She did not leave the east coast of Australia until she was 16. My sister believes that she has been through a process which Scientologists call PDH, or pain drug hypnosis. She believes that some organisations use the technique of applying pain with drugs accompanied with hypnotic suggestions. These suggestions or commands are also known as implants. Scientologists have been describing this process since the 1950s. When my sister has had sessions on the galvanic skin response monitor, or E-meter, that Scientologists use, she had readings that suggested she has experienced hypnosis in her past. The skin response monitor is basically a biofeedback machine that gives instant feedback of a client's state of relaxation and immediate emotional reactions. Just before coming to the conference, my sister said she had read positive on the E-meter to memories of being raped on the altar, having electric shock treatment, seeing men in black robes, and being forced to drink blood and eat human feces. I also consider myself lucky because 17 years ago, when I confronted my mother and father with the ritual abuse, my mother said she was not involved with that. But here is the suitcase of your grandfather's Masonic paraphernalia. She has apologised for not being a good mother to me. I think this is the closest acknowledgement of the abuse I will get. This suitcase has confirmed so much for me. It has copies of passwords, hand signals, and ritual information for the Freemasons, along with aprons, jewels, and medals that my grandfather and grandmother wore at meetings. I had remembered the colours of the star, and my altars coincided with the points of the star. I felt like I had found the key. On the Order of the Eastern Star emblem, red is on the top left point of the star, and blue is on the top right point. In my mind, red had control of the left side of my body, and blue had control of the right side of my body. The emblem was found on paraphernalia that could be found throughout my grandfather's house. I have integrated 26 personalities during my years in therapy. I only have 2 left that are being stubborn and demand more answers before they integrate. I have integrated animal alters, which were mostly cats and tigers. My animal alters helped me survive basic life and death situations. My tigers supported me during starvation and imprisonment. My left red split took all the pain, and my right blue split was strong and continued to get stronger. I still have many unanswered questions about my abuse, and hence my need to travel to find more information. During the height of my disability, I could not work for over 10 years, but now I am working full-time in the disability field. I remember being in cages, electric shocks, being cut, raped, photographed, drugged, hypnotised, starved, light deprived, beaten, oxygen deprived, and sleep deprived. I have been put in coffins with spiders. I have participated in rituals inside halls and in outside bush settings. I have been tied to altars. I have participated in mock births and deaths. I remember trapdoors in halls and have been taken numerous times in the middle of the night to attend rituals. I have been cut, pricked, and pierced for bloodletting to be used in rituals. I have sustained type 4 damage of female genital mutilation, which is the least kind of damage that can be sustained, according to the World Health Organization.
The colour programming I went through took place in underground chambers. Each room had a different colour, and different programming was perpetrated in them. Colours seemed to correspond with the points of the Eastern Star: blue, yellow, white, green, red, and black in the middle. The red room had a light, a gurney, a table full of torture instruments and electric shock equipment. The right side of my body was covered up, while experiments with electricity took place on the left side of my body. Electrodes were placed on my joints and produced crippling pain that I experience to this day. My head was free as they whispered things into my ears, and electric shocks were applied to each temple. This was how red was created and reinforced. A woman asked me programming questions, and no matter how I answered, I was always wrong. I dissociated many times. Red and her altars appear to be a groundwork for a sexual victim that can be passive to pain under any circumstance. She tolerated many blood rituals and rapes and feels most of my pain. In the blue room, there was a blue light, a gurney, electric shock equipment, buckets, and a sink. The left side of my body was covered up, and the right side of my body received electric shocks. The shocks were applied to my muscles, and I often felt stronger after these sessions. Blue appeared to be a personality created to obey orders and feel no pain. She can be very angry and aggressive, and will do whatever it takes to survive. I feel mostly programmed as these two colours, and my sister feels more programmed as white. I do not understand what they were trying to achieve with a left red and a right blue colour split, but I hope to find more answers. I became aware of the red-blue split early in my therapy, near 20 years ago. As I became more co-conscious through therapy, I came to understand how they controlled each side of the body. I have researched 5 sources of information from survivors who have been colour programmed. There are strong similarities between the colours. Blue is described as protective, does not experience pain, does not get hurt, strong and sometimes military. Red is described as sexually abused, participating in blood rituals, and used as a sex slave. I don't know if everyone programmed by the Masons receives this basic type of colour groundwork. I suspect that according to personality type, certain colours are accentuated and worked on. Perhaps order of birth has some influence over which colour is accentuated. I don't understand what they were trying to do or what they were trying to create. I tend to wonder about what their master plan was meant to be. Red experiences pain from my left ankle, knee, hip, elbow, ear and eye, and left temporal lobe. When I have been triggered, I end up curled up in front of the heater on my left side, in pain. I experience my right blue side as unaffected by the abuse. I don't have as many nightmares as I used to, but I am still having sleeping problems. I have not been able to sustain many relationships, but I am proud of an ever-growing circle of friends. I have never wanted children. I have always wondered why people would want to bring children into this world. I assumed all children would be hurt and have chosen not to have any. The methods that have helped me the most in my healing include Gestalt therapy, massage and exercise. I am doing a lot of walking and cross-training at the moment, so both sides of my brain can learn to work together. It seems a very long process for both my left and right hemispheres to learn to communicate and coordinate together. The left side of my body has sustained a lot of injury. My brain seems willing to sacrifice the left side of me for my ultimate survival. The ritual abuse stopped when my family moved to the other side of Australia.
but incest and abuse did continue till I moved out of home when I was 18. My father is alcoholic, and my mother continues to live in denial, although she will answer my questions when she can. My sister continues to struggle with her mental health. Today I continue to work as a disability support worker, and my therapy is coming to a close. I have come to the realisation that I may never be fully integrated, but co-consciousness has helped me achieve many goals that I never thought possible, like attending this conference. My greatest achievement has been pure survival, and anything that happens now is a bonus. Thank you for listening to my story, and I will now show you some slides. Some of the slides may be triggering, so please take care of yourself. The first slides are some of the objects and documents from the infamous suitcase I inherited, and the later slides show my representation of the underground chambers that abuse took place in. I'd like to present our first speaker, Dr. Randy Noblet. He is a clinical psychologist in private practice. He is has developed a lot of expertise, somewhat against his will, in the area of ritual and cult abuse. He's the author of a book to be published in August entitled Cult and Ritual Abuse, Its History, Anthropology, and Recent Discovery in Contemporary America. So without further ado, here's Dr. Noblet. Some of you may be wondering, though, at this point, okay, mind control, what does that have to do with cults? Since that word is associated with the topic for this conference, I wonder how many people out there think that there are groups, cults, whatever, where they practice, let's say, harmful, deviant, black magic, Satanism, not witchcraft in the sense of Wicca, but dark arts, so to speak. I wonder how many people think that. And some of you might be wondering, what is the connection between cults, witchcraft, Satanism, so on, and the mind control that you're going to be hearing a great deal about from the finest experts on that subject here. And that's an important point. And I'm hoping that if we accomplish one thing in this conference, it is that we get a clear sense about what is the connection, because there is a connection. But actually, this is an old story. And it's a story of trauma. It's a story of slavery. It's a story of the complete annihilation of other human beings when you can get away with it. It's a very, very sad story and has a long history. We can hear about that story and read about it in old documents, such as the Bible. The Bible talks about children passing through the fire. It talks about horrible things happening. And of course, many people may have just thought, well, that's kind of an interesting story, you know. What does it mean? What does it mean that Aztecs and that other Mesoamericans would flay people on an altar and consume their heart? What's that all about? Well, my argument is there's a thread that goes all through this. And if we want to go back in time, we can go all the way back to the worship of nature, shamanism, and so on. Trauma has always been viewed throughout history as a way of creating altered states of consciousness. Trauma, there are a variety of ways to create altered states of consciousness. Obviously, you can meditate, you can do hypnosis, you can listen to drums pounding and they'll kind of carry you off and they'll drift a little bit. But nothing really exciting happens. Nothing very impressive happens. It's my belief that many, many years ago, people learned that if you traumatize a person in a certain way, you can create the God that you worship. And so for that reason, many early religions, many very old religions included trauma in their worship. In fact, there's a book out, some of you may have seen it, it's called God is a Trauma. And it's particularly about some of the Gnostic traumatic practices that went back into ancient times.
But we can carry this back even further than, say, the ancient times, ancient medieval times, back to, again, shamanism. Now, it's hard really to understand shamanism in detail now, the ancient version, because, again, many of these practices are pre-literate. We have no way to know exactly what people did. We just see these examples, for example, in the Mayan temples, and we know that these buildings were probably used for these purposes. But it's a little easier to understand it if we look into the shamanistic practices of modern times. For example, I wonder how many people here are familiar with the sun-gazing dance, or the sun dance, as it's called. Some of you are, okay. Well, this is still practiced in North America. Some of you may have seen the movie that came out some, I guess, 20 years ago, A Man Called Horse. And in the movie, I thought it was totally fictional, because I didn't think you could ever get anybody who would agree to be lifted up but with hooks stuck in their pectoral muscles. I didn't figure a big line would establish with people waiting to do that. And I assumed it was totally fictional, but as it turns out, I was doing some reading on shamanism, and I read a modern day account, and I saw photographs of them doing the sun dance now, the sun gazing dance. Again, the idea is very simple, and I'll be talking about this more when I get into more programming in particular. To me, this is where programming begins, where people perhaps learned accidentally that the use of trauma and other kinds of ritual acts can produce dissociated states, can produce dissociated identities. That is, you can produce the deity, and many villages may have wanted to have their deity there, and it may have been a great honor for some child to go through these horrible procedures so that the village could have their deity right there with them. Well, through time, these practices passed through some changes, but not a whole lot. Many of you are probably aware of the mystery cults that existed around the Mediterranean during the ancient and up until the medieval times. Many of these involved traumatic rituals as well. And so now we have many people making allegations that some of the modern day remnants of these mystery cults, that is the fraternal organizations of modern times, engage in this kind of behavior as well. Voici un document rare montrant le 33e degré Henry Clausen affirmer face caméra que le rite maçonnique écossais est la continuité directe des antiques cultes à mystère, tout en nous confirmant, chose extrêmement rare de la part d'un franc-maçon, que ces cultes à mystère se sont vautrés dans la sorcellerie et les pratiques orgiaques. The modern Scottish rite of the mother jurisdiction has found the keys to esoteric knowledge, and therefore it is the direct, true descendant
and the survivor of the ancient mysteries. We pursue, preserve, and teach the ancient wisdom and esoteric knowledge. The Scottish Rite of the Mother jurisdiction, on the other hand, retained, reinforced, and expanded both goals, societal and spiritual. But we also search for an ultimate mystic union with the deity, and for that purpose we reveal and apply in our degrees from the 4th to the 33rd the ancient wisdom, esoteric knowledge that comes to us over long, drifting centuries. The powers, forces, and energies can be discovered if we search deeply enough. They were to be found in all parts of the world, such as the mysteries of Isis and Osiris in Egypt, the Mithraic mysteries of the Persians, the Orphic and Bacchic and later Eleusinian mysteries of Greece, the mysteries of Samothrace and Chaldea, the mysteries of India, the Druidical mysteries, the Gothic and Scandinavian mysteries, and others. The ancient mysteries later fell into a perverted decline and were replaced with the ceremonial sorcery, incantations in lieu of divine magic. Also were filled with indescribable practices in the orgies of Bacchus. J'affirme qu'aujourd'hui, bon nombre de frères de loge se vautrent également dans les pires pratiques occultes, notamment sorcellerie, pédosatanisme et sacrifice de sang. En interne, les grands maîtres connaissent pertinemment l'existence de ces arrière-loges aux infâmes pratiques initiatiques. Embourbés dans le culte du secret, il est devenu difficile, voire impossible pour la secte maçonnique de nettoyer la crasse des caves ayant formé le monstrueux égrégore. In any case, there is a clear connection between the use of trauma in a ritualized manner and the development of dissociated individuals, the individuals that are coming forth that we're seeing nowadays clinically. We also will have some mothers who are protective mothers who are doing their best to try to protect children in extremely abusive environments. And they're finding out that the government, who is supposed to protect them, is doing just the opposite. We'll have time to talk about that as well. This is one of the great tragedies, is that something horrible is going on, but the people that we all should be able to trust to help us don't seem to be doing their job. And that is why it is my belief that we must have a citizens movement to correct this terrible wrong. Entre deux enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. These practices can begin in early childhood and knowingly utilize the mind's capacity to dissociate from terrifying experience and relegate traumatic memories into discrete personality states. The perpetrators deliberately use methods that will induce amnesic states in the victims so as to conceal the activities of the group. Since 1999, my own research as an art historian has been examining the work of some leading Western artists and creative writers who may be telling us more about these practices. The work grew out of the discovery that in my own artwork as a professional artist, I'd been unconsciously illustrating similar practices undergone in childhood in my father's Masonic lodge. Fortunately, before he died, my father confessed to me that he had belonged to a cult that used Masonic rites on children. Son père, qui était lui-même franc-maçon et rosicrucien, a abusé d'elle lorsqu'elle était toute petite. Voici quelques extraits de son témoignage. Alors que les années étaient passées, je me suis souvenu des abus sexuels de mon père lorsque j'étais enfant. Je découvrais aussi que les abus sexuels et l'inceste
était tissée à travers l'histoire de la famille sur au minimum 3 générations. De l'extérieur, ma famille semblait tout ce qu'il y a de plus normal, mais le poids accumulé de cette histoire familiale, chargée de traumatismes et de tensions, était un lourd fardeau à porter pour chaque génération. Au cours de ces dernières années, alors que les énigmes de ma propre expérience étaient résolues, j'ai essayé de leur parler de ce que je me souvenais. Heureusement pour moi, ma mère a été capable de se rappeler la nuit où mon père m'a violé, à l'âge de 4 ans, et donc de valider les déclarations de sa fille. Cependant, l'abus rituel était au-delà de leur compréhension, ce qui se comprend à bien des égards. En milieu d'année 2004, mon père a commencé à développer la maladie d'Alzheimer. Durant la période initiale des troubles, dans un état altéré de conscience, il a commencé à me parler du côté obscur de son implication maçonnique. Il m'a alors avoué qu'il était au courant de l'existence de certains groupes qui utilisaient les rituels maçonniques dans des contextes de violence pour initier des enfants. Il m'a déclaré: « Il existe beaucoup de ces groupes, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais ils n'en parlent pas car c'est embarrassant. » Il avait avec moi des alternances de conversations cohérentes dans lesquelles il me parlait de son implication avec d'autres hommes dans ces groupes. Parfois le soir, il parvenait à sortir de la maison de retraite et il se mettait alors à grimper aux arbres, à la manière d'un militaire en mission pour, croyait-il, observer les activités du culte afin de sortir les enfants de la secte. Cette mission stratégique a duré pendant 2 semaines, jusqu'à ce qu'il ait cru avoir récupéré chacun des enfants. Après quoi, il a semblé être très satisfait de ce qu'il avait accompli, et tous les signes de son agitation intérieure se sont calmés. Les mémoires concernant les activités maçonniques irrégulières étaient clairement à attribuer à une certaine partie de son psychisme qui normalement n'est pas accessible à la conscience. Et elle s'était peut-être à ce moment-là entrelacée avec ses expériences de guerre. Il est possible qu'en soulevant cette question-là, j'avais plongé mon père dans un conflit intérieur, ces pertes de mémoire ayant commencé juste après ma confrontation avec lui. Cependant, sa brève période d'honnêteté envers moi a sans aucun doute contribué à un processus de guérison mutuelle. Cette confession, combinée avec la connaissance de l'ordre maçonnique que j'ai pu acquérir, a réorienté mon attention afin qu'elle ne repose plus sur une colère envers l'homme lui-même. Je suis aujourd'hui amené à comprendre les principes qu'il y a derrière ces pratiques magiques séculaires qui divisent le psychisme de ces hommes en deux. D'une part des citoyens et des hommes dévoués, et de l'autre la plus puérile, absurde et cruelle des créatures humaines. I only can speak for myself, and I go back to 18 months when they wanted to make sure that they splintered my mind. My father was my primary programmer, but he was also my father. And when I was born, I was isolated with my father in a small room within the environment of our own home, where my dad became my primary care provider. I looked up to my father. My father, by the time I was 18 months, because he was a programmer, could control my liver, my kidneys, my heartbeat, my pulse, my respiration. And how did he accomplish that? Through hypnosis, because I was so trauma bonded to him. My survival depended totally on him. I was not exposed to the outside world. He was my handler in every sense of the word. He fed me. He bathed me. He conditioned me to his voice. He always told me he could control me. Then when I was 18 months old, I was taken from him, which was a shock for me, because I had never been separated from my father. And my first trauma came when I was raped by him. Do you feel your father was also a victim of programming? Oh, I have no doubt in my mind that my father was a multiple. My father was he was a genius at every level, but he had a gentle side. He was a musician as well as Satanist, and like I said, he'd worked for the CIA. He was a 33rd degree Mason plus. There's many levels beyond 33, by the way. He was a Grand Master. He sat on the Grand Druid Council. He was a very wise man, just not wise in the right things. Do you think he had a choice in the matter? No, I don't, because it was generational. Mm-hmm. We came from a generational family, and he was trapped as I was trapped. The good side of my father that loved his family, worked in the workplace, was in the military. I mean, there was a real positive part about my father. He was a people lover. He loved people, and people loved him. But I think that there was a time in my father's life when he realized what he was and what he was doing. I think that the barriers within his own mind, within his own multiplicity, had broken down to a point that he knew
but he also knew that he was in over his head. It would cost him his life to move away or to change directions because he was too far in. Le monde occulte n'a jamais cessé de briser et de programmer des esclaves dans un processus de dissociation psychique. Ce savoir s'est transmis jusqu'au monde moderne par le biais des sociétés secrètes dites initiatiques. Le comte de Cagliostro, de son vrai nom Giuseppe Balzano, est reconnu comme ayant établi la maçonnerie égyptienne sur le vieux continent. Il est en effet le fondateur du rite de Mizraïm, ou égyptien, essentiellement focalisé sur les anciens mystères. Il s'agit de la maçonnerie hermétique et ésotérique. Cagliostro, qui voulait ressusciter les mystères d'Isis, s'adonnait aux pratiques de magie, notamment à la science funeste des évocations d'esprits et de démons. Pour cela, il utilisait des jeunes filles qui l'exaltaient jusqu'à l'extase pour leur faire rendre des oracles. Cagliostro nommait ses prêtresses médiums les colombes, en référence aux colombes dodoniennes, prêtresses du temple de Jupiter de l'Italie primitive. Rappelons ici le témoignage de Maud Julien, dont le père franc-maçon visait à faire d'elle, je cite, un être supérieur, une élue, une déesse, capable de circuler entre les univers et de communiquer avec les morts. Pour cela, l'entraînement infligé par le père était purement de la torture physique et psychologique, la réduisant à l'état de robot. Cet homme avait très probablement eu accès dans sa loge maçonnique à certaines connaissances ésotériques relatives au processus dissociatif, et il tentait une mise en pratique hautement coercitive sur sa propre fille. Nous constatons que la franc-maçonnerie est un facteur commun dans beaucoup de témoignages relatifs à la culture et l'entretien du trouble dissociatif de l'identité et de ses murs amnésiques, résultant de l'inceste et des tortures. Cela à des fins de contrôle mental et d'exploitation sexuelle. Touchons-nous ici à certaines pratiques occultes des antiques cultes à mystère, ravivées par une obscure maçonnerie que certains qualifieront de déviante. Votre père n'avait qu'un but, vous endurcir pour faire de vous un être supérieur, pour que vous deveniez l'élu. Vous êtes né le 23 novembre 1957 à Lille. Votre père, Louis Didier, est un chef d'entreprise fortuné et respecté qui a été initié à d'obscurs rites maçonniques. En 1936, il a adopté une fillette de 6 ans, issue d'une famille pauvre, en imposant aux parents qu'il ne cherche jamais à la revoir. 22 ans après avoir pris possession de cette femme, qui s'appelle Janine, Louis Didier décide de lui faire un enfant. Cet enfant, c'est vous, Maude. 3 ans plus tard, Louis Didier liquide ses affaires et achète une grande propriété entre Lille et Dunkerque. C'est là qu'il entame la réalisation de son projet, faire de vous un être supérieur, faire de vous l'élu. Le but de mon père, effectivement, était de faire de moi un surêtre. Il avait pour moi une mission capitale et pour ça, il fallait que j'ai un entraînement physique et psychique pour apprendre à, justement à ce que l'esprit soit plus fort que la matière. Alors, votre mère, elle, Janine, est conditionnée depuis son plus jeune âge et elle n'offre aucune résistance. Elle dit « Monsieur Didier peut tout voir, un peu comme Dieu qui voit tout ce qu'on fait, quoi. » C'est important de comprendre que tout ça, c'est le système de l'emprise. Bien sûr. Et que le système de l'emprise, c'est quand même un ogre pour qui seul compte son monde mental. Ouais. Les autres, ce sont soit des instruments qui sont servis, soit des obstacles. Absolument. Et puis il y a la cave. Alors là, quand même, la cave, c'est assez violent. C'est-à-dire qu'il vous réveille en pleine nuit, vous met assise sur une chaise dans une cave. Toujours pour pas bouger, mais le but, en fait, pour cette mission capitale à laquelle il me vouait, je devais être capable d'apprendre à circuler entre les univers. Ouais. Apprendre à communiquer avec les morts. Il y a des rats tout autour de vous. Alors moi, je suis plus phobique et tétanisée par l'idée d'un rat qui puisse grimper sur moi que pour à ce moment-là, les morts, je m'en c'est pas ma préoccupation. Mais à ce moment-là, quand même, vous appelez la mort. Vous préféreriez être morte qu'être assise sur cette chaise, dans cette cave, au milieu des rats. C'est moins pire. Il y a le test de l'électricité aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vous demande de tenir un fil électrique, de prendre des décharges pendant 10 minutes. Quoi. Quand il y a la décharge, c'est ne pas réagir. À 8 heures, vous allez réveiller votre père, donc, et là, vous devez tenir son pot de chambre pendant qu'il urine, quand même.
Donc là, c'est quand même... J'avais toujours des nausées et tout avec ces odeurs, et j'avais une sensation de dégoût. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que celle que je reprochais et qui se dégoûtait presque, c'était moi de ne pas être capable. Alors, quand même, le plus troublant, ce sont ces cicatrices sur les cuisses, sur la poitrine, dont vous ne connaissez pas l'origine. Ce sont des rites initiatiques, vous pensez? Ce qui est certain pour les médecins, c'est qu'elles n'ont pas été faites par des professionnels de la santé, ce qui exclut la thèse de l'accident. Vous ne le saurez jamais. Et j'ai bien peur de ne jamais le savoir. I would be put into a van and taken to Freemasons once a month. There would be other children. Satanic ritual abuse would take place. So there were many men there. And I'm not saying every Freemason was a pedophile, but I'm saying at certain levels throughout their hierarchy, they were doing this. Now, what happened was at the age of 11, my parents separated and I got left with my father. This may surprise you, but that's when my nightmare began. Because I was left with my father and brother in that house and they could do whatever they wanted to me. There were no other females around. I tried to take my own life between 11 and 12 and a half, 3 times, but I didn't succeed. And the reason that I tried is because no one cared. No one really wanted to know my story. I used to run up to the phone box at night. Sometimes we didn't have, I couldn't use a telephone at home to ring the police, but I'd dial the number to ring the police and then I'd hang up because I knew the police had been involved and some were involved with my abuse. I knew that because the Freemasons were once a month. They would be taken to one of their lodges once a month. Other children were there and satanic ritual abuse would take place. But equally there were certain days throughout the year or certain weekends when I would be taken to a place out in the country. What would happen there, it was a weekend of celebration for these Freemasons. And this is why I know there were fairly high up people involved, because there were police cars and there were police guarding the entrance. And back in those days, the police cars were black and white. So I saw the police. I knew the police were there. Now, whether they were inside and engaging as well, I don't know, but they knew enough to be protecting the people that were there. It was satanic ritual abuse, so children would be there. So this type of abuse involves offerings, so it's blood, it's animals being killed and sacrificed. Children's lives were taken as well. And in fact, at one point during one of these sessions, I heard my father talking to the Grand Master, who was one of the highest up in the Freemasons, and asking him, saying to him, "Oh look, I'll sacrifice her if you're needing a child of that age." But I was getting a wee bit older, so I wasn't quite as appealing anymore. And I don't know, luckily for me, the Grand Master chose not to have me sacrificed. But there was human sacrifice. Please know that not every Freemason is abusing children or trafficking children. This is a select few who have reached certain levels. So there is chanting, there is ceremonial procedure with all of it. And I knew it was satanic ritual abuse because during the monthly meetings, these men were wearing hoods. This was at the lodge I was taken to. And so the children at these events, I wasn't the only child, there would be a nurse and a doctor there who would check us children out and then drug us. So there would be a needle in our arms, and then we would be laid out in like a circle. So around, you'll see with the
Freemasons, there's lots of symbols they use, and one is a compass, but there's a circle embedded in that as well. So the children we would be laid out around that. So it was marked out on the platform we were on, and the Freemasons would come and there would be chanting, and there would be a process that would be undergone, but it was very, very evil and very, very scary. And I know I'm taking a risk saying any of this, but it's time for the truth to be told, and I gain nothing from it apart from helping other beautiful survivors out there know that I believe you. You couldn't make this up. I believe I was born into this family and then highlighted or spotlighted as being a child who could be trafficked. And the grooming and the kind of mind control that took place just was beyond imagination. But please remember, and this is throughout the world, this is not just New Zealand. Robert Oxnam a siégé pendant plus d'une dizaine d'années à la tête de la prestigieuse institution culturelle américaine l'Asia Society. Il fait partie de ce que l'on appelle l'élite et côtoyait des gens comme Bill Gates, Warren Buffett, George Bush, etc. Mais il est également multiple, c'est-à-dire que sa personnalité est fractionnée. Il a été diagnostiqué avec un trouble dissociatif de l'identité et a écrit une autobiographie intitulée A Fractured Mind, un esprit fracturé. Essentially, what MPD or DID is a fracturing of one's identity because of vicious abuse that occurs usually in the first 3 or 4 years of life, before one's identity is completely formed. And it's very understandable, I think, if you think back to that, if you have a combination of acute sexual and physical and emotional abuse. Il est intéressant de noter que son grand-père n'était autre que Garfield Bromley Oxnam, un important représentant de la communauté protestante américaine, leader de l'American Methodist Church et premier président du Conseil œcuménique des Églises. Le grand-père Oxnam était un ami de l'évangéliste Billy Graham, tous deux militants pour un libéralisme chrétien visant l'établissement d'une religion mondiale, One Church for One World. Selon l'écrivain et thérapeute Fritz Springmeier, Garfield Bromley Oxnam et Billy Graham étaient des francs-maçons du 33e degré, impliqués dans les pratiques d'abus rituels sataniques initiatiques et de contrôle mental. John Daniel, dans son ouvrage Two Faces of Freemasonry, indique que le grand-père Oxnam aurait atteint le 3e degré à la Temple Lodge 47 de Greencastle le 22 novembre 1929 et reçu au 33e degré honorifique le 28 septembre 1949. Nous avons donc Fritz Springmeier qui affirmait dans les années 90 que le grand-père Oxnam était un haut initié franc-maçon impliqué dans les rituels traumatiques et le contrôle mental. Des allégations jamais prouvées. Une décennie plus tard, en 2006, nous avons son petit-fils Robert Oxnam qui révèle publiquement qu'il souffre d'un sévère fractionnement de la personnalité, un trouble dissociatif de l'identité, qui est le symptôme typique des conséquences d'abus rituels traumatiques visant le contrôle mental. N'est-ce pas une forte indication que les sources de Springmeier sont fiables et que la famille Oxnam pratiquerait ces horreurs sur sa descendance? On peut penser que Robert Oxnam a subi une programmation basée sur les traumatismes. Suite à de brillantes études, il a très vite été mis en avant dans les grands médias et rapidement propulsé pour obtenir un poste prestigieux et élitiste. You know, before I was diagnosed with DID, there were all kinds of issues that I found very perplexing. There were blackouts. There were periods of time where I have no memory of what happened. In addition to that, I remember enormous rages. I would be set off and anger would just suddenly well up. Voici quelques extraits de son livre A Fractured Mind. Les gens ont commencé à me faire remarquer que je me parlais régulièrement à moi-même, mais je ne m'en souvenais pas. Il y avait autre chose, quelque chose de récurrent et d'étrange, qui avait commencé bien avant cela, et qui s'était accéléré durant les années 80. Il y avait des trous noirs dans ma mémoire, où j'étais incapable de me souvenir de quoi que ce soit de ce qui s'était passé durant un certain laps de temps. Parfois, lorsqu'un rendez-vous pour un déjeuner était annulé, je sortais à midi, et je revenais vers 15h sans savoir aucunement où j'avais été, ni ce que j'avais fait. Je rentrais fatigué et en sueur, je prenais rapidement une douche, et je retournais au travail. Une fois, lors d'un déplacement à Taïwan, une série de réunions a été annulée pour cause de jours fériés.
Je ne me suis plus souvenu de ce que j'avais fait durant près de 3 jours. Je me souviens juste qu'après ce trou de mémoire, j'avais très mal à la tête et ce qui semblait être une brûlure de cigarette au bras. Un fait effrayant était que lorsque j'étais sur mon voilier, que je travaillais dessus, j'étais honnêtement incapable de faire appel à mes connaissances sur la Chine ou l'Asie. J'étais tout simplement une personne complètement différente. Au cours de la thérapie, 11 personnalités altères bien distinctes ont émergé indépendamment les unes des autres. Parmi elles se trouvait Tommy, un jeune garçon colérique, la sorcière, un altère terrifiant, ou encore Bobby et Robbie. Bob était la personnalité dominante, c'est-à-dire la personnalité haute, la personnalité publique. Ici, en l'occurrence, un intellectuel brillant qui travaille à l'Asia Society. Dans sa vie publique, Robert Oxnam vaquait à ses occupations et à ses affaires, multipliant les rencontres avec de hauts dignitaires comme le Dalai Lama. Mais cette vie publique ne laissait rien entrevoir de ces profonds troubles de la personnalité. Les traumatismes de l'enfance sont généralement à l'origine du TDI, et Oxnam ne semble pas faire exception. Pendant sa thérapie, un altère nommé Baby a rapporté des mémoires sur des violences durant l'enfance. Il s'agissait de sévères abus sexuels et physiques, toujours accompagnés par ce genre de paroles. « Tu es mauvais, ceci est une punition ». Robert Oxnam a-t-il vécu des abus rituels? A-t-il subi un fractionnement intentionnel de la personnalité durant l'enfance? Fait-il partie d'une de ces familles maçonniques élitistes pratiquant le contrôle mental systématique sur sa descendance? D'où sortait le terrifiant altère sorcière? A-t-il subi une programmation mentale en préparation de la future carrière élitiste dans laquelle il a été rapidement propulsé? Toujours est-il que son cas démontre comment un individu peut avoir un trouble dissociatif de l'identité tout en menant des affaires à un haut poste en maintenant une façade publique tout à fait normale. Est-ce ce à quoi fait référence Fritz Springmeier lorsqu'il parle, je cite, d'esclaves sous contrôle mental totalement indétectables, afin de décrire ces individus volontairement fractionnés et programmés? It's a very hard thing to talk about because as soon as you broach it, if you don't tell the whole story, you sound like a raving lunatic. Robert Oxnam is a distinguished international scholar, a specialist on China. Oxnam grew up under great pressure to succeed. His father, a university president. His grandfather, a Methodist bishop and president of the World Council of Churches. What do you think the Chinese motivation was? Well, I think that over the past... Robert did not disappoint. Policymakers and journalists like Walter Cronkite sought out his views. While still in his 30s, he was named president of the Asia Society, a renowned cultural and research institution. He was tour guide in China to the rich and influential, like Warren Buffett and Bill Gates. The public, Robert Oxnam, was on top of the world, but inside, there was a combination of deep depression, anger, occasional rage, and a sense, therefore, that there was glittering success out here and ongoing decay, and it got worse. In the 1980s, he was dogged by alcoholism and bulimia. His first marriage fell apart. He saw a psychiatrist, but his problems, including blackouts, continued. But there were times when you woke up with burns and scratches on your body that you had no idea what caused them. I not only have no idea, I have no memory of the context in which it occurred. There was another life going on. There was another life going on. He would find himself hanging around Grand Central Station in New York, lost in the crowd in a kind of trance. He would hear voices. The voices were sometimes spoken, and it was startling to hear, "You're bad, you're terrible, you're the worst person who ever lived." And then, in 1990, at a routine session with his psychiatrist, Dr. Jeffrey Smith, Oxnam suddenly became someone else. There was a complete change. His eyes kind of fluttered like that, and there was a change in his voice and his demeanor and his movements, and he was really a different person. Ja, und dazu bei uns im Studio ist jetzt Claudia Flies. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben gemeinsam mit Frau Igne, die wir im Beitrag gesehen haben, ein Fachbuch über rituelle Gewalt geschrieben. Ja, wir sind schon den ganzen Tag völlig gebeutelt von dieser Methode, die da kleine Kinder zu Robotern macht. Ja, erklären Sie nochmal, wie läuft denn das jetzt genau ab?
Ja, ich könnte ein Beispiel sagen, zum Beispiel, dass ein Kind, das noch relativ klein ist, ganz massiv verletzt wird, bis es das einfach nicht mehr aushalten kann. Also wenn der Schmerz so anhaltend ist und so massiv, dann entsteht eine Spaltung innerhalb der Persönlichkeit und ein anderer Persönlichkeitsanteil hält das weiter aus. Wenn dieser Anteil gleichzeitig, während er entsteht, von Tätern dann mit einem Klang zum Beispiel anfängt zu existieren, ein bestimmter Ton, dann ist das ein sogenannter Auslösereiz. Dieser Anteil spürt den Schmerz, hält aber aus. Und wenn dieser Anteil auch noch bedroht wird, wenn du das jetzt nicht aushältst, passiert noch weit Schlimmeres, dann lernt dieser Anteil bei diesem Auslösereiz stillzuhalten und sich nicht zu rühren. Diese Kinder müssen also lernen, Schmerzen zu erdulden, sexuelle Gewalt zu erdulden. Braucht es dazu immer ein Mastermind, dass diese Kinder immer... Und dann haben wir festgestellt, dass viele Täter dazu übergegangen waren, die Kinder regelrecht zu foltern, sie abzurichten wie ein Schäferhund auf dem Hundeplatz. Mit Methoden von hungern lassen, dürsten lassen, einsperren, enorme Schmerz zufügen, Elektroschocks, Nadeln überall hin. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen. Grausamsten Sachen, die man teilweise kaum sieht hinterher. Da waren die sehr raffiniert, konnten aber, ein Kollege hat das mal auf Englisch gesagt, unrestrained physical terror ausüben. Das heißt, ungehemmten körperlichen Terror, also Folter auf die Kinder, mit dem Ziel, die Kinder auch gezielt zu spalten. Und zwar so, dass der Schmerz unerträglich wird oder der Stress unerträglich wird, das Kind in dissoziativen Zustand geht. Das können die sehr schnell merken, wenn ein Kind dann so glasige Augen kriegt oder die Augen schließt oder wegdriftet, plötzlich keinen Schmerz mehr fühlt, erstarrt, erschlafft, was auch immer. Und die sagen dann, gleich wird der Schmerz aufhören, dann wirst du die Augen aufmachen und die Augen aufmacht, wird Jasmin heißen zum Beispiel und Jasmin wird alles tun, was ich sage. So schaffen die Täter bestimmte Anteile. Diese Jasmin wird dann zum Beispiel angesprochen. Jasmin, komm raus. Und wenn jemand schon angefangen hat zu wechseln und auf Außenreize zu reagieren, dann gibt es einen Anteil Jasmin, der sagt, ah ja, was soll ich machen? Und nur weiß, hinter mir sind rasende Schmerzen, aber das hat jetzt aufgehört und ich bin dankbar dem Mann, der mir das ermöglicht hat, dass die Schmerzen aufhören und ich mache alles, was der will. Ich sehe solche Anteile manchmal in der Therapie. Hast du mich jetzt gekauft, sagt ein Kind. Was soll ich machen? Soll ich mich ausziehen? Mit glasigen Augen. Dieses Kind hat das absolut gelernt. Das ist darauf trainiert. Und, oder wenn ein Kind wimmernd vor mir zusammenbricht und sagt, der Aussucher kommt gleich, der Aussucher, muss ich jetzt gleich in den Käfig? Und man sieht, dass diese Kinder das erlebt haben. Wenn sie gezwungen wurden, in irgendwelchen Zusammenhängen anderen was zu tun. Das Spektrum ist wirklich groß, ja? Also sie mussten ein anderes Kind aussuchen, das gequält wird. Sie mussten dieses Kind selber dem was tun. Dann kriegen sie immer gesagt von den Tätern, du bist böse. Einerseits werden sie gezwungen und vielleicht wird das sogar in unterschiedlichen Teilidentitäten, dass dem einen Kind sagte, toll, du hast das gut gemacht, dass du jetzt dieses Kind so abgerichtet hast. Das hast du richtig gemacht. Dem anderen Kinderanteil sagen sie, was bist du für ein böses Kind? Du hast ja den Teufel im Leib. Nur wir haben dich unter Kontrolle. In dieser Gesellschaft wirst du verurteilt. Wir haben dich gefilmt, da gibt es jetzt ein Video von. Wenn das die Polizei kriegt, dann kommst du ins Gefängnis. Die sind voll mit Schuldgefühl, mit Entsetzen, zu was sie alles genötigt wurden. Und viele denken, ich muss das gewollt haben. Ich bin ganz schrecklich, ich bin ein ganz furchtbarer Mensch. Und das schmiedet sie wieder mehr an die Tätergruppe. Viele Leute, die zu uns kommen, da sehen wir die über längere Zeit und wir merken ganz genau, ja, das ist dieser Person passiert. Ja, es gibt auch externe Validität über Geschwister, Freunde, eine Tante hat es bestätigt, der Kinderarzt hatte entsprechende Aufzeichnungen und.
Und am Schluss machen die Täter das meistens so, dass sie dafür bestimmte Signale setzen. Zeichen, bestimmte Musik, Worte, Buchstaben, Buchstabenzahlen, Kombinationen, Sätze, irgendwelche inneren Reime. Und auf diese Codes reagieren die Opfer dann automatisiert, indem sie eine bestimmte Teilidentität nach vorne katapultiert haben. Da können die in ihrem Altersbewusstsein gar nichts gegen machen. Ich habe das schon mal gehört, dass Leute sich über die Augenbraue wischen als Gegenüber und sofort war ein bestimmtes Zeichen. Oder dass sie so den Finger vor den Mund legen und sofort war Schweigen. Das kann man alles konditionieren. Die machen sich eine eigene Ideologie und die hat immer etwas damit zu tun, wir sind die eigentlichen Herrscher der Welt. Diese helle Gesellschaft ist lächerlich, wir sind die eigenen Herrscher. Wir übernehmen auch die Herrschaft. Wir können über Leben und Tod entscheiden. Wir fürchten weder den Tod noch Schmerzen. Wir bilden unsere Leute zu eiskalten Killern aus. Im Inneren, das ist ja organisierte Kriminalität, sind so familiäre Strukturen. Und dann immer weiter nach außen sind dann äußere Strukturen. Ganz außen sind die Kunden. Eigenlijk hadden we de neiging om al die verklaringen die we binnenkregen aan de kant te schuiven. Te heftig, te controversieel. Maar we vroegen ons ook af, hoe kunnen het er zoveel zijn als dit niet bestaat? Hebben alle invullers soms dezelfde therapeut gehad? Of dezelfde praatgroep? Dat is niet het geval. We hebben een analyse gemaakt van 140 vragenlijsten met rituele kenmerken. En meer dan 40 mensen vertellen over misbruik dat de afgelopen 10 jaar plaatsvond. Er zitten ook mensen tussen die vertellen over een netwerk waar ze nu nog in zouden zitten. Meer dan 3/4 van de invullers is gediagnosticeerd met DIS, dissociatieve identiteitsstoornis. Wat vroeger een meervoudige persoonlijkheidsstoornis werd genoemd. Dat geldt ook voor Marinke. Wat ik van merk is dat ik stukken tijd kwijt ben. Aan dingen geen herinneringen heb. Stel, er ligt tekenwerk waarvan ik gewoon zeker weet, ik heb niet getekend. Dat ligt er allemaal met een tekening die af is of half af is. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment geconfronteerd werd met diagnose DIS. Dat ik er toen nog zeker een jaar heel hard tegenaan heb geschopt. Ik wil het gewoon niet. Als ik kijk naar de cliënten die ik behandel en ook de literatuur die daarover bekend is, is het een gevolg van ernstig trauma in de vroege kindertijd. Christel Kraai is klinisch psycholoog bij GGZ Centraal. Ze is een van de experts die ons heeft geholpen bij het opstellen van onze vragenlijst. Al meer dan 10 jaar ziet ze cliënten met DIS. Zo'n 15 daarvan vertellen over ritueel misbruik. Ik behandel mensen die echt helemaal uit het netwerk zijn. Ik behandel mensen die nog steeds onder druk staan van het netwerk, maar wel echt veilig kunnen blijven. Dus die wel mailtjes of sms'en krijgen, maar daar niet meer op ingaan. En ik behandel ook mensen die echt nog door het netwerk benaderd worden en misbruikt en mishandeld worden. De gruwelijkheden die ze vertellen vertonen opmerkelijke overeenkomsten. De feestdagen zijn natuurlijk een soort van overeenkomst. Of het dan Paas is, of Pinksteren, of Kerst, of Hemelvaart. Maar ook allerlei dagen die niet zo vanuit het christendom zijn, maar meer dingen als volle maan, seizoenswisselingen. Dat de dagen zijn waarop de meest nare dingen plaatsvonden. Het is ook iets wat in onze vragenlijsten terugkomt. Er waren gezangen en vaak veel kaarsen. Er was soms een altaar waarop iemand werd vastgebonden. Aan elke punt van de tafel was dan een kaars. Er werden vaak christelijke feestdagen nagespeeld, maar dan om ermee te spotten. Kruisigingen bijvoorbeeld. Er was een soort reinigingsritueel. Elke keer als ik naar huis mocht, dan werden er glasscherven in mijn vagina ingebracht. Er werden vruchtbaarheidsrituelen uitgevoerd. Meisjes moesten zwanger worden. Er werden offers gebracht. En er is nog iets dat slachtoffers van ritueel misbruik gemeen hebben. Ik noem dat mind control. Mensen met een achtergrond van ritueel misbruik, die hebben veel meer hersenspoelingen, zou je kunnen zeggen. Ze noemen dat zelfs soms ook programma's die
aan kunnen gaan. En die heel typisch gedrag laten zien die eigenlijk bij mensen met zonder die achtergrond eigenlijk niet zo zichtbaar is. Wat er over verteld wordt is dat er sprake is van een soort training. Meer een soort conditioneren dat als A gezegd wordt dat B gedaan moet worden. Onze invullers vertellen over trainingen door middel van waterboarden, elektroshocks, lichtflitsen, ronddraaien, liedjes herhalen of opsluiten. Programmeringen die wij hebben zijn terugkomprogramma's, terugkeren naar de groep op specifieke dagen, zelfmoordprogramma's, automutilatieprogramma's en programma's om verwarring te zaaien wanneer ik iets vertel over de groep wat niet mag. Zo'n programma gaat bijvoorbeeld aan als iemand zegt: je kunt me vertrouwen, zodat een slachtoffer juist niet gaat praten. Of bij een bepaald plaatje in combinatie met een specifiek woord. Dat betekent dan dat iemand direct moet komen. Anders volgt straf. Alsof er van buitenaf een knopje wordt ingedrukt waardoor iemand gaat handelen zonder dat iemand daar nog regie over heeft. Wat ik dan zie is een cliënt die op een soort monotone manier reageert. Een beetje soldaterig zou je kunnen zeggen. Toen we hier voor het eerst over hoorden, dachten we ook: nu wordt het te bont. Maar het afgelopen jaar hebben we tijdens onze ontmoetingen van alles zien gebeuren. Mensen die ineens proberen weg te lopen. Die zichzelf proberen te snijden als ze de naam van een dader hebben genoemd. Uw cliënten zijn voor de buitenwereld hele gewone mensen met gewone banen. Ja, hele gewone mensen met gewone banen. Ja. Die eens in de week bij u komen. Ja. En u neemt die verhalen toch ook dusdanig serieus dat u tegen ons zei van nou, ik zou die best wel eens onderzocht willen hebben. Ja, want ik zit in een positie, in mijn rol kan ik niet doen aan waarheidsvinding. Dat is soms frustrerend. Met name omdat er wel een mening is in de maatschappij over dat dit soort dingen niet zouden bestaan. En daar lijden cliënten van mij ook onder. Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat we de handschoen hebben opgepakt. We beginnen met het zoeken naar de gemene deler in de verhalen. Bijna alle 140 invullers van onze vragenlijst geven aan dat ze door een familielid in het netwerk zijn gebracht. Meestal hun vader of hun moeder. Allemaal krijgen ze drugs toegediend. Bijna allemaal werken ze gedwongen in de prostitutie. Er wordt kinderporno gemaakt en martelporno. Het gaat echt over tientallen overlappende verklaringen. Bijna 100 mensen hebben het over misbruik op specifieke feestdagen. 2/3 heeft het over mannen en vrouwen in gewaden. Zwart, paars, rood of wit. Yes, well, I'm a survivor myself. My abuse started in the 40s, and that was, World War II. And so obviously some of the first things that I saw were a mixture of people who were involved in military and were in a college setting who were doing that kind of experimentation. And also there were connections with there were Masonic connections. But in the time that I was given mentorship, I was told there was something called the pantheistic occult, and that essentially what that meant is that there are all different systems under which mind control can be perpetrated. What the pantheistic occult basically meant was that it doesn't really matter what the belief system is. It depends on the person's adaptability, the way they respond to issues of power, and you move your way up depending on your adaptability, so that you may never know that there is a group larger than the one that you're involved in, or you may, depending on how you move through the system and also how the people who are in contact with you move through the system. For example, the people who were teaching me about the pantheistic occult were directly involved in what was called a Dionysian sect. And that they explained that had gone from pre-Christian times. And essentially most of what they were doing is political blackmail. And there were systems of belief that had to do with political blackmail. So, for example, the use of the children had to do with, having them adapted to sex, and then you could
for example, photograph or film people who you wanted to blackmail in the sex act with children, which was very easy to manipulate them. So that, for example, since I was born into a generational system, there were people there who talked about the occult tradition, and they traced themselves back, like I said, to the Dionysians, which is pre-Christian, and they had a whole occult tradition, and they interpreted history, and they had stories about all of the different things that happened up through the movements of their group. The stories that I was told about, for example, the Dionysian sect, the oldest laws that were ever passed against ritual abuse happened in Rome pre-Christ, and they were made against the very Dionysian sects that were still in operation in the 40s and 50s, which I'm assuming are still in operation now. And the reason the laws were made against, and it was known that in the rituals there were sexual orgies, there was flaying, which is skinning of people, there was flagellation, there was abuse of, ritual rape of women and children. That isn't why there were laws made against the groups, though. The laws were made against the groups because of the practice of common commission of crime for the purpose of political blackmail. When I was a child, you would have something that would be like a private birthday party for a powerful person in town. And at that birthday party, there were drugs ingested that the people didn't know about who were invited, who happened to be maybe judges or a police chief or certain lawyers, people who had power in that town. And in the course of the evening, they would be photographed having sex with little children, filmed having sex with little children under the influence of drugs. But that didn't make any difference. If then people had those films, how far are you going to get in prosecuting if the people who would bring the case have that kind of blackmail evidence available against them? Voici un extrait du document de toutes les auditions, procès-verbaux et témoignages de l'affaire Dutroux. Le document de 1235 pages mis en ligne par Wikileaks en 2009 contient, à la page 261, la reproduction d'une lettre datée du 13 décembre 1996. La lettre, intitulée « Secte, orgie, balai rose en Hollande », a été adressée à la justice hollandaise par un certain Van Haller, pour se retrouver par la suite dans le dossier Dutroux. Voici son contenu explicite. Lettre adressée à la justice hollandaise au sujet de sectes dans ce pays. Il existe en Hollande un groupe de 300 personnes qui forment une secte. Ils organisent des partous avec mineurs, 3 ans et plus. Membres, avocats, juristes, juges, policiers, etc. Réunions dans propriétés campagnardes, hôtels ou chez des membres. Exemple, Villa Westfiller à Markelot, plage de Nordwijk. Assemblée le premier samedi après la pleine lune ainsi qu'aux dates de fêtes chrétiennes ou les jours d'anniversaire. Groupe de 12 personnes avec des enfants, viol et torture des enfants, grandes assemblées, 50 adultes et 50 enfants, drogue, boissons, orgies, viols, enregistrement vidéo des abus sur les enfants. Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes. Cela entraîne la création de multiples personnalités chez les enfants. À Noël, on simule le sacrifice d'un enfant de 1 an qui subit des sévices mais qui est remplacé par une poupée au moment des véritables tortures. Simulacre d'un enterrement d'un enfant de 15 ans comme punition. On provoque les personnalités multiples, par exemple en faisant croire aux petits-enfants que l'on introduit en eux un chat qui grandit et devient une panthère qui va les surveiller s'ils veulent parler ou quitter le clan. Entre parenthèses, il s'agit là de la chirurgie magique bien décrite par certains thérapeutes travaillant avec des survivants d'abus rituels et de contrôle mental. Ces personnalités multiples sont entretenues par des psychothérapeutes du clan. Les personnalités multiples provoquées permettent un contrôle continu, même des adultes, en créant un certain équilibre.
Cela fait de tous les auteurs des victimes. La lettre se termine ainsi. Membre de la secte Balm Jacqueline, secte infiltrée par Verkij Rowin, témoin qui apporte des preuves matérielles, Rumke. Les autorités hollandaises ne croient pas les révélations de Balm et n'agissent pas. Les déclarations et lettres disparaissent. Balm a disparu sur ordre du clan. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Qu'est-ce qu'on raconte? Donc, comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Hein. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne veut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il assistait. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à ces activités. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses, et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur. When I was 8 years old, they would take me out of school, and the principal would take us out of class and tell the teacher that they're taking us to a special program to learn. And when they took us to this blue house. We never got justice. Prosecutor wouldn't prosecute the case despite all the people that were telling the same story. We didn't want to tell anybody because they told us that if we told them, we could get in trouble too because of all the things that we did. But we were only kids. En 1990, à Evansville, dans l'Indiana, comté du Vanderburgh aux USA, une sordide affaire de rituel pédocriminel a été étouffée, comme à l'accoutumée. À l'époque, l'affaire dite de la Maison Bleue satanique avait reçu un écho national, notamment avec l'émission télévisée A Current Affair, qui qualifia alors Evansville de Devil's Playground, terrain de jeu du diable. En 2017, John Ponders de Now You See TV, en collaboration avec David Carrico, auteur de The Egyptian Masonic Satanic Connection, ont produit un documentaire, Dark Covenant, Secret of the Secrets, détaillant l'affaire de la Maison Bleue, très peu, voire aucunement référencé dans le monde francophone. Pour des raisons juridiques, le documentaire ne mentionne pas la connexion maçonnique de cette affaire, mais les producteurs affirment en off que les accusés sont tous liés à la franc-maçonnerie. One thing that I wanted to make sure I was kind of clear about, which I don't think I mentioned, that the people that were involved in this whole thing in the Blue House, the school principal was the most common name mentioned. And I'm not going to mention his name over there. He's already tried to sue people before for it. But in some of the extra footage, his name's mentioned. Basically, all of the people involved with this cover-up, with the perpetration, all of them were Freemasons, every one of them. So I don't know if I made that clear, but they were all Freemasons, which is a public record that they were Freemasons. That's one thing I want to make sure I was clear on, because I think that I forgot to mention that everybody involved in the investigation, the cover-up of investigation, and the principal and the officials mentioned were all Freemasons. My name is David Carrico, and in the early 1990s, my wife Donna was doing some volunteer work with a group called SLAM. It was an acronym for Society's League Against Molestation. And Rick and Pam Doniger were also working with SLAM,
And children began to disclose to Rick that they were being abused ritually and satanically. And these children were telling the story that they were being taken by school officials to a certain blue house where they were being exposed to satanic rituals involving sexual abuse, animal, and even human sacrifice. Le principal défenseur des enfants, Rick Donninger, a déclaré que tous les enfants de la Maison Bleue affirmaient avoir été maltraités par des francs-maçons. Donninger a également affirmé que l'enquête a été confiée à des policiers également issus de la franc-maçonnerie. Malgré les nombreux témoignages et preuves, l'affaire n'a jamais été conduite devant un tribunal et aucune arrestation n'a donc eu lieu, laissant une nouvelle fois les petites victimes dans la solitude de l'injustice. My name is Rick Donninger and I'm from here in Evansville, Indiana. The prosecutor's office just flat refused to take any action on it. It was a mystery. I'm not going to prosecute. Why not? I don't believe the allegation. You don't believe the proven, you don't believe the story? I don't believe this particular story. If the system isn't going to be able to help these children, where would you suggest they themselves? I don't know. That means not to prosecute. I mean, this was the frustrating thing about it. There were 12 children that went on record to Bill Welborn, a former prosecutor, and Sue Donaldson, who was the head of the psychology department at the University of Evansville. She interviewed 6 of them. These children all told the same story. None of them knew one another. They all give the same testimony, and they named these 2 specific individuals that were both Freemasons, and that they were being taken out to this house, being ritualized. It was confirmed medically. They were taken to the hospital. Abuse was confirmed. There was this one child that said that the principal took her into the office, violated her with an object. This child was taken to the hospital. The abuse was confirmed. There was physical testimony. There was multiple witnesses, but yet there was no prosecution. I'm not going to prosecute. Our attorney, Mr. William Welborn, he donated his time to represent all of these kids that wanted representation by an attorney. And he took on the cases for free. And he had talked to the children, he talked to the mothers, and he was convinced that these kids were telling the truth. First of all, the fact that there are so many children who are telling very similar stories. Second thing is that there is similar evidence of physical abuse in a number of these children. They have been injured, damaged in the same way. I'm not going to prosecute. Les enfants ont rapporté avoir subi des séances de choc électrique en visionnant par exemple des photos visant à inverser le bien et le mal en renommant la photo en son exact contraire, tout comme leur mettre la main sous l'eau chaude en leur affirmant que c'est quelque chose de froid pour eux. Nous ne savions plus le bien du mal, affirmeront certains. Les enfants disaient avoir été forcés de regarder des animaux morts et dépecés dans des coffres, mais aussi forcés à ravaler leur propre vomi s'ils tombaient malades en consommant les bêtes sacrifiées. We were just learning about Freemasonry, and when these children came and said that their perpetrators were allegedly a Masonic school teacher and a Shriner principal, so we began to do research, and then we began to uncover the Masonic connections to the occult and to the mystery religions. There's a book that's published by the Masonic McCoy Publishing Company called Who is Hiram Abiff?
And this book goes into great detail into the practices of the mystery religions, and it details human sacrifice, cannibalism, ritualistic sex, and then it goes on to proudly say that Freemasonry is perpetuating the spirituality of the mystery religions. You know, I mean, it's just absolutely bizarre. I found it interesting in the documentary that as you explored the case with these children in Evansville, that they were describing Masonic symbols and Masonic rituals. I've personally researched many SRA cases that had a very heavily, like overtly Masonic influence on them. It seemed like they were more sort of a crazed, demonized subcult of some sort that branched out certainly from the mystery schools. But, you know, there was what was interesting, though, was that you seemed to present facts that the Masonic Lodge in that part of the world was directly responsible for the actual abuse that was taking place. And I thought that that was interesting. And mainly because of the way Masonry permeates the legal system in places of leadership, which is undeniable. Almost every time a case was presented to law enforcement, it was almost immediately deemed unsubstantiated, which in my own mind would definitely lend to the credibility of a power structure outside of the legal system that was operating that's much larger than most. Because the children were saying things of such a magnitude that it would involve the institution of the school corporation, and it would involve some cooperation in part of law enforcement. Yet this was being said by as many of a dozen children that did not know one another. The parents did not know one another, and they were telling consistent stories. One after another, each case had been deemed by the authorities as unsubstantiated. Just repeatedly, the abuse was ruled unsubstantiated. There was never enough evidence. We had the mother take the child to the hospital, and we set up an examination called a colposcopic examination. As a result of that, her allegations of abuse and having the knife put in her were substantiated. There were in fact scarring inside the child that substantiated her story of being cut with a knife. And this child had alleged that the school principal had done this. Sue Donaldson, who is professor of psychology at the University of Southern Indiana, she publicly made the statement on the current affair video that she had examined 6 of the children and that they all were cut. They were all cut ritualistically, and they were marked. When I saw the first child, I wondered whether or not it was self-inflicted. But as I saw the second child, and the third child, and the fourth child, and the fifth child, and the sixth child, and they all had these scars in the same places, and they all said that they were cut at the Blue House by the school officials who had removed them from school. She said that it was obvious to her that these kids had experienced trauma, and she didn't know exactly how it came about or what, but they were obviously traumatized severely. Une membre de l'association de protection de l'enfance Children of the Underground a aidé une de ses enfants, Sarah Jane Wanamaker, ainsi que sa mère, à fuir vers Atlanta afin d'échapper à la garde du père supposément bourreau. Sarah avait fait des déclarations précises et détaillées sur des sévices rituels de type satanique, meurtre, cannibalisme, prière aux démons, menaces de la couper en deux, etc. Selon cette membre d'association qui avait souhaité rester anonyme, Evansville serait un nid à satanistes transgénérationnels, mais également un fief maçonnique. Sarah a déclaré que les bourreaux filmaient tous leurs rituels, menaçant les enfants de dévoiler des photos s'ils se mettaient à parler. Elle a mentionné un présumé meurtre sacrificiel d'enfants perpétué par le principal de l'école qui aurait coupé les jambes de la victime. Il a été rapporté que la petite Sarah développait possiblement un trouble dissociatif de l'identité car elle basculait d'un caractère à l'autre pendant qu'elle parlait. Elle a décrit une vingtaine d'adultes portant des toges à capuche de couleur bleue ou noire. Elle a dessiné des symboles égyptiens similaires à certains ornements maçonniques de grands bâtiments du centre-ville de Evansville. La petite affirmait qu'il conservait des bébés dans des bocaux et que chaque acte qu'il faisait sur un enfant était archivé sur un rouleau.
Masonic secret societies that judges, lawyers, and a lot of those that are involved in the justice system, police officers, sheriffs, all of those detectives, that they are also connected in these secret societies, and that's one of the reasons why it's so difficult to prosecute. And at every turn of the way, it seems like these pedophiles are protected, and that these different forces of justice, which you would expect to be protecting these children, are in fact working against them. One of my best friends is a sex crimes detective in Evansville, and back when this stuff happened, they didn't have a sex crimes unit. Also, there's a new prosecutor in Evansville, Indiana, somebody that I know as well, and I can tell you this, that these guys don't let this stuff go. But the problem is when you have these kind of cases where Freemasons are protecting Freemasons, when you have judges that are Freemasons, you have all these things, even a prosecutor, even a detective that wants to put these people away sometimes can't. This is a scary thing, because a lot of these people are police officers. I know in Evansville, Indiana, over half the force are are Freemasons, and so their oath for Freemasonry supersedes their oath to serve and protect the public. And this is disturbing because we see it in politics as well, which I personally believe that anybody that takes the oath of Masonry should not be allowed to serve in public office, and they should also not be allowed to be police officers. But nonetheless, most of them are, because we were founded by Freemasons here in this country. Où sont-ils le plus influents au sein de l'appareil d'État? Au sein de l'appareil d'État, c'est clairement dans le secteur de la justice et de la police que les francs-maçons sont très implantés depuis très longtemps. Vous avez grosso modo un commissaire de police sur 4 qui est franc-maçon. À l'échelon au-dessus, celui de contrôleur général, on peut multiplier par 2. On est à peu près à la moitié. J'ai rencontré une travailleuse sociale qui a dénoncé la prostitution infantile. Elle a créé un groupe où des enfants peuvent venir la voir et raconter ce qui leur est arrivé. C'est de la prostitution organisée, et dans une toute petite ville, 2000 enfants ont été prostitués. Elle s'est faite attaquer par la police et son mari a failli perdre son travail. Ça l'a menée au bord du suicide. Et c'est ce qu'ils font, ils orchestrent ça. Ils manipulent, et ça vient d'en haut. Elle m'a dit, ça vient des officiers haut gradés. Et c'est le cas. Mon enquête montre des liens solides entre des officiers haut gradés et le crime organisé. En janvier 1997, The Guardian a publié pour la première fois une photo considérée comme unique. Elle perce le mur du secret qui entoure l'une des organisations les plus mystérieuses de Grande-Bretagne en révélant un grand rassemblement de policiers londoniens portant gants blancs, écharpes brodées et tabliers en peau d'agneau. Au moment où la photo a été prise, ces 60 hommes étaient tous membres de la loge maçonnique 91-79, plus connue sous le nom de Manoir St. James. Cette loge, fondée en 1986, est exclusivement réservée aux officiers de police de Scotland Yard. La précieuse photo avait été transmise au Guardian par des policiers n'appartenant pas à la franc-maçonnerie. Elle semble avoir été prise lors d'une tenue inaugurale réunissant des policiers qui occupaient alors les postes les plus puissants des forces de l'ordre londoniennes, tous ayant en commun l'originalité d'avoir eu les yeux bandés avec un nœud coulant autour du cou et une épée pointée sur le cœur, alors qu'on les avertit que s'ils brisent leurs vœux de silence et de loyauté, ils auront la gorge tranchée et la langue arrachée. Un peu comme chez les mafieux. Still unhappy, and quite rightly so. I'm one of the few backbenchers that had the opportunity of reading an amazing document called Operation Tiberius. Why the contents of Operation Tiberius document is so deeply shocking. It tells the story of crimes planned by little units of police, serving police officers of all various ranks, and criminals. And they met, not in clubs or pubs where they'd be observed, but they met in the branches of a fraternity that is secret. And the crimes are horrendous. The crimes are plotting crimes, organizing crimes, carrying out crimes, covering up crimes, and using people who were corrupted in all branches of government.
And the report, it exists, it's there, it's deeply serious. It's estimated that of 135,000 serving policemen in Britain, 22,000, or 1 in 6, are Freemasons. Most Masons say there is no conflict of interest between police work and membership of the Brotherhood, but some outsiders disagree. What is certain, and I've seen the evidence for it and other people have seen it, that there are lists of lodges which include active criminals and serving policemen in the same lodge, and that can never be right. Critics also worry that Masons are concentrated in many other powerful institutions, notably the law. Confidential Masonic documents reveal that hundreds of magistrates are Masons. I think that people use Freemasonry or for the wrong purposes. They use it as a way to get on, to improve their position, to get promotion, and corrupt people use it to carry out their corruption in a secret manner. John Simmons had been a Mason for 15 years when in 1978 he moved from Scotland Yard to take charge of the CID in the City of London Police. I went to a meeting in the Connaught Rooms, which after all I'm sure most people know is virtually the headquarters of British Freemasonry. And the chap that I'd known for many, many years was there as police officer and a Freemason, and we caught eye across, I suppose, twice the distance I'm sitting from you, and he just stared at me and just shook his head like that, run his finger across the throat. I thought, gosh, what am I doing here? I need to get out of this place, because if one man can do that, I need to get out. But what exactly did that gesture mean? Well, it's part of, if one reaches Freemasonry, then you take certain oaths, and one of them is that you'd rather have your throat cut than to divulge secrets of Freemasonry. The sign is given by drawing the hand smartly across the throat and dropping it to the side. This is an allusion to the symbolic penalty at one time included in the degree, which implied that as a man of honor, a Mason would rather have his throat cut across than improperly disclose the secret. John Simmons resigned from his lodge, dismayed at the gap between Freemasonry's high principles and their often shady practice. Le député britannique Dale Campbell-Severs a lui-même publiquement déclaré que plus de 250 policiers ont été contraints de démissionner suite à des enquêtes internes ayant révélé leur appartenance à certaines loges maçonniques dans le cadre d'un complot criminel. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si les réseaux maçonniques sont secrets, comment le public profane peut-il avoir la certitude que ce problème est aujourd'hui éradiqué, notamment dans le système judiciaire de la République française, désormais tristement connu sous le nom de Pédoland? Et qui vous menacez d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. La franc-maçonnerie, ce n'est pas que la franc-maçonnerie, il y a aussi dans la maçonnerie d'autres maçonneries. Et donc autour de la franc-maçonnerie, par exemple du Grand Orient de France, il y a une église gnostique, ça on n'en parle pas. Il y a aussi des mouvements martinistes, ça on n'en parle pas. Il y a aussi des sociétés secrètes alchimiques, ça on n'en parle pas non plus. Alors évidemment, pour connaître tout ça, il faut être rentré un peu dedans, et encore faut-il s'être bien tenu, parce que sinon on ne rentre pas du tout. Ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes, avoir subi des tortures et torturé elle-même. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Où on va immoler un être vivant pour une cérémonie initiatique. Nous possédons de Martinez le détail
concernant la réception de Villers-Rose, de ce qu'il était nécessaire pour son substitut d'accomplir comme pratique, gestes et préparation pour le rituel de Réau-Croix. Ce rituel incluait en effet un holocauste d'une tête de chevreuil ou, à défaut, d'un agneau noir, avec des crémations à effectuer aux différents angles de la langue, de la cervelle et des yeux de l'animal, ainsi que de la tête elle-même. Le souverain, c'est-à-dire Martinez, ouvrant préalablement la tête de l'animal en circonférence à l'aide de son couteau de cérémonie pour en faire surgir la cervelle. Il en retire la cervelle, la langue, et l'ensemble est ensuite entièrement consumé dans les 3 feux qui entourent les circonférences, la tête proprement dite dans le réchaud du nord, la langue dans celui de l'ouest et la cervelle dans le brasier du midi. Et donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements et qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés. Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel j'ai participé. Ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transporté dans un sac noir à poubelle noire avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les 3, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres? Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi. Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Mais vous en avez vu, vous, personnellement? J'ai vu un email de monsieur. Moi, je ne savais pas qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes, la secte satanique dont vous parlez ou... Ils les couvrent toutes. Je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça c'est sûr. Jean-Claude Dissès est l'avocat de Véronique à Agen, ville où elle fut transférée du Maine-et-Loire vers un foyer fréquenté par des pédophiles. D'abord sceptique sur les accusations de sa cliente, il est aujourd'hui convaincu qu'elle dit la vérité. Je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a été violée dans sa famille. Je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a été prostituée par certains membres de sa famille. Je la crois lorsqu'elle explique que cette prostitution est forcément et nécessairement passée par de nombreuses personnes adultes qui sont venues abuser d'elle pour de l'argent. Je la crois lorsqu'elle dit en même temps qu'elle était photographiée pendant ces scènes. Et je la crois d'autant plus que nous retrouvons apparemment, c'est le point qu'il faut vérifier, ces photos sur un CD-ROM à Amsterdam. Donc c'est bien elle qu'elle a reconnu, elle a dit ça c'est moi. Voilà, c'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Elle dit c'est moi. Elle le dit devant un inspecteur de police et
en même temps qu'elle s'identifie, elle identifie 5 de ses copains et copines d'enfance. Ça signifie que si ce point s'avère exact, il faut nécessairement que ces enfants aient été soumis à des scènes pornographiques, que ces scènes aient été filmées et que ces photos aient été envoyées à Amsterdam pour atterrir sur un CD-ROM pédophile qui a été saisi par la police hollandaise dans le cadre de procédures en Hollande. Et donc ça nécessite forcément qu'il y ait une organisation qui prend des photos, qui les diffuse. Et donc ça veut dire qu'il y a une organisation et qu'il y a un réseau. Véronique nous a conduits devant l'un des nombreux lieux où se passaient, selon elle, le 21 de chaque mois, des cérémonies sataniques. Alors c'est ici que je suis venue plusieurs fois. Notamment, je me rappelle bien d'une fois en 94, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Voilà. Et là, il y a eu viol, on devait être 5 ou 6 enfants. C'était pas une très très grosse réunion. Là, il y avait beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà. Et vous-même, vous avez subi... Oui, j'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là cette fois-ci. Son incroyable mémoire permet aussi à Véronique de se souvenir d'un coup de téléphone où elle entend parler de la petite Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996. J'étais chez une des pédophiles. Et donc là, le téléphone a sonné, elle s'est mise à hurler. Elle était à l'étage, moi j'étais dans sa chambre en bas. J'ai donc décroché le téléphone qui se trouvait dans sa chambre. Et j'ai entendu un homme que je connais, Walter, qui réclamait plus d'argent, sinon il allait tout dénoncer à la police en disant, il disait lui-même, de toute façon c'est pas moi, j'irai pas en prison, c'est pas moi qui l'ai tué. Moi j'ai fait que de l'héberger sous vos ordres et que 6 jours. Et maintenant je veux l'argent. Et moi j'irai pas en prison. Et là j'ai entendu Jean-Marc qui a dit comme ça, de toute façon là où sont enterrés les Maccabées, ils sont pas prêts de les retrouver. Et vous avouez qu'ils sont enterrés, vous? Je pense qu'ils sont enterrés à Grand-sur-Lot, dans l'arrière-cour. Le cadavre de Marion serait éventuellement là? Je pense, oui. Des fouilles auraient été effectuées récemment, en vain. Véronique aurait-elle affabulé? En tout cas, sa déclaration laisse incrédule le père de la disparue. Quand ça commence à chauffer. Ah là 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 là. Il fallait s'y attendre, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, c'est normal. Bon. Il y a beaucoup d'éléments dans cette capsule. Attendez, j'arrive. J'arrive, les amis, j'arrive. On va se mettre une autre capsule en attendant. Oui, il n'y a pas su tweet, mais c'est normal, tweet. Ah, comment on fait? Oh là 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 là. Vous avez vu la nécessité alors d'avoir une télé? C'est ça, il faut qu'on finisse cette télé-là. J'ai des documents, ça c'est rien encore, hein. Ça c'est rien, les amis. J'ai des dossiers que tu ne peux pas sortir sur YouTube. Et ça c'est rien, hein. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça c'est rien, les amis. J'attends que ça se remette, si possible. Si ça se remet, c'est bon. Ils disent que j'ai violé leur... Comment je peux faire? Alors, une seconde.
J'espère que ça va revenir là. J'attends. Alors, ah ouais, ils m'ont déjà donné un avertissement. Bon, il fallait s'y attendre. Et les amis, l'avertissement, ce n'est pas parce que la vidéo, c'est TF1. TF1, c'était une chaîne publique. Hein. TF1 était public à l'époque. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. TF1 était public à l'époque. Donc, et c'est même encore subventionné. Bon, on va aller du côté de Biden. Et puis, je vous reviens. Ah là 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 là. Et ça, c'est rien, ça. J'ai un documentaire que j'avais appelé la franc-maçonnerie disséquée. Je vous laisse imaginer Ngan en train de disséquer quelque chose. Même le laser n'est pas précis, Magnan. Non, ce n'est pas... ce n'est pas... Ouais, non, mais on est quand même à 70 chaînes. Hein. Et n'oubliez pas que avant, je n'avais pas compté. J'ai commencé à compter à peu près à la 12e, 13e chaîne. Donc, on doit être à pratiquement 85 chaînes censurées. Sans compter les chaînes YouTube, pardon, les chaînes Facebook, les chaînes Odyssée. Je me suis fait censurer sur Odyssée, les gars. même sur VK. C'est pour vous dire. Bizarrement, pour le moment, aujourd'hui, il y a Twitter et Tweet qui ne me censurent pas encore. Mais bon, il faut voir aussi le nombre de vues que j'ai fait là-bas. Je n'ai pas de vues, donc je n'ai pas de visibilité, donc ça ne les étonne pas. Non. On fait un petit tour du côté du frangin. Hein? Ils me connaissent, savent que je suis un bousillé de métaphysique. Quelqu'un qui s'est noyé dans les écrits de René Guénon. Le rapport que René Guénon entretenait avec la franc-maçonnerie, est-ce qu'il était franc-maçon, est-ce qu'il côtoyait des loges maçonniques, ça représentait quoi pour lui, et voilà, peut-être pour mieux comprendre ce rapport-là. Oui, il était maçon, il était affilié à la loge Humanidad et à la loge Théba. Par contre, sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque hier soir, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a plaidé coupable pour fraude fiscale et détention illégale d'armes. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a réagi à cet accord de plaidoyer en disant que si vous êtes le principal adversaire du président, le ministère de la Justice essaie de vous mettre en prison, et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un accord de faveur. En clair, cet accord permet de faire taire un petit peu toutes les critiques qu'il y avait à l'égard de Hunter Biden, mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de comprendre ce qui se passe avec cette affaire Hunter Biden. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Je vais faire de mon mieux et on va revenir sur ce que cet accord a de choquant et sur le dessous des cartes. Mais d'abord, ce qui est toujours fascinant pour moi, c'est de constater que la réalité dépasse toujours la fiction. En fait, là, les scénaristes de House of Cards ou de Baron Noir n'auraient jamais imaginé un truc pareil. Ce qui s'est passé est absolument incroyable. On est en avril 2019 aux États-Unis. Le vice-président du Barack Obama, Joe Biden, décide de se présenter contre Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il va d'ailleurs le battre quelques mois plus tard. Et quasiment, et pas quasiment, le même mois, le 12 avril exactement 2019, son fils, Hunter Biden, va déposer des ordinateurs qui sont en réparation à côté de là où il habite. Et en fait, il oublie de les récupérer. Et 3 mois plus tard, la loi de l'État en question, le Delaware, fait que c'est la propriété du réparateur. Et le réparateur commence à ouvrir ses disques durs et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il est stupéfait. Et encore une fois, aucun scénariste n'aurait pu imaginer ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces disques durs ? D'abord, il y a les preuves, j'allais dire, de la dépravation, de la débauche, peut-être même de la folie, de la déchéance de cet homme, Hunter Biden. Hunter Biden, on le voit consommer toutes sortes de stupéfiants, des pipes à crack, etc. On le voit dans toutes les positions sexuelles possibles, imaginables, en train de se filmer, de se photographier. Il y a des images, des vidéos, des mails, des tonnes et des tonnes de mails là-dedans. C'est incroyable. Avec
Vraiment, y compris des prostituées probablement mineures. On n'en a pas tout à fait la preuve, mais c'est stupéfiant. Autre chose, on peut se dire, bon, cet homme est fou, il a totalement perdu pied. Et si on se rappelle que la famille Biden, c'est un clan qui est littéralement ravagé par le destin. En 72, la mère meurt au volant avec 3 enfants, une petite fille meurt, la mère meurt. Il y a 2 fils qui survivent, Hunter Biden et Beau Biden. Et Hunter Biden, il survit à ça, il survit à son père qui est un ego et une personnalité écrasante, mais il survit aussi au fait qu'il y a un fils prodigue qui s'appelle Beau Biden, qui est beaucoup plus doué que lui. Il va être son modèle, c'est lui qui va l'aider à tenir dans la vie. Et en 2015, il meurt d'un cancer au cerveau. Donc, il est en pleine dérive, ce Hunter Biden. OK, admettons que la psychologie puisse expliquer ces dérives. Elle ne les excuse en rien, mais elle pourrait les expliquer. Mais il y a autre chose dans ce disque dur. Dans ce disque dur, on comprend que Hunter Biden, qui est par ailleurs avocat, il mène des affaires, et notamment des affaires à l'étranger. On appellerait ça en droit français du trafic d'influence. C'est parce que son père est gouverneur du Delaware, pas n'importe quel État. C'est un État qui est un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Et ça fait 35 ans qu'il est gouverneur avant de devenir vice-président. Et ce fils, il utilise la position de son père, et notamment depuis qu'il est devenu vice-président des États-Unis, pour faire quoi? Aucun scénariste aurait imaginé. Pour devenir administrateur d'une société ukrainienne de gaz. Une société ukrainienne de gaz en 2014. En 2014, il se passe des trucs en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Il fonde aussi une compagnie énergétique en Chine, avec un magnat du coin, et il récupère des millions et des millions de dollars de revenus qu'il ne déclare pas au fisc. Et là, il est obligé de plaider coupable, ce qui a notamment pour effet d'arrêter finalement l'enquête. On ne creuse pas davantage. Mais qu'est-ce qu'on comprend aussi, et qu'est-ce qui sort de ces investigations? D'abord, que dans ces messages, dans les milliers et les milliers de mails, peut-être des centaines de milliers de mails, il écrit à ses correspondants étrangers, Hunter Biden, en disant « N'oubliez pas la commission de 10% pour the big guy », c'est-à-dire le grand chef. Qui est le grand chef? On ne sait pas, on cherche. Mais peut-être a-t-il un rapport avec le vice-président des États-Unis et celui qui est aujourd'hui président des États-Unis. En tout cas, on se pose des questions, ça mériterait investigation, il n'y aura pas vraiment d'investigation. Et deuxième chose, on a des enregistrements. Pour le coup, là, c'est absolument prouvé, où on entend Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, parler avec le président ukrainien Porochenko, le président ukrainien de l'époque, et lui dit, si tu veux ton milliard d'aide américaine, dans ce cas, il faut que les procureurs chez toi cessent d'embêter la société qui s'appelle Burisma, qui est une société énergétique, où mon fils est administrateur. Mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Autrement dit, tout ce dont on a accusé Trump, qui finit par faire pchit, parce qu'on a accusé Trump d'essayer de soudoyer ou de faire pression sur Zelensky pour qu'il amène des preuves de la corruption de Joe Biden en Ukraine, ça fait pchit, il n'y a rien. En revanche, ce dont on accuse Trump, eh bien, effectivement, il y a quand même, comme on dit aux États-Unis, un smoking gun, un pistolet fumant qui pourrait laisser penser que c'est plutôt Biden, lui, qui aurait utilisé sa position officielle en tant que vice-président des États-Unis pour, évidemment, les affaires de son fils, le couvrir, et ensuite, évidemment, poursuivre des intérêts politiques. Et donc, évidemment, c'est un scandale majeur aux États-Unis. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'on en parle. Et comme vous savez, il y a une tornade de neige aux États-Unis, il y a une canicule aux États-Unis, comme c'est la métropole états-unienne, et évidemment, on en parle immédiatement. Là, pas de son, pas d'image. Alors, c'est intéressant ce paradoxe entre ces informations qu'on entend ça ou là, toujours mises au conditionnel, parfois censurées, jamais véritablement vérifié. Dans cette affaire, Guillaume Bigot, beaucoup soupçonnent l'existence d'une véritable censure au sommet de l'État américain, une volonté d'étouffer cette affaire qui n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Alors d'abord, il ne faut plus soupçonner une censure. Il y a censure. La censure, toutes les preuves, les plus accablantes les unes que les autres, sont sur la table. Les Américains le savent, les médias américains en parlent maintenant ouvertement. D'ailleurs, les républicains disent plusieurs choses. Effectivement, comme vous le rappelez dans votre question, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, il y a d'autres membres de la famille Biden, il y a d'autres millions de dollars qui ont circulé, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, les républicains disent c'est une affaire de sécurité nationale. C'est tellement compromettant que des États étrangers ont pu faire pression sur le vice-président et aujourd'hui le président des États-Unis. Ils disent probablement Joe Biden était-il au courant de tout. Joe Biden dit qu'il était au courant de rien, évidemment, ça l'arrange. Et surtout, eh bien, les républicains demandent une enquête. Parce que pour le coup, toutes les preuves sont là. Le FBI, mais aussi le département de la justice qui actionne le FBI. Le FBI, c'est un peu particulier, c'est à la fois un service de renseignement intérieur, mais c'est en même temps le bras armé de la justice fédérale aux États-Unis. Donc ça a cette double casquette. Et donc, la justice américaine a fait pression sur les journaux, a fait pression sur les réseaux sociaux, mais toutes les preuves sont là,
pour dire ne parlez pas de cette affaire. Alors pourquoi ne parlez pas de cette affaire? Parce qu'ils craignaient que ce soit une manipulation des services russes, en tout cas c'est ce qu'officiellement ils disent, et en fait, c'est là aussi, la réalité, comme je vous l'ai dit, dépasse totalement la fiction. Parce que souvenez-vous du réparateur qui récupère les disques durs du fils Hunter Biden, eh bien, lui, il est pro-Trump. Le hasard fait qu'il est républicain. Et au moment où on essaye de traîner Donald Trump, président des États-Unis, devant le Parlement pour le destituer, en l'accusant de corruption, de collusion avec l'étranger, lui, il ouvre ses ordinateurs et qu'est-ce qu'il tombe sur quoi? Il tombe sur le fait qu'au contraire, il y a toutes les preuves qu'il y a une collusion, peut-être en tout cas au cœur de la machine démocrate, avec l'Ukraine. Et donc il envoie ces informations au FBI. 4 ans se passent, le FBI n'en fait rien, premièrement. Deuxièmement, on comprend aussi dans l'histoire qu'il y a un contre-feu qui a été allumé par ce qu'on pourrait appeler l'État profond aux États-Unis pour empêcher ces informations et ce qui est contenu dans cet ordinateur, on appelle l'ordinateur de l'enfer aux États-Unis. On comprend qu'il y a une espèce appelons ça une sorte de complot, un contre-complot en tout cas, puisqu'on est à la veille de l'élection de Joe Biden, 2 semaines avant l'élection, le 14 octobre 2020, et là, il y a un journal à New York, qui s'appelle le New York Post, qui n'a pas une très bonne presse d'ailleurs, qui est c'est un journal un peu contesté, un journal sulfureux de scandale, qui publie les mails et qui publie les photos. Et là, il y a 2 anciens directeurs de la CIA qui font une tribune en disant « c'est un complot des Russes, c'est une machination des Russes ». Donc on comprend qu'il y a une sorte de contre-feu de l'État américain pour discréditer ces informations. Et il faudra attendre qu'Elon Musk prenne la tête de Twitter, qu'il publie ces fameux dossiers Twitter, les Twitter Files, pour qu'on apprenne que l'État américain a fait pression sur les journaux, a fait pression sur les réseaux sociaux, a déconnecté ces informations qui avaient été publiées en ligne parce qu'ils ont fait, d'après eux, leur devoir civique. Ils ont protégé le peuple contre de fausses informations. Le problème, c'est que nous sommes 5 ans après et que ces fausses informations, il s'avère qu'elles étaient parfaitement exactes. Quelles peuvent être les conséquences de ces révélations? On peut en voir au moins 3. D'abord, ça va forcément fragiliser les démocrates, et en particulier Joe Biden s'il se représente. Il a annoncé qu'il se représentait. L'élection va démarrer vraiment dans quelques mois. Peut-être qu'on peut dire aussi, et c'est pour ça que les républicains sont furieux, c'est que comme le fils Biden a plaidé coupable, ça va interrompre les investigations, il n'y aura pas davantage de preuves. Mais surtout, on se dit, et c'est là où c'est incroyable, et la réalité dépasse toujours la fiction, on se dit que le contenu de cet ordinateur, les preuves de corruption sexuelle, de corruption financière, de corruption, de dépravation morale, de drogue, etc., c'est quelque chose que les services russes, effectivement, auraient pu imaginer. Ça sert intégralement la propagande de Poutine et la propagande de Xi Jinping qui dénoncent l'effondrement moral de la démocratie américaine et de la classe dirigeante américaine. Mais on se dit que ça apporte peut-être pas de l'eau, pas des trompes d'eau, j'allais dire des chutes du Niagara aux conspirationnistes de tout poil, qui se disent on nous ment, on nous cache tout, on nous dit rien, la justice est frelatée, les médias ne disent pas la vérité, les réseaux sociaux sont tenus. Là, ils en ont quasiment des preuves, en fait. Donc on comprend qu'il y a une espèce de dialectique absolument infernale entre, d'un côté, une espèce d'état profond de gens qui se disent bon, on va protéger la démocratie, les valeurs de la démocratie contre le peuple, contre les populistes. Après tout, les gouvernements autoritaires sont un danger, des gens comme Trump sont un danger, donc on va protéger, et pour protéger, on va censurer. On ne va pas diffuser les informations. Et évidemment, ça ne peut que stimuler le complotisme comme jamais. Le général de Gaulle, on lui avait donné en 62 une photo de François Mitterrand sur laquelle on voyait François Mitterrand avec la francisque. Il a pris la photo, il l'a jetée dans la cheminée et ça a brûlé. Alors la personne qui lui a donné la photo lui dit « Pourquoi vous faites ça ?» Et il dit « C'est très simple. Un jour, François Mitterrand peut devenir président de la République et moi, je n'ai pas envie de mettre à mal la démocratie ou l'intérêt général. » On peut se dire c'est un peu ce qu'ont essayé de faire le FBI et compagnie. Mais en fait, pas du tout. Général de Gaulle et les dirigeants occidentaux à cette époque avaient une idée de l'intérêt général et de la démocratie qui était au-dessus de leurs intérêts partisans. Ce n'est manifestement plus le cas et les élites américaines, d'une arrogance et d'une stupidité incroyables, sont en train d'abîmer la démocratie comme jamais. On suivra en tout cas ce dossier qui pose encore beaucoup de questions. On a osé l'aborder avec des pincettes. Mais
Décidément, décidément, décidément. Décidément. Tout ce qu'on fait ce soir, ça bloque. Bon, alors, vous savez quoi? Je vais faire autrement. Ils vont m'énerver là. Ils sont en train de m'énerver. Là, ils me fâchent. Là, ils me fâchent. On va d'abord faire écouter celui-ci. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Ok, d'accord. Super. Alors, les amis, j'arrive. Donnez-moi quelques secondes. Je voudrais... Les trésors de la République. Sophie Orange. Sans aucun doute, Sophie Orange, s'il est un lieu où règne depuis 2 siècles l'esprit de la République, c'est bien à la loge du Grand Orient de France, rue Cadet, à Paris. Au-dessus de cette façade grise des années 60, les drapeaux français se voient de loin. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, devises chères aux francs-maçons. Ils sont 150 000 en France, 50 000 au Grand Orient de France, l'obédience la plus importante. Entrons directement dans le Saint des Saints avec Pierre Mollier, la mémoire du lieu. Donc là, nous entrons dans le Grand Temple. Le Grand Temple impressionne par sa taille. Une partie de l'histoire s'est écrite ici. Depuis 1852, il reçoit les travaux maçonniques les plus éminents. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Merci de votre invitation et d'avoir rappelé que nous étions une obédience, que je préside une obédience de plus de 50 000 membres aujourd'hui. Et comme vous le savez vraisemblablement, le Grand Orient de France comporte en ses rangs de très nombreux acteurs du monde éducatif, qu'il s'agisse évidemment des enseignants ou de l'ensemble des acteurs de périscolaire, et cela depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous considérons que l'école publique est le pilier et le creuset de la République. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamont parle d'1 500 000 morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts.
Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant M. Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de M. Chalamont de dormir. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux. Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. C'est un adieu. On en parle avec vous, Martine Moscovici. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Quel est votre avis sur la question? Faut-il un âge minimum? Le gouvernement parle de 13 ans. Moi, je pense qu'il faut un âge minimum, qu'il faut une majorité sexuelle. Et je pense que l'âge de 13 ans, eh bien 15, c'est peut-être un peu élevé parce qu'il y a des jeunes filles de 14 ans qui ont des relations sexuelles avec des majeurs de 18 ans. Donc, 13 ans, c'est un bon âge, oui. Cela veut dire que si un mineur a une relation sexuelle avant 13 ans, ça sera considéré automatiquement comme un viol pour l'autre personne? Moi, je pense qu'il faudra voir au cas par cas. La loi prévoira que, effectivement, si une enfant de 11 ans a eu une relation sexuelle non consentie, ce sera un viol. Mais si cette petite fille, parce que c'est quand même une petite fille à 11 ans, dit que c'était consenti, sur le cas précis, oui. Ce sera consenti. Mais a priori, Avocat pénaliste. Avocate pénaliste.
Si un enfant a une relation sexuelle à 11 ans, c'est bon, ça va si elle dit qu'elle était d'accord. L'âge légal de la sexualité, ils ont mis ça à 16 ans. Voilà. Donc, 10 ans, 11 ans, ta fille peut aller coucher avec qui elle veut. Du moment où elle est consentante, c'est bon. Je vous ai mise dans une lancée où je ferai 5 chapitres sur la franc-maçonnerie. 5. Et les 5 ne suffiront pas à traiter entièrement la question. Je vais attaquer nominativement les francs-maçons dans les marchés publics. Les francs-maçons dans les scandales de la République. Les francs-maçons dans les sacrifices. Les francs-maçons dans la gouvernance. Et les francs-maçons dans la mise en place des religions. Alors, il y a une confusion qui est souvent faite entre les pratiques que l'Égypte avait et les dérivés que la maçonnerie en a fait. Je répète, il y a une confusion qui est soit volontairement faite, soit involontairement, mais en tout cas, il y a une confusion qui est faite sur le détournement de certaines pratiques égyptiennes que la maçonnerie a récupérées à sa sauce. À sa sauce. Et donc, on peut dire que ces pratiques viennent d'Égypte. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et j'apporterai les preuves palpables de comment est-ce que ça a été manipulé, le pourquoi ça a été manipulé et l'intention derrière, la volonté de nuire. Je n'ai pas dit que l'Égypte est saine. Mais on ne peut pas leur attribuer la paternité ou la maternité de la maçonnerie telle qu'elle est là. On ne peut pas. Ça ne tient pas la route. Pour ceux qui s'intéressent simplement aux travaux de Ernest Trismégis, vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Donc, il y a des sujets qui sont abordés de bonne foi par certains, mais qui laissent également apparaître des erreurs. Et des erreurs qui peuvent nuire, qui empêchent une perception historiographique des événements. Et ça peut poser problème. C'est comme
11 ans, vendredi 13. 11 ans. Si elle est consentante, c'est bon. En fait, si vous observez bien les capsules que nous sommes en train de faire ces temps-ci, les lives que nous sommes en train de faire ces temps-ci, ça tourne autour du même pot. Pervertir l'humanité, pervertir la perception de la procréation. La plupart des êtres qui sont exploités par ces loges, ce sont des êtres humains. Qu'ils soient blancs ou noirs, ce sont des êtres humains. Ils ne vont pas exploiter les clones, ça ne les intéresse pas. Il faut qu'ils exploitent des humains ou des êtres humains qui ont de l'énergie de l'énergie qu'ils vont arracher, qu'ils vont extirper. Il y a le maire, un avocat à Paris qui nous avait expliqué que il n'y avait pas de problème au niveau de la question du procès Zandvoort parce que la plupart des enfants, effectivement, étaient noirs. Vous allez également comprendre pourquoi est-ce que ils adorent l'immigration et des enfants. Ils ne rejettent pas les enfants, ils prennent les enfants. Il y a beaucoup de mamans dont les parents, dont les enfants ont disparu. Beaucoup de parents dont les enfants ont disparu. Portés disparus. Et comme la demoiselle la disait, eh ben, ils font naître des enfants à qui ils ne donnent pas d'identité, non pas parce qu'ils veulent faire d'eux des souverains, mais parce qu'il ne faut pas laisser des classes. C'est ça en fait. Et on a des maçons, des rosicruciens, tout ça, c'est pareil. Du ventre, qui vont venir vous expliquer que non, c'est du n'importe quoi, ça n'a jamais existé et tout. Depuis qu'ils sont maçons, depuis qu'ils sont rosicruciens, on leur a jamais proposé ça. Lorsque je vais sortir la vidéo, et je répète encore, ceux qui savent ce que je dis, ils sont des gens qui tremblent, mais à moitié, parce qu'ils comptent sur l'imbécilité des peuples africains. Ils comptent sur l'imbécilité du peuple africain. Donc, eux, ils tremblent parce qu'ils se disent, ça va quand même leur donner une mauvaise image, mais sans plus. Puisque tu peux voler les cagnots des gens morts, on s'en fout. Tu peux sauter sur la mort des gens pour faire des escroqueries, on s'en fout. Les Marcus Garvey et tout ça peut être franc-maçon, on s'en fout, on continue à soutenir. Donc, on ne voit pas la raison pour laquelle ils vont s'inquiéter. Quelqu'un vous dit, j'étais dans Nation of Islam, je suis un adepte, un accro des livres de René Guénon, un franc-maçon. Ils s'en foutent. Vous nourrissez la franc-maçonnerie quand vous supportez ce genre d'individus.
Parce que vous, l'égrégore que vous avez constitué avec lui, l'énergie que vous lui donnez, ça ne lui appartient pas, ça va directement aux loges maçonniques, puisque ce n'est pas lui qui est à la base du rituel de la maçonnerie. Alors, je vous ai expliqué déjà ça, mais il faudrait que vous compreniez bien. Je suis en train de mettre en place une télé. Quelqu'un comme Olivier, il nous donne de l'énergie. Et il donne de l'énergie à ce projet, je veux dire. Les vendredis 13, il donne de l'énergie à ce projet. Les sables, tout ça, il donne de l'énergie au projet de la mise en place de la télé. Mais je l'ai dit, j'ai prévenu en disant, je monte un égrégore. C'est moi qui suis à l'origine de cet égrégore. Si la télé n'était pas mon initiative, c'est celui qui est à l'initiative de la télé qui gère cet égrégore. En l'occurrence, les gens de la franc-maçonnerie gèrent l'égrégore, gèrent les énergies que vous donnez à Kémy Seba, parce que c'est eux qui sont à l'origine de la mise en place du totem et de l'énergie de cette franc-maçonnerie, du totem et du rituel de la franc-maçonnerie. C'est eux qui sont à l'origine. Donc, jamais un novice, qui que ce soit, ne pourra venir et dire, tiens, je suis maçon, je suis ceci, je suis cela, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en place, et tu dis que tu gères. Non, tu ne peux pas. Donc, il y a des millions d'Africains, au moment où je parle, qui donnent de l'énergie aux religions abrahamiques qu'ils prétendent combattre, aux musulmans et chrétiens, là, c'est les bases maçonniques, en fait. C'est les francs-maçons qui ont mis ça en place. Et donc, quand ils ne sont pas musulmans ou chrétiens, ils sont kémites. C'est encore des francs-maçons qui ont mis ça en place. Donc, ne pas comprendre la question des énergies nous interdit de parler de Maxwell Chikumbuto. C'est-à-dire que tous ces Africains-là qui disent on s'en fout, ils ne devraient pas parler de Maxwell Chikumbuto. Parce que lui, il a fait la démonstration que l'énergie là qu'on va appeler les ondes, le magnétisme, c'est convertible en électricité, donc en quelque chose de quantifiable factuellement. Factuellement. Je répète encore, factuellement. Donc, imaginez donc le million d'individus qui, derrière le christianisme, qui, derrière l'islam et autres, n'ont pas conscience qu'ils donnent leur énergie, en réalité, à ceux-là même qui sont à l'origine de la mise en place de ces religions. Et les Jéhovah et tout ça. Ce sont des criminels. Mais ils n'ont pas conscience. Eux, ils aiment un Dieu criminel qui les a servis, qui les soumet, qui les dicte, qui les esclavagise. Ils aiment ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aiment le gouvernement? Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aiment les États? Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aiment la démocratie, hein? Alors, non. J'aurais pu ne pas utiliser le mot égrégore, si tu veux. C'est parce que ça fait allusion à quelque chose que beaucoup perçoivent. Parce que les mots sont limitants. Je n'ai jamais dit qu'un égrégore était quelque chose de bien ou de mal. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est une énergie à disposition. 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 À
C'est un peu ça, quoi. Donc, là, il est 4h44. Et dans quelques secondes, 44 secondes. 1, 2, 3, 4. 4h44 et 44 secondes, des amis. Attendez, je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux le faire? Oui. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? « 4h44 et 44 secondes. » Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça signifie? En fait, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire là, précisément cette capsule-ci, elle a porté ses fruits. Voilà, merci. Elle a porté ses fruits. C'est la manifestation de quelque chose. C'est la manifestation de quelque chose. Donc là, on va avoir la manifestation de... Je ne parle pas. Bref. 4h44 et 44 secondes. Bref. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là ce soir. Je voulais continuer, mais visiblement, on va continuer à se faire péter. On est parti pour se faire péter toute la soirée, les gars. Je vous assure, ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Ah, c'est incroyable. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Je veux voir quelque chose. Je suis en train de chercher une petite phrase. Je suis en train de chercher une petite phrase. Elle est où cette phrase? Alors, je vais essayer comme ça. Alors, est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je vais jeter un coup d'œil, mais je sais que ce n'est pas ça. Concret. Non, ce n'est pas ça. Ah! Hein? Est-ce que c'est celui-là? Attendez, là, c'est 33 minutes. Les gars. Ok, je comprends. Ok.
J'ai une bonne partie là. Une seconde, hein. Vraiment, c'est... De réseaux criminels, c'est vraiment c'est le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Et le fait est que, il y en a peut-être, en tout cas, on ne les a jamais démantelés en France. Personnes impliquées dans ces activités. Le rapport relève également de nombreux dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des prix qui iraient en... Je vais quand même... Tiens. Alors là, c'est combien de minutes? 30 minutes. Ok, je vais essayer ça. Ce n'est pas ce que je cherche. Je cherchais la franc-maçonnerie disséquée. C'est un documentaire que j'ai fait là. Franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, réseau, machin. Franc-maçonnerie. Il y a aussi Stéphane Blais, j'ai ses documentaires. Et lui, il a été dans la franc-maçonnerie. Bon. Peut-être ce n'est pas ce soir que vous l'aurez. Hein. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. L'avocat Thierry Lévy s'était illustré dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Avec lui, l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme » prend tout son sens. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu... Le mec, il s'étonne que les gens ne sont pas d'accord avec eux. En 1982, tout le monde se souvient des déclarations ahurissantes de Daniel Cohn-Bendit, qui est actuellement chroniqueur sur Europe 1. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Alors, voyons certains passages de ces deux déclarations d'Anderson et de Engel. Pour voir le déphasage existant entre ce que proclame la maçonnerie et ce qu'elle fait. Alors, recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Ah bon, d'accord? Mais c'est exactement le contraire que ces mots-là masquent de la réalité maçonnique. Et il n'y a qu'à regarder le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerre, massacre,
persécution religieuse, misère et perversion à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties, émanation des sophismes de la maçonnerie depuis la Révolution dite française et au travers des grandes institutions internationales, dont l'ONU. C'est exactement à l'inverse que l'on assiste. Or, on juge un arbre à ses fruits. Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Ils m'ont fait pipi. Si, c'est bon. Pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. D'accord. Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Que c'est trop violent pour les gens. Les réactions à l'arrestation de Roman Polanski nous offrent un formidable miroir des ambiguïtés de la société française. Le viol d'une fillette, une simple affaire de mœurs, vieille de 30 ans. Le seul scandale, c'est l'arrestation du cinéaste. Pour Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, l'arrestation du cinéaste est épouvantable et dénuée de sens. Un homme qui viole une petite fille, 13 ans, c'est une petite fille. Hein. En tout cas, c'est mineur. Par sodomie, avec drogue et alcool. Qui a une affaire avec la justice du pays où il commet ça. Et qui fuit. Le fait qu'il soit rattrapé 30 ans après, je veux dire, c'est assez légitime puisqu'il n'a pas payé à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très irritant que des ministres de l'État puissent dire, même pas grave, pour de rien. Ça c'est compliqué. Ainsi, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, intervient auprès de son homologue aux États-Unis, Hillary Clinton, pour demander ni plus ni moins la libération de Polanski. On en parle avec vous, Martine Moscovici. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Quel est votre avis sur la question? Faut-il un âge minimum? Le gouvernement parle de 13 ans. C'est des petits Africains. Révélé sur Canal+, l'implication d'un ancien ministre dans une affaire sordide. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. De son côté, Najat Vallaud-Belkacem avait attendu 2015 pour radier 27 enseignants et personnels des écoles liés à des affaires de pédocriminalité. Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle publication de l'épiscopat français, l'Église est bien la seule à tenter de faire amende honorable. Le catholicisme étant la seule religion visée par les médias qui ne relaient jamais de tels crimes dans le judaïsme ou l'islam. On est concret. Martine Moscovici d'avoir donné votre avis et apporté quelques éléments, avocate pénaliste au barreau de Paris. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés.
Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle. On parle d'une perversion sadique. L'humanité, plus le Figaro, c'est inhabituel. Et ça commence à faire beaucoup. Alors le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. C'est pas habituel. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille, et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. La pierre de Jacob. D'un côté, c'est un bloc de grès assez laid. Et de l'autre, il a une importance symbolique et sacrée considérable. Dans la Bible, c'est sur cette pierre que Jacob le patriarche aurait posé la tête avant d'avoir une vision du ciel. Jacob voit une échelle dressée entre le royaume terrestre et le royaume des cieux, et des anges qui montent et descendent. Donc, cette pierre sur laquelle il dormait représente une porte entre la terre et le ciel où vivent les anges. Dans la Bible, Isaac, le fils d'Abraham, a deux fils, Ésaü
et Jacob. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob s'enfuit et décide de faire une halte pour la nuit. Il trouve une pierre en guise d'oreiller, s'allonge et s'endort. Cette nuit-là, il rêve des anges et d'une échelle dressée vers le ciel. À son réveil, il se dit qu'il doit être dans un lieu divin, sacré. Il le décrit comme la porte du ciel. Il met la pierre en position verticale, donc c'est une pierre sacrée dressée. Jacob nomme le lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. L'histoire de la pierre de Jacob est l'un des récits majeurs de l'Ancien Testament. Adrian Gilbert est fasciné, mais le Canadien lui réserve une autre surprise. D'après lui, la pierre ne serait pas restée en Israël. Elle aurait été transportée à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, jusqu'en Europe. Aujourd'hui, elle se trouverait en plein cœur de la capitale britannique, dans le joyau gothique de Londres, l'abbaye de Westminster, sous la chaise du couronnement. Adrian Gilbert est sans voix. Comment était-ce possible? Comment cette pierre sacrée pouvait-elle se retrouver en Angleterre? Cela ne pouvait pas être vrai. Il se rend à l'abbaye pour en avoir le cœur net. Au fond, se dit-il, il n'y a rien à perdre. Là, sous la chaise, il voit la pierre. J'étais subjugué. Je n'avais pas conscience que nous avions chez nous cette immense richesse historique, culturelle et très ancienne. Je trouvais ça fascinant. Il examine la chaise de près et fait une découverte étonnante. Il y avait une plaque à l'arrière où est écrit Bethel. C'est le nom que Jacob a donné à l'endroit où il s'est endormi. Et cela signifie la maison de Dieu. Cela voulait dire en substance que cette pierre abritait Dieu, qu'elle avait été bénie. Nous n'avons aucune preuve de l'existence du roi Salomon et de son royaume. Aucune source écrite ne mentionne Salomon. Aucun texte contemporain ne le cite. Et pour autant que je sache, il n'est mentionné dans aucun texte contemporain étranger. Vous comprenez bien que si c'était vrai, cet objet avait une valeur culturelle inestimable.
je sais que l'affaire va être enterrée. Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. J'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que, dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici et ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Oméra Cellier, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir les enfants étaient pour la plupart pas français, ce à quoi j'ai répondu « Et alors, français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. » Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit « Et alors, ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. » Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté. Un procureur de la République du parquet des mineurs est capable de dire que des parents ont le droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet. C'est, de mon point de vue, une méconnaissance des lois. Ça pourrait s'appeler proxénétisme. Ça pourrait s'appeler viol, et ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subissait des choses telles qu'on envoyait dans ce DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Vervlozen avait envoyé en recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre place Vendôme à la Chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire « Vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents, que vous vouliez les voir. Or, vous les avez depuis 1 an. Regardez, ce document le prouve. » Et évidemment, à ce moment-là, elle est complètement surprise et elle nie, et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. Son service de presse va venir me contacter le midi. Il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie et nous allons faire une interview tout de suite après, genre il faut que toute la vérité soit dite. Bien sûr, qu'est-ce que vont dire les autorités autres qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public. Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument
horrible. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Gerrit Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et même à la Banque mondiale. Je n'avais pas eu. Il y a plusieurs informations que je n'avais pas eues, mais ça concernait les francs-maçons. Voilà. Je m'explique. Juan Branco, lors d'une interview de Sud Radio, a dit que il n'y avait pas d'implication d'un complot entre guillemets maçonnique derrière ce qui arrive contre les Gilets jaunes, derrière ce qui arrive à la tête de l'État, derrière ce qui arrive avec Emmanuel Macron, etc. Je m'inscris en faux vis-à-vis de ça. Voilà. À partir du moment où Juan Branco nie l'existence de l'implication extrêmement forte des francs-maçons dans ce qui se passe, je lui retire mon soutien. Voilà. C'est tout. C'est clair, net et précis. Je n'avais pas cette information, je l'ai, je retire le soutien. Voilà. Jusqu'à ce que éventuellement... Donc mardi dernier, vous rencontrez une jeune étudiante avec qui vous parliez sur Instagram, c'est ça? Qui m'avait écrit sur Instagram, oui. D'accord. Après avoir passé la journée avec elle, vous l'invitez ou elle vous invite? Donc on se voit toute l'après-midi de 16h jusqu'au couvre-feu. Je la raccompagne pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Je rentre chez moi. Je lui réécris en lui disant que si elle veut passer prendre un verre sur les quais en bas de chez moi, elle peut venir. Elle me dit qu'elle vient. On passe la soirée ensemble. Et on voit un film vers minuit, un deuxième film. Et à un moment donné, on couche ensemble. Et on dort ensemble. Donc vous avez une relation consensuelle très tendre. Et le lendemain matin, au moment de partir, elle m'embrasse d'abord sur le visage, puis sur... Moi, j'étais avant tout très blessé, humainement, clair, qui ne souffre pas de doute. Et vous savez, il y a des rapports qui parfois sont pas... qu'elle avait eu 2 histoires d'amour avant. Un opiacé, vers minuit, nous en avons pris. Un rendez-vous entre vous. Vous lui avez suggéré de regarder un film, comme vous le dites, dans sa chambre. La jeune femme a également évoqué le fait qu'il y ait eu consommation de drogue à votre domicile. Il m'a proposé de la lamaline, un opiacé, vers minuit, nous en avons pris. Vous savez ce que c'est de la lamaline? Je ne sais pas du tout. C'est quoi? C'est un codoliprane. Oui. D'accord, moi je ne connais pas du tout. Un rendez-vous entre vous. Vous lui avez suggéré de regarder un film, comme vous le dites, dans sa chambre. La jeune femme a également évoqué le fait qu'il y ait eu consommation de drogue à votre domicile. Il m'a proposé de la lamaline, un opiacé, vers minuit, nous en avons pris. La lutte avec le régime actuel. Je ne connais pas beaucoup d'avocats en France qui aient gagné. Et cette jeune fille, finalement, peut-être est instrumentalisée. Non, jamais. Voilà. Moi, je dirais jamais un mot. Et là, je fais le lien, en effet, avec tout ce que j'ai raconté jusqu'ici. C'est que sur ce point. Jamais je n'essaierai de justifier un comportement ou quelque chose qui puisse atteindre aux intérêts d'une faculté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues. Tu as compris ce délire, c'est quand même incroyable. Voilà. Alors, et je voulais vous demander. Je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'il
Elle n'a pas ressenti d'effet. D'accord. Elle l'a dit elle-même. Vous ne pouvez pas ressentir d'effet quand vous prenez un cachet de Codoliprane. Moi, j'ai pas compris ce délire. C'est quand même incroyable. Voilà. Alors, et je voulais vous demander. Je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et la consultation. Non mais. Voilà, je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Une chose, c'est que ça aille vite et que je puisse m'expliquer, qu'il y ait une confrontation, etc. J'ai dit tout de suite, même pas publiquement, parce que j'ai pas envie d'instrumentaliser cette affaire. Ça n'est pas arrivé. Quel est votre dernier mot? Rien d'autre que les gens comprennent que ce qu'ils reçoivent du fonctionnement politique de ce pays n'est pas la façon dont se fabriquent réellement les institutions. Et vous aussi, la prochaine fois quand vous venez sur un plateau, la première fois, vous dites que je gagne 250 millions d'euros. Non, j'ai dit que vous aviez un contrat de 250 millions d'euros avec votre entreprise de production. Tout le monde se drogue. C'est vrai. Vous dites qu'il y a de la cocaïne à la télévision. Oh non, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais pas ici. Ici, je me défie quelqu'un d'en avoir vu ou d'en a... Voilà. Dites pas les choses comme ça. Ici, il n'y a que des Tupperware avec des boulettes. Voilà. On peut faire un test. Si vous voulez, et je vous lis, ça vous ferait du bien aussi de côtoyer des gens comme ça. Vous pouvez faire une enquête sur chacun d'entre eux, même sur moi. Vous verrez. C'est pas vous dire que tout le monde est clean. En tout cas, voilà, on a voulu vous donner... C'est pas votre monde. Non, c'est pas mon monde. Pas le monde de la télévision. Vous voulez que je vous dise? Non, j'ai rompu avec. Je pense que le monde ne touche pas en poste, c'est beaucoup plus sain que le monde dans lequel vous vivez quand j'entends vos histoires, parce que nous, on ne connaît pas ces histoires de lamaline ou de je sais pas quoi, ces conneries. Mais en tout cas, voilà. Merci. Faux vis-à-vis de ça. Voilà. À partir du moment où Juan Branco nie l'existence de l'implication extrêmement forte des francs-maçons dans ce qui se passe, je lui retire mon soutien. Voilà. C'est tout. C'est clair, net et précis. Je n'avais pas cette information, je l'ai, je retire le soutien. Voilà, jusqu'à ce qu'éventuellement il s'explique ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai moi-même été confrontée, et donc je sais ce que je dis. Juan Branco n'est pas le seul à avoir été un insider, c'est-à-dire quelqu'un qui était à l'intérieur du système et qui en est sorti. Je suis dans ce cas également. Je sais ce que j'ai vu, je sais les preuves que j'ai. J'affirme haut et fort que les francs-maçons, ils noyautent toutes les institutions de ce pays. Il y a certainement des francs-maçons au bas de l'échelle, puisque c'est sous forme de strates, qui ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe en haut, mais à partir du moment où ça vient des francs-maçons et que tout le monde le sait, j'estime que ceux qui sont en bas de l'échelle n'ont pas à, asservir ceux qui sont en haut de l'échelle. Donc, pour moi, ils doivent sortir de ce système-là. Voilà. Alors, on me dit, oui, il y a des francs-maçons très bien. Non. À partir du moment où ils restent francs-maçons avec ces gens-là à la tête, c'est qu'ils soutiennent ces gens-là et c'est qu'ils acceptent ce qu'ils font. Sinon, on part. Voilà, c'est tout. C'est comme un flic qui obéit à un ordre manifestement illégal. Voilà. Eh ben, il est responsable. C'est tout ce que je dis. Donc, j'affirme haut et fort, et il y a énormément de gens qui ont été victimes des francs-maçons dans ce pays, que c'est exactement le cas. Et que les gens comme Griveaux, Schiappa, Macron et d'autres, etc., qui n'avaient aucune expérience en matière de gouvernement, en matière de politique, etc., tous les députés LREM, etc., qui ont été castés et sont arrivés totalement par hasard, sans aucune expérience, c'est exactement le système de fonctionnement des francs-maçons. Ils ne sont pas sortis de nulle part, ils sont sortis d'un réseau. Et tout le monde le sait, on le dit pour d'autres hommes politiques. On le dit, je ne citerai pas les noms, vous le savez très bien. Voilà. Donc à partir du moment où on a quelqu'un qui vient se poser comme étant une figure des Gilets jaunes et qui affirme cela, qui refuse, ayant été lui-même dans le système comme Juan Branco, qui refuse d'admettre cette chose-là, on me dit qu'il n'en a pas parlé dans les deux versions de Crépuscule. J'estime que soit il en fait partie des francs-maçons, soit il refuse pour une raison qui est la sienne d'en faire état, mais je m'inscris en faux et je serai contre toute personne qui refuse ce qu'enfin on est en train de sortir, c'est-à-dire que c'est les francs-maçons qui sont à la tête de ce genre de choses, de ce genre de complot. C'est un complot contre les Français. Je suis désolée, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Dans tous leurs actes, ils sont en train de piller les richesses de la France. Ils ont pris le pouvoir, voilà. Et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est déjà le cas. Moi, je suis désolée, je me suis emplafonnée avec des francs-maçons. Je le dis haut et fort.
Voilà. Donc, qu'il s'explique là-dessus, Juan Branco, et peut-être on pourra discuter. Mais à partir du moment où il refuse d'admettre cela et voir qu'il le nie, je suis désolée, ce n'est pas acceptable. Voilà. Alors, avoir ce genre d'opinions différentes sur quelqu'un comme ça crée un flot d'insultes, ou alors, voilà, enfin, je ne reçois pas que des critiques négatives, mais je me demande en quoi les gens ont le droit de juger une opinion à partir du moment où je n'insulte pas Juan Branco. Voilà, j'estime que ce qu'il dit est faux. Voilà, j'estime que ce qu'il dit est faux et je l'affirme haut et fort, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, Juan Branco, voilà, il est ce qu'il est. Il se pose en nouveau leader des Gilets jaunes. C'est clair, net et précis. Hein, je veux dire, c'était comment il s'appelle, Maxime Nicole qui était un petit peu en avant. Maintenant, c'est son avocat à Maxime Nicole, donc Juan Branco, qui prend sa place. Un petit peu comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ce jeune homme, il est jeune, il a 29 ans. Donc voilà, j'ai des questions. Je me pose des questions sur Juan Branco. Je me pose des questions sur la raison pour laquelle il n'est jamais censuré. Parce qu'il envoie du lourd quand même. Je me pose des questions sur le fait d'avoir croisé Attali dans son parcours, parce que pour moi, Jacques Attali, quand il veut mettre la main, parce qu'il a voulu mettre la main sur Juan Branco, il y arrive. Si Jacques Attali ne met pas la main sur Juan Branco n'existe plus à mon avis. Hein, dans son voilà. Moi, c'est tout ce que je dis. Hein. À mon avis, on ne dit pas non à Jacques Attali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir ça. Voilà, je veux savoir ça. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'explique là-dessus. Alors, j'ai quand même l'impression qu'Attali nous refait le coup de Macron. Parce que je vois réagir les gens à une sorte de culte du chef. Ce gars-là sort de nulle part, parce qu'il n'était pas porte-parole des Gilets jaunes au départ. Il arrive comme ça, il est accueilli sur tous les médias mainstream, pratiquement. Hein. On le voit partout, même chez Hanouna, hein, on le voit partout. Voilà, exactement comme comment elle s'appelait cette dame, Jacqueline Moureau au début. Hein, elle débarque de nulle part et elle est accueillie sur tous les plateaux. Alors que tous les autres, les youtubeurs, les gens etc., eux, on ne les contacte jamais parce qu'ils ont des questions un peu gênantes. On est un certain nombre, il y a Verdi, il y en a plein des youtubeurs. Lui, il a table ouverte partout. Voilà. Lui, il sort de l'école normale supérieure, celle que Macron a ratée 2 ou 3 fois, me semble-t-il. Donc du même milieu. Quand même. Il a croisé Attali, qui a voulu lui mettre la main dessus en essayant de diriger son journal, enfin... Américains, on est démocrates si on travaille avec eux, on est des humanistes si on travaille avec eux, ou comme ma chère sœur Assa Traoré, quand elle participe à certaines bourses de la fondation Barack Obama, là on est des gens bien. Etc. Voilà. Donc on a exactement, il a 29 ans, et on a une masse de gens qui subitement ne voulaient pas de leader en tant que gilet jaune, le considère comme la 7e merveille du monde. C'est Américains, on est démocrates si on travaille avec eux. Avec Macron. Moi, je ne fais juste qu'une chose, je vous préviens. Informez-vous avant de donner votre confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient du même milieu qu'Emmanuel Macron, qui a croisé les mêmes personnes qui ont voulu le parrainer, et qui n'a que 29 ans. Voilà. Comment voulez-vous mettre votre avenir entre les mains d'un jeune homme de 29 ans? Vous l'avez déjà... Que depuis mon rapprochement avec le président Mahmoud Ahmadinejad, auquel j'adresse mes plus chaleureuses pensées. Le résultat. Voilà. À partir de là, moi je demande simplement aux gens de s'interroger. Et je demande à Juan Branco peut-être d'expliquer comment ça se fait qu'il a ce traitement de faveur vis-à-vis des médias. Je me pose quand même sérieusement la question. On voit légèrement BFM qui est en train de tourner sa veste sur un certain nombre de sujets vis-à-vis des Gilets jaunes, et on voit arriver Juan Branco comme ça, un peu comme un sauveur, voilà. Et je vois les gens se faire avoir une nouvelle fois par ce système, pas forcément par Juan Branco, par la façon dont il est amené par les médias, par la façon dont il est amené par les gens. Vous ne vouliez pas du culte du chef, vous... Pensez pour des Français légitimes, rigoureux, souverainistes, qui se battent pour leur peuple, mais qui sont dans une dynamique anti-impérialiste, des gens comme mon camarade Juan Branco, dans une dynamique anti-impérialiste, des gens comme mon camarade Juan Branco, souverainistes qui se battent pour leur peuple, mais qui... J'ai une grosse pensée pour des Français légitimes, rigoureux, souverainistes qui se battent pour leur peuple, mais qui sont dans une dynamique anti-impérialiste, des gens comme mon camarade Juan Branco, qui doivent avoir très mal lorsqu'ils voient des gens à la densité tant guignolesque qui sont censés être les représentants de la France. Voilà, vous recommencez parce que vous avez peur.
Vous avez peur, en fait, en réalité, de reprendre vous-même entre vos mains votre destin. Mais moi, si je devais confier mon destin entre les mains de quelqu'un, ça serait certainement pas entre les mains de quelqu'un qui ne vous ressemble pas et qui vient exactement du même milieu que Emmanuel Macron et qui ne le cache pas. Voilà, je prendrais quelqu'un qui vient de chez vous. Vous vous êtes battus, les Gilets jaunes, vous vous êtes battus pour récupérer la démocratie et vous laissez au dernier moment quelqu'un qui vient du même milieu que Emmanuel Macron, finalement, vous prendre le leadership, alors que vous vouliez un leadership, on va dire, global, etc. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Voilà. Ce n'est pas Juan Branco en lui-même, c'est le système qui le met là où il est, tout de même. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà. Depuis quand un avocat prend la place du porte-parole des Gilets jaunes? Son avocat est là pour le servir, Maxime Nicole, et non pas l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à quelques rumeurs qui ont circulé sur moi et qui ont eu beaucoup d'impact. Je pense comprendre pourquoi les gens s'inquiètent. Je pense qu'il y a une peur de la trahison très très forte en France et elle est liée notamment aux défaillances de l'espace communicationnel, du système d'information, des médias que je décris dans Crépuscule. Moi, dans Crépuscule, dans ce texte dont vous avez tous entendu parler, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer pourquoi est-ce qu'il y a une crise de confiance entre les hommes politiques, les représentants, les décideurs, les médias et les Français. Et j'essaie de montrer que ces obscurités qui font que des personnes ont peur, du coup, des personnes qui décident en leur nom, ont peur de cette démocratie représentative dont je suis convaincu qu'il faut se défaire pour arriver vers une véritable démocratie réelle, avec le RIC, avec l'Assemblée constituante, les mandats impératifs, tout ce que réclament les Gilets jaunes. Eh bien, elle a été en fait, cette démocratie représentative, elle a été pourrie peu à peu par la construction d'intérêts assez différents qui ont amené 9 personnes, 9 milliardaires à détenir 90% de la presse écrite nationale. Or, ces milliardaires, ils ont besoin de l'argent de l'État pour faire leur fortune. Et donc, ils achètent des médias que pour influencer les hommes politiques et leur montrer qu'ils ont du pouvoir et leur présenter sous une image qui n'est pas réelle. Et donc, évidemment, à un moment, les Français s'en sont rendus compte parce que qu'est-ce que ça amène les hommes politiques? Ça amène les hommes politiques à prendre des décisions au détriment des Français et en faveur de ces gens-là. Bref, donc moi, j'ai vraiment... La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyé, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des États-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles, sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel, ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique. Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels, alors que l'Internet est multidirectionnel.
Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. À l'inverse, sur l'Internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses, et le citoyen peut librement choisir ses sources d'information, partager ses opinions et en débattre. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ce que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Tous les mouvements progressistes, sociaux ou alternatifs, quelle que soit leur forme, associations, partis politiques, ONG, et quelle que soit leur cause, devraient faire la promotion de 3 changements décisifs pour le monde de demain. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident de ce qui mérite d'être ou de ne pas être financé en fonction de leurs propres intérêts, le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possible. La construction d'intérêts assez différents qui ont amené 9 personnes, 9 milliardaires à détenir 90% de la presse écrite nationale. Or, ces milliardaires, ils ont besoin de l'argent de l'État pour faire leur fortune. Et donc, ils achètent des médias que pour influencer les hommes politiques et leur montrer qu'ils ont du pouvoir et les présenter sous une image qui n'est pas réelle. Et donc, évidemment, à un moment, les Français s'en sont rendus compte parce que qu'est-ce que ça amène les hommes politiques? Ça amène les hommes politiques à prendre des décisions au détriment des Français et en faveur de ces gens-là. Bref, donc moi j'ai vraiment écrit ce livre pour mettre la lumière sur cette part d'ombre qui produisait de l'ombre et qui faisait qu'en fait derrière il y avait des théories complotistes ou incertaines ou dans lesquelles les gens se réfugiaient parce qu'ils se sentaient inquiets ou trahis. Alors ce qui était évident, c'est que du coup ça m'est retombé dessus. Ça m'est retombé dessus et j'ai vu être nourri des rumeurs qui sont difficiles à tracer si vous ne les regardez pas dès le départ, mais j'ai bien vu en fait quelles étaient les origines. Ça vient en fait surtout de 2 groupements. D'un côté, quelqu'un qui tient un site très islamophile et limite complotiste, qui a beaucoup travaillé sur le 11 septembre en étant convaincu que c'était un complot de la CIA, avant de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Vous avez compris, non? Il dit quoi? Que ce sont les complotistes qui parlent de lui. Au détriment des Français et en faveur de ces gens-là. Bref, donc moi j'ai vraiment écrit ce livre pour mettre la lumière sur cette part d'ombre qui produisait de l'ombre et qui faisait qu'en fait derrière il y avait des théories complotistes ou incertaines. Il dit qu'il y a des gens qui parlent des histoires de théories complotistes qui n'est pas là-dedans en fait. J'avais personnellement invité Yohan Branco quand il disait qu'il faut qu'on arrête d'indexer les francs-maçons qui n'ont rien à voir là-dedans. Je l'avais invité à un échange. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai demandé à ce qu'on fasse un échange. Ce gamin-là. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Yohan Branco, je sais que tu m'écoutes là. Vas-y, mets ton message là, chat. Dis ce que tu as dit. Est-ce que vous imaginez ce qu'il a dit? Mais pas du tout. Il n'est pas venu. Il a dit qu'il ne pouvait pas discuter avec les gens comme moi parce que ça devait me donner de la visibilité.
Parce que ça devait me donner de la visibilité. Le mec qui ne sortait de nulle part, j'étais déjà à pratiquement 2,5 millions d'abonnés. Il ne sortait de nulle part. On était très rares à taper sur le mouvement des Gilets jaunes. Pas que les gens n'avaient pas à contester, mais d'expliquer. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai appelé le Frankenstein, le mouvement des Gilets jaunes là. Le Frankenstein du système. On n'était pas nombreux à expliquer aux gens ce qui se passait. Et ce jeune homme, quand il est apparu, je l'ai décrypté tout de suite. Et donc, je lui ai demandé à ce qu'on fasse un échange contradictoire. Il a fui. Ce genre d'individus, ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont. Qu'ils viennent s'asseoir sur la table avec moi. Il va se tirer les cheveux. Et ça, c'est l'ami de Kémy Séba. C'est l'ami de Kémy Séba. Son parent, l'un des parents de ce mec-ci, le voici, je vais vous le montrer. Il est dans ce monde-ci. Attendez. Est-ce que... Je vais vous montrer l'un de ses parents, vous allez comprendre tout de suite. Il est où son parent? L'un de ses parents. Ah, c'est peut-être comme ça que je vais trouver ça. Non plus. Alors, je vais juste mettre... J'espère tomber dessus. Je vais vous montrer un de ses parents, vous allez comprendre. Vous allez voir de qui il est question. En attendant, je remets cette petite capsule-ci sur les maçons. Malachi York, avec le fez, avec l'emblème sur la tête, avec le croissant de lune, l'étoile, etc. Et toujours dans la synchronisation des symboles, 1872, l'emblème des Shriners 1913, le drapeau des Moors 1930, le drapeau de la Nation Islam 1963, celui des 5%ers, et de 1970 jusqu'à 2000 approximativement le symbole des Nubians. Donc en ce qui concerne les enseignements des Asiatiques, c'est quelque chose que j'ai souvent dit à l'époque, c'est que si vous avez 0, le néant, vous pouvez le multiplier par 10, 100 000 ou 1 million, ça vous donne toujours 0. Et vous pouvez voir le résultat. Ici, vous pouvez entendre un de ces mots et son sentiment envers l'Afrique et les Africains. C'est donc ce qui a été dit par ce mot. Et vous avez donc la traduction. Vous savez tous lire, je présume et j'espère. Maintenant, vous pouvez encore l'écouter. I ain't gonna be dealing with no African nigga, and I live in a building where it's 99% African, and them niggas get up to go to work every morning to fuck you up, throwing niggas out of their apartments, and I gotta go to court and help my brother out and all type of shit. You understand? So. Vous voyez, vous êtes technicien de l'échec. Non, c'est pas vous ça. nous prédisez l'échec. Non, je prédis pas l'échec. Moi, je vous dis que je vais gagner dans ce cadre-là. Mais on peut pas parce gagner. Que c'est mon pays. On peut pas gagner sur un terrain de jeu dont les fondements ont été définis par l'autre. C'est pas possible. Vous devez avoir votre propre terrain de jeu. Je redéfinis. Alors, on va parler pour finir des pays du tiers-monde. Parce que, alors là, le système dont je viens de vous parler, il est merveilleux parce que, bon, c'est très bien d'endetter une belle sœur dans une petite ville, c'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC,
qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux... C'est dommage, je ne retrouve pas je ne retrouve pas une des vidéos de son parrain parce qu'il le dit et l'autre le dit aussi. J'avais récupéré les deux passages où l'un et l'autre faisaient des atalakou à l'autre et il disait que Descoings avait été... Descoings, c'est quelqu'un que vous tapez Descoings sur YouTube, vous allez tomber sur lui. Bourré comme un Descoings, quelque chose de ce genre. Vous allez tomber sur lui. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, qui n'est qu'une introduction, c'est de montrer, et je vais montrer, le monde de ce qu'ils appellent les influenceurs, qui les manage, qui les fait avoir de la visibilité. Comment est-ce qu'ils sont poussés, vendus au public et utilisés après? Comment est-ce qu'on utilise leur notoriété pour plumer les moujons, les pigeons, moutons. Voilà. Et vous allez voir que Charles Descoings, c'est ça. C'est ça. Quand vous allez... moi, j'aime donner les éléments factuels. Là où Descoings explique. Après, il a renié Descoings. Après, il a renié. Il a renié. Il y a des propos, j'ai ces propos, où il disait que c'était son parrain. C'était plus son parrain que Attali. Et que c'est à travers Descoings qu'il a connu Attali. Oui. Mais que celui qu'il avait en cœur, c'était Descoings. Il a renié Descoings après. C'est des caméléons. Aujourd'hui, il dit A, demain, il dit B. Le lendemain, il dit C. Je ne sais pas depuis combien de temps certains parmi vous me suivent. Si quelqu'un vous dit que j'ai déjà dit A et le lendemain, j'ai dit B, c'est que je ne savais pas. Donc, je me suis trompé ou j'ai fait une erreur et je me suis rectifié. Mais je dis toujours les choses telles que je les ressens, telles qu'elles sont. Le seul moment où je vais te dire quelque chose aujourd'hui et le lendemain, je vais dire quelque chose, c'est que je me suis trompé. On n'est pas à l'abri de se tromper. Tout le monde se trompe. Je ne sais pas tout. Je ne connais pas tout non plus. Et là, j'insiste et je rectifie et je dis, voilà, j'ai dit ça dernièrement, ce n'était pas ça. Je n'avais rien capté ou je n'avais rien compris ou je ne savais pas ou machin, ou je croyais que, bon, la religion, hein. Mais je ne suis pas aujourd'hui franc-maçon, demain rosicrucien, après-demain musulman, le surlendemain kémite, le surlendemain chrétien, ainsi de suite. Ouais. Ils se foutent de vos gueules. Et vous aimez ça. Et moi, je dis toujours, un mec cornu ou une nana cornue mérite ces cornes-là, bien profonds. C'est pour ça que je dis que les Philippe Simo et tout ça, il faut qu'ils vous créent jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Que quand il n'y a plus de jus, que toi-même tu sens qu'il n'y a plus de jus, tu dis, ah, j'ai cru jusqu'au bout. Trop tard. Allez, à jeter comme un PQ usagé. Au prochain. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire avec des gens qui... Vous vous rendez compte qu'ils apprécient les gens comme les Denis Sassou Nguesso? Ils apprécient les gens comme le Kagame? Ils apprécient les gens... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Des génocidaires. J'ai entendu dernièrement qu'ils veulent faire une nouvelle effigie, statue pour Omar Bongo. Vraiment, les Africains, là, ils me fatiguent. En tout cas, voilà l'ami de Kémy Seba
qui est accusé de viol parce que on parle de la lamaline. Effectivement, ça, de la cocaïne, c'est un opiacé. Et en tout état de cause, pourquoi tu dis à une fille, tiens, prenons de la maline pour voir ce que ça fait, si ce n'est pas pour la droguer? Pourquoi tu dis à une fille de 20 ans, 19 ans, viens à 1h du matin, viens, on prend la maline? Qu'est-ce qui dit même que ce n'est pas une drogue qu'il a fait passer pour la maline? D'ailleurs, c'est une drogue, même la maline, c'est une drogue. Mais qu'est-ce qui dit que ce n'était pas autre chose qu'il a fait passer pour de la maline? Donc, en fait, le mec, il droguait les filles avec qui il veut avoir des rapports. Eh bien non, c'est l'un des héros des Français, Juan Branco. C'est lui qui va défendre Sonko. Bon, Sonko, moi, je n'ai pas dit qu'il avait violé. Hein. J'ai dit que tu ne peux pas violer une fille 5 fois et c'est la 5e fois qu'elle dit que bon, je vais aller porter plainte. Et un lieu de massage où tu masses les gens, vous êtes tous les deux à poil, eh ben, c'est un lieu de prostitution, tout simplement, déguisé en massage. Donc, la nana, soit elle ne s'est pas fait payer, soit son co lui a fait un chantage, soit son co a promis, ou il a commencé à, voilà, gratuitement, et elle s'est fâchée, elle a dit, tiens, ça c'est du viol puisque tu ne m'as pas payé. C'est ce que j'ai dit. Mais le reste que je dis sur son co ne m'empêche pas de dire des choses, voilà ma position. Et je sais que ça s'est passé comme ça. Ce n'est pas parce que je dis des choses sur lui que toutes les occasions seront bonnes pour le déteindre. Je n'ai pas un problème avec son co. Je suis entre vous. Ce sont les cas d'école pour moi. C'est comme les Kimi Sébastien. Je n'ai pas de problème avec eux. Ce sont les cas d'école. Voilà. Je vous explique une situation par rapport à un individu. C'est tout. Ah, voilà un candidat à la mort. Ah, hein? Pardonne-moi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je viens de pécher. J'ai tué ton moustique. J'ai tué ta créature. Elle venait me bouffer. C'est bien ou c'est mal alors? J'ai fait le bien là ou j'ai fait du mal? Donc, c'est pas facile parce que ils me disent que je tape sur tout le monde. Ils me disent que je tape sur tout le monde. C'est comme quand j'ai parlé de... Et c'est pas fini. Du frère Mobali. Il y a beaucoup de choses qu'il fait, que j'apprécie. Il a des documentaires qui sont formidables, que j'apprécie. Mais je n'ai pas supporté le fait qu'il bloque le professeur Pierre Nilon. Ça ne va pas, non? Quelqu'un qui t'a mis sur le piédestal, c'est quoi ça? Il y a des choses, et ils font quoi? Ils disent, oui, ça y est, tu as fini avec Gomez, maintenant tu prends Mobali, toi tu vas faire le tour. Et ils me disent, toi vraiment, tu es en train de démontrer par toi-même que tu es vraiment un agent et que ton but c'est de taper sur tous les Africains qui font du boulot pour leurs frères. Donc lui, il peut bloquer le professeur Pierre Nilon, qui pose une simple question sur l'origine nubienne des pharaons. Une question simple, on te bloque. Mais il n'y a pas que ça. Voilà la dissonance cognitive. Vous voyez un peu? L'histoire de la franc-maçonnerie dont je parle là, c'est profond. Hein? Il y en a qui seront éclaboussés, mais bon, ils comptent sur l'imbécilité des camitos. Des camitos compréhensifs. Ils comptent sur leur imbécilité. Oh, c'est pas grave, les Marcus Garvey étaient des francs-maçons. Ils se sont battus pour l'Afrique. Ah, c'est pas grave, les Omar Bongo étaient francs-maçons, ils se sont battus pour l'Afrique. Ah, les Houphouët-Boigny, ils étaient les pères de l'indépendance africaine. Quoi? Voilà comment ils raisonnent. Tu dis aux gars, l'affaire de que vous appelez l'argent là, débarrassez-vous de ça. Ils sont à fond dedans. Money, 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 money. En fait, l'argent est vraiment devenu le dieu des Africains. C'est une parenthèse que je suis en train de dire. Bref, c'est pour dire quoi?
Ah, les amis, je suis dépassé. Je suis dépassé. Non, non, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se font pas. Non, non. Donc voilà l'ami de Kémy Seba. Son pote. Français pour des Français légitimes, rigoureux, souverainistes qui se battent pour leur peuple mais qui sont dans une dynamique anti-impérialiste, des gens comme mon camarade Juan Branco. Je vous avais dit que Kémy Seba, il est en train d'essayer de se positionner pour les présidences, la présidentielle. Parce qu'on lui avait refusé sa candidature. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas. On a refusé sa candidature. Donc, il est en train de chercher des relations. C'est ça qu'il fait partout là. Il cherche les relations pour être président. Donc, il cherche les relations pour faire partie du système qu'il prétend décrier. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas qu'il est en train de vous exploiter. Mais bon, c'est vrai, il a brûlé le franc CFA. Ça a ouvert les yeux aux millions d'Africains. Bande d'imbéciles, bande de feignants. Il y a des documentaires qui existent depuis des décennies. Vous n'avez jamais été foutu d'aller lire ça. Il faut qu'on vous donne tout dans la bouche. Tout. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un comme Kémy Seba qui vient, qui parle. Et encore, il ne s'y connaît même pas en économie. Il ne s'y connaît pas. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Il entend les gens dire. Le mécanisme, il ne peut pas le répéter clairement avec d'autres éléments de comparaison. Il ne peut pas. Moi, je sais de quoi je parle quand je parle de l'argent, quand je parle du franc CFA, quand je parle de l'euro, quand je parle de la monnaie fiduciaire, quand je parle de tous ces trucs-là, je sais de quoi je parle. Des dévaluations, des mécanismes économiques, monétaires, je sais de quoi je parle. Vous êtes là, vous êtes avec un harangueur de foule, franc-maçon. Vous êtes content. Vous vous attendez à quoi? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas à l'origine d'un totem, d'un égrégore, d'un rituel, ça veut dire qu'il fait partie, comme vous autres, d'un mécanisme dont ce n'est pas lui qui gère l'énergie. Et donc, votre énergie est donnée à ses maîtres, les francs-maçons. Vous qui supportez le sébat, là, vous nourrissez la franc-maçonnerie que vous croyez décrier. Donc, ne comptez pas sur ces gens qui sont là pour vous asservir, pour vous dire, oh les gars, vous vous trompez et vous vous battez contre nous. Ne donnez pas votre énergie. Ils ne vont pas vous dire ça. La Chine, qui est la plus grande pourvoyeuse des bébés éprouvettes, des clones, des cyborgs, eh ben, c'est avec la Chine que les Africains, ils rêvent de partenariat. La meilleure amie de la Russie. Vous vous attendez à quoi? Il faut laver le linge sale en famille. C'est tout ce qu'ils savent dire. Les gens savent à qui ils font des choses. Moi, quelqu'un touche mon enfant, quelqu'un frôle mon enfant, quelqu'un viole mon enfant, je te tue. Je passe pas par cas. Je ne te donne pas l'occasion d'aller dans une prison et de ressortir 6 mois après. D'ailleurs, tu fais ça, tu sors, je te tue quand même. C'est comme ça qu'il faut traiter ces violeurs-là. Ils détruisent la vie des gens et ils sortent, ils sont tranquilles. Je t'égorge. Bref.
Et j'apprendrai en lisant des articles dans la presse parisienne, c'est-à-dire que les confrères ont été informés par le parquet que ces carnets d'adresses ne contenaient que des adresses de boulangers, de coiffeurs, enfin des adresses sans intérêt. Sans intérêt pour la justice. Qu'elle nous explique qu'elle n'a pas les moyens de remonter ses pistes, ce serait préoccupant mais crédible. Mais affirmer que ces documents sont sans intérêt confine à la désinformation. Par ailleurs, ce qu'on n'avait pas prévu au ministère, c'est que dès la publication de l'enquête, le téléphone n'arrêtait pas de sonner au standard de l'humanité. Les journalistes ont reçu des centaines de personnes qui souhaitaient venir consulter le fichier. Évidemment, je n'ai pas compté, je ne m'attendais pas à un tel raz-de-marée, mais c'est peut-être 150, 200 personnes qui sont venues au journal pour voir le fichier parce qu'ils avaient des craintes, parce que il y en a qui sont venus des États-Unis, de Floride. Brusquement, on voyait à quel point il y avait une réelle inquiétude et que ça concernait énormément de monde. Donc, à la fois, on espérait des reconnaissances et en même temps, on les redoutait parce que faut mesurer ce que c'est quand vous avez des parents, une mère qui brusquement met son doigt sur une photo en disant « c'est mon fils ». Voilà. Et c'est arrivé. C'est arrivé une première fois, et puis ensuite une deuxième fois, et puis après, c'était... Toutes les personnes qui demandent à voir le fichier de Zandvoort sont inquiètes à propos d'enfants soit disparus, soit présumés victimes de violences sexuelles. Plusieurs dossiers judiciaires sont ouverts. Toutes ces personnes sont en quête de vérité, comme ce pédiatre. Un troublant témoignage. Le docteur Spitz est pédiatre. Il consulte le fichier, reconnaît 2 enfants venus dans son cabinet, se plaignant d'abus sexuels, des témoignages que les juges n'ont pas pris au sérieux. Vous savez, dans la vie, on peut toujours se tromper. Mais là, trop, c'est trop. Parce que l'enfant m'a dit quand même, il y a plus d'1 an. Et il y a des messieurs qui prennent des photos. Et ils dessinent des caméras sur ces dessins. C'est un hasard, c'est bizarre quand même. Et on le retrouve en photo. Alors que fait la justice ? La consultation du fichier est finalement autorisée dans les gendarmeries. Oh, pas pour longtemps. Quelques semaines seulement. Et les reconnaissances se multiplient. Plusieurs familles françaises disent reconnaître leur enfant sur le fichier. On a des informations judiciaires en cours et ces photos pourraient aider ces enquêtes. Au lieu de donner ces photos, ces documents à des fins d'enquête, aux enquêteurs, aux magistrats instructeurs, enfin à tous ces gens qui sont déjà en train de travailler sur ces dossiers, on ne leur donne pas. On ouvre une information judiciaire à part. Toutes les enquêtes particulières déjà ouvertes sont noyées dans le dossier Zandvoort qui devient hypertrophié. Au total, 81 mineurs sont reconnus par des proches. Un tournant dans l'enquête, mais direction l'impasse. Qu'elles soient effectuées devant les journalistes ou devant les gendarmes, toutes les reconnaissances sont qualifiées d'erreurs. Pas une mère, pas un médecin, pas un travailleur social ne sera cru. Tous se trompent. Des erreurs, ça reste à démontrer. Ton enfant, il a disparu. Tu ne sais pas où il est. La gendarmerie ou la police, en général, c'est la gendarmerie, a la charge de l'enquête. Les gendarmes savent ce qui se passe avec ton gamin. Le dossier, il est enterré. Il y a un dossier qui ressort concernant la pédocriminalité et le crime et les infanticides. Et tu reconnais ton enfant qui a disparu. Une personne reconnaît 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 90, 200. Ils disent que tous se trompent. Ils disent que tous ceux qui ont reconnu leurs enfants se sont trompés. C'était des ressemblances. Je tends un guet-apens au ministre de la Justice là. Je pète sa jambe d'abord, c'est un avertissement. Et je signe. Et dit, tiens,
Ça, c'est pour les enfants disparus. 200 parents ont reconnu au moins minimum leurs enfants. Ils disent que c'est un hasard, que c'est une ressemblance. Vous ne voyez pas qu'on se fout de vos gueules? Vous laissez faire? Je chope le ministre de la Justice, là, je règle son compte. Vous savez quoi? J'ai compris pourquoi les gens, on les piétine. Parce qu'ils ne sont pas réactifs, ils ne réagissent pas. Les gens ont peur de moi. Pas parce que je suis méchant. Parce qu'ils savent que tu me fais quelque chose. Je te refais ça. Bon, bref. Tu vois? Le ministre de la Justice les crache dessus pour protéger ses amis. Tu sacrifies les enfants de qui au nom de la protection de tes amis et de toi-même parce qu'ils sont tous complices. On vient nous parler de l'affaire de comment il s'appelle? Le dernier là. J'oublie son nom. Epstein. L'affaire de Epstein, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à toutes ces autres affaires-là. C'est parce que les gens, ils ont tendance à négocier avec des entités qui ne sont pas humaines. C'est pour ça qu'ils se font avoir. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vont te raconter n'importe quoi. Moi, je te chope. Tu dis que c'est pas mon enfant. Tu dis que c'est pas mon enfant. Mon enfant est en souffrance. Il y a des vidéos. Je reconnais mon enfant. On est 100, on est 150, on est 200. Tu dis que tous ont fait des erreurs, que c'est un hasard, c'est une confusion. Ce sont des gens qui se ressemblent. Et les gars, ils laissent. Mais vous êtes des baltringues. Pardonnez-moi. 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 Tu vas tellement régler leur compte un par un que les autres vont paniquer. Ils vont dire que non, 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 je ne suis pas dans cette histoire-là. Il faut sortir la vérité aux gens là, c'est trop. Mais ce n'est pas possible. Mais vous vous rendez compte? Et celui-là, il vient dire, oui, non, la franc-maçonnerie n'existe pas, on est des complotistes, c'est comme les gens qui parlent du 11 septembre. Qu'est-ce que tu en sais, du con? Qu'est-ce que tu en sais? Comme les gens qui parlent du 11 septembre. Quand il dit ça, ouais, on est des complotistes, c'est comme les gens qui parlent du 11 septembre et tout ça, que la franc-maçonnerie, les gens se font des fantasmes. Il vient de signer. Il a signé. Il a signé. C'est vous qui voulez comprendre ce que vous voulez comprendre. Mais il l'a dit clairement, je suis franc-maçon et je vous emmerde. C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Et il vous traite de complotiste. L'ami de Kémy Séba. Le souverainiste qui se bat. Le vrai français qui se bat. Selon Kémy Séba. Voilà l'analyse de notre... Voilà les gens. Tiens, les Polanski. Voilà. La France a défendu Polanski. Les Français défendaient Polanski. Je connais des Français, des centaines et des centaines de millions même de Français qui défendaient Polanski. Un violeur. Les Français le défendaient. Oui, non, mais c'est pas pareil. C'est un artiste, vous comprenez? Les artistes, ils sont souvent bizarres. Voilà. Ils lui trouvaient des excuses. Va faire qu'on viole ton enfant. Tu vas parler comme ça, là. Les Français défendaient Polanski. Oui, c'est une star. La pute, là, devrait se sentir honorée que Polanski a mis ses mains sur elle. Voilà ce qu'il disait. Regardez l'affaire Polanski. Ouais, on comprend, mais ça ne nous empêche pas d'aimer l'artiste. Voilà ce qu'il disait. La majorité des Français. Oui, on comprend, c'est dommage,
Mais ça ne va pas déteindre sur ce que nous avons comme affection pour lui. C'est exactement ce que les Africains font avec les Marcus Garvey et les autres. C'est exactement la même démarche. Ça les étonne quand on parle de ça en disant que les autres ont dit ça. Ils disent, ah ouais, les salopards et tout ça. Mais eux, ils font la même chose. Mais ils veulent que ça change, en fait. Tout en restant dans le système. C'est pas ça. En fait, ils veulent leur part de gâteau. Ils veulent manger là. Ce n'est pas le système qui les pose problème. Le système est bien pour eux tant qu'eux, ils mangent. Voilà. Donc, eux, ils veulent manger. Ce qu'un gars raconte là, c'est du grand n'importe quoi. Il faut qu'il arrête de fumer la marijuana et tout ça. C'est ça qu'il dit sur moi. Que je suis perché, New Age, machin, on ne sait même plus. Il mélange tout, on ne sait pas de quoi il parle. Il traite de tous les sujets. Tant que tu n'as pas eu affaire aux francs-maçons et que tu ne sais pas comment ils fonctionnent, tu ne peux pas savoir. Moi, je sais parce que j'ai eu affaire à eux. C'est de la vermine. C'est de la vermine. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a beaucoup de documents que je vais vous partager. Mais je voudrais qu'on réécoute encore Georgia Pouliquin, qui a gagné mon estime. Parce que ce n'était pas ça. Hein. Ce n'était pas ça. On l'avait manipulé. Et c'est elle qui m'a appelé. J'ai beaucoup apprécié. C'est une fille qui a un très, très, très bon fond, en vérité. C'est vraiment quelqu'un qui a une repartie. Elle est vraie, en fait. Elle est vraie. Georgia, là, la fille, on peut dire n'importe quoi sur elle. C'est une fille vraie. Elle, là, que vous n'avez pas vu. Il y a plusieurs informations que je n'ai. Elle, là, c'est une fille vraie. Il faut que vous le sachiez. C'est une fille vraie. Elle est sensible, mais elle est. C'est pas, la sensibilité n'empêche pas d'être vraie. Elle est vraie. Je dis rarement ça sur les gens. Je ne m'avance pas facilement sur les gens. On la remet et on ferme la boutique sur celle-là. Je vais mettre ça. On commence par ça. Ah là 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 là, quel monde, les amis. Voilà, on commence par ça. C'est pour des Français légitimes, rigoureux, souverainistes, qui se battent pour leur peuple, mais qui sont dans une dynamique anti-impérialiste, des gens comme mon camarade Juan Branco, qui doivent avoir très mal lorsqu'ils voient des gens à la densité tant guignolesque. Je n'avais pas vu. Il y a plusieurs informations que je n'avais pas vues, mais ça concernait les francs-maçons. Voilà, je m'explique. Juan Branco, lors d'une interview de Sud Radio, a dit qu'il n'y avait pas d'implication d'un complot, entre guillemets, maçonnique derrière ce qui arrive contre les Gilets jaunes, derrière ce qui arrive à la tête de l'État, derrière ce qui arrive avec Emmanuel Macron, etc. Je m'inscris en faux vis-à-vis de ça. Voilà, à partir du moment où Juan Branco nie l'existence de l'implication extrêmement forte des francs-maçons dans ce qui se passe, je lui retire mon soutien. Voilà, c'est tout. C'est clair, net et précis. Je n'avais pas cette information, je l'ai, je retire le soutien. Voilà, jusqu'à ce qu'éventuellement il s'explique ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai moi-même été confrontée, et donc je sais ce que je dis. Juan Branco n'est pas le seul à avoir été un insider, c'est-à-dire quelqu'un qui était à l'intérieur du système et qui en est sorti. Je suis dans ce cas également. Je sais ce que j'ai vu, je sais les preuves que j'ai.
j'affirme haut et fort que les francs-maçons, ils noyautent toutes les institutions de ce pays. Il y a certainement des francs-maçons au bas de l'échelle, puisque c'est sous forme de strates, qui ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe en haut, mais à partir du moment où ça vient des francs-maçons et que tout le monde le sait, j'estime que ceux qui sont en bas de l'échelle n'ont pas à, asservir ceux qui sont en haut de l'échelle. Donc, pour moi, ils doivent sortir de ce système-là. Voilà. Alors, on me dit, oui, il y a des francs-maçons très bien. Non. À partir du moment où ils restent francs-maçons avec ces gens-là à la tête, c'est qu'ils soutiennent ces gens-là et c'est qu'ils acceptent ce qu'ils font. Sinon, on part. Voilà, c'est tout. C'est comme un flic qui obéit à un ordre manifestement illégal. Voilà. Eh ben, il est responsable. C'est tout ce que je dis. Donc, j'affirme haut et fort, et il y a énormément de gens qui ont été victimes des francs-maçons dans ce pays, que c'est exactement le cas. Et que les gens comme Griveaux, Schiappa, Macron et d'autres, etc., qui n'avaient aucune expérience en matière de gouvernement, en matière de politique, etc., tous les députés LREM, etc., qui ont été castés et sont arrivés totalement par hasard, sans aucune expérience, c'est exactement le système de fonctionnement des francs-maçons. Ils ne sont pas sortis de nulle part, ils sont sortis d'un réseau. Et tout le monde le sait, on le dit pour d'autres hommes politiques. On le dit, je ne citerai pas les noms, vous le savez très bien. Voilà. Donc à partir du moment où on a quelqu'un qui vient se poser comme étant une figure des Gilets jaunes et qui affirme cela, qui refuse, ayant été lui-même dans le système comme Juan Branco, qui refuse d'admettre cette chose-là, on me dit qu'il n'en a pas parlé dans les deux versions de Crépuscule. J'estime que soit il en fait partie des francs-maçons, soit il refuse pour une raison qui est la sienne d'en faire état, mais je m'inscris en faux. Et qui me connaissent savent que je suis un bousillé de métaphysique, quelqu'un qui s'est noyé dans les écrits de René Guénon. Le rapport que René Guénon entretenait avec la franc-maçonnerie, est-ce qu'il était franc-maçon, est-ce qu'il côtoyait des loges maçonniques, ça représentait quoi pour lui, et voilà, peut-être pour mieux comprendre ce rapport-là. Oui, il était maçon, il était affilié à la loge Humanidad et à la loge Théba. Toute personne qui refuse ce qu'enfin on est en train de sortir, c'est-à-dire que c'est les francs-maçons qui sont à la tête de ce genre de choses, de ce genre de complot. C'est un complot contre les Français. Je suis désolée, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Dans tous leurs actes, ils sont en train de piller les richesses de la France. Ils ont pris le pouvoir, voilà, et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est déjà le cas. Moi, je suis désolée, je me suis emplafonnée avec des francs-maçons. Je le dis haut et fort. Voilà. Donc, qu'il s'explique là-dessus, Juan Branco, et peut-être on pourra discuter. Mais à partir du moment où il refuse d'admettre cela et voir qu'il le nie, je suis désolée, ce n'est pas acceptable. Voilà. Alors, avoir ce genre d'opinions différentes sur quelqu'un comme ça crée un flot d'insultes, ou alors voilà, enfin, je ne reçois pas que des critiques négatives, mais je me demande en quoi les gens ont le droit de juger une opinion à partir du moment où je n'insulte pas Juan Branco. Voilà, j'estime que ce qu'il dit est faux. Voilà, j'estime que ce qu'il dit est faux et je l'affirme haut et fort, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, Juan Branco, voilà, il est ce qu'il est. Il se pose en nouveau leader des Gilets jaunes. C'est clair, net et précis. Je veux dire, c'était comment il s'appelle, Maxime Nicole, qui était un petit peu en avant. Maintenant, c'est son avocat à Maxime Nicole, donc Juan Branco, qui prend sa place. Un petit peu comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ce jeune homme, il est jeune, il a 29 ans. Donc voilà, j'ai des questions. Je me pose des questions sur Juan Branco. Je me pose des questions sur la raison pour laquelle il n'est jamais censuré. Parce qu'il envoie du lourd quand même. Je me pose des questions sur le fait d'avoir croisé Attali dans son parcours, parce que pour moi, Jacques Attali, quand il veut mettre la main, parce qu'il a voulu mettre la main sur Juan Branco, il y arrive. Si Jacques Attali ne met pas la main sur Juan Branco n'existe plus à mon avis. Dans son voilà. Moi, c'est tout ce que je dis. À mon avis, on ne dit pas non à Jacques Attali.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir ça. Voilà. Je veux savoir ça. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'explique là-dessus. Alors, j'ai quand même l'impression qu'Attali nous refait le coup de Macron. Parce que je vois réagir les gens à une sorte de culte du chef. Ce gars-là sort de nulle part parce qu'il n'était pas porte-parole des Gilets jaunes au départ. Il arrive comme ça. Il est accueilli sur tous les médias. Sur tous les médias mainstream, pratiquement. Hein. On le voit partout. Même chez Hanouna, hein, on le voit partout. Voilà, exactement comme comment elle s'appelait cette dame, Jacqueline Moureau au début. Mais hein, déjà de toute façon dans le Talmud. Bon, enfin de toute façon c'est pas ça qui va m'arrêter. Moi j'ai commencé le travail auprès des parlementaires, auprès des ministres et je continuerai. Allez, c'est parti. T'as viré mes pâtisseries que tu servais dans tes avions. Elles étaient trop chères pourries, mais moi je discrimination. Alors c'est pas compliqué, si tu veux revoir Israël, tu leur fais bouffer mes beignets. Ou adieu Air Bruxelles. Une fois, deux fois, trois fois, et ben voilà. Moi je n'aime pas BHL, il est trop entarté pour moi. Moi je préfère les quenelles, épaulés ou sauce Nantua. Mais si jamais j'ai le malheur de dire que ce type est limite, la licra dans le quart d'heure va hurler à l'antisémite. Toi tu as eu le malheur de réfléchir et de penser. T'as beau être le meilleur, le champion des écaillés, la bande des bâtards sans jus a menacé ton patron. Encore un qui s'est chié dessus devant tous ces bouffons. Moi je n'aime ni Aziza, le type qui parle avec ses mains, ni même encore Azaria, ni les lâches, ni les assassins. Mais dans une France inféodée, que le sionisme agite, y a des gardiens de la pensée pour accuser l'antisémite. Antisémite, 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 antisémite. Tu es partout, tu es le monde, tu es le palestinien. Antisémite, 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 antisémite. Comment pourrait-il en être autrement? Toi tu n'es pas humain. Tu n'as plus qu'à la fermer si tu veux pas qu'on te punisse. Elle s'est soumise vite fait, la pauvre elle n'est que sénatrice. Refiler du fric à sale, en France c'est défiscalisé. C'est vrai mais on va te faire mal si tu continues d'en parler. Un jour j'ai vu un poisson se faire ferrer par le lobby. À genoux demander pardon, je veux une place, je vous en prie. Ils ont dit nous n'existons pas, pourtant nous dirigeons l'élite. Pour exister il faut qu'on croie que le monde est antisémite. Antisémite, 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 antisémite. Tu es partout, tu es le monde, tu es le musulman, le chrétien. Antisémite, 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 antisémite. Tu es le goyim ou le porc, tu es le singe ou bien le chien. Ce matin dans ces escaliers, le pauvre Joshua s'est ramassé.
la gueule en sang, tout déformé, mais ça lui a donné une idée. Appelez l'avocat du Bnébrit pour des dommages et intérêts. Il faut punir l'antisémite qui a construit cet escalier. Moi, y en a un par-dessus tout qui me fait bien marrer. On l'appelait Moïse le fou, une victime de Dieudonné. Ce type-là s'envoyait lui-même des SMS antisémites. Son but entretenir la haine et surtout prolonger le mythe de l'antisémite. Antisémite, antisémite, tu es partout, tu es le monde, tu es surtout dans ta tribu. Antisémite, 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 t'es ridicule, t'as même pas honte, arrête, tout le monde t'a vu. Antisémite, 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 tu es celui qui a le culot de ne pas aimer Attali. Antisémite, 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 tu es celui qui ose critiquer la terre-dieu-avenir. Antisémite, 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 tu es celui qui révéla des incohérences historiques. Antisémite, antisémite,